Au soleil? Mmh. Cher Créateur, sois notre guide et notre esprit alors que nous tentons d'apporter la paix, à tous ainsi que la reconnaissance de la dignité et de l'aspiration de ceux qui nous servent. Amen. Chers collègues, avant de commencer, je voudrais, attirer l'attention sur la tribune et accueillir monsieur Darrell Delaney. Bienvenue de retour. Darrell est le député pour, ancien député pour, Range Lake, et c'était il y a un certain temps et ça fait plaisir de vous revoir, madame la première ministre. Pour commencer, monsieur le président, je, hem, peux déposer, heu, m demander la parole, conformément au règlement de l'Assemblée législative. Le député de Crème Lake, a, mmh, fait, la déclaration suivante. La première ministre, a pris un vol commercial, pour se rendre à une conférence de presse en août, le 22 août dernier 2023. J'ai, heu, examiné, la vidéo de la conférence de presse et les déclarations suivantes ont été faites. Les personnes qui n'ont pas suffisamment d'argent pour, heu prendre, l'avion et doivent prendre leur voiture, recommande que vous les retrouviez au centre commercial et au multiplex, pour, apporter du soutien, car il ne faut pas qu'ils, tombent en panne sur l'autoroute. Nous voulons nous assurer que, chacun soit en sécurité. J'ai, délivré ces remarques après que, hem, le président et le premier ministre aient souligné dans une annonce, cette même méthode, pour l'évacuation des résidents. Le gouvernement des Territoires du Nord Ouest a aussi annoncé qu'il allait, à l'époque, apporter, des, méthodes d'évacuation aux résidents dans les jours à suivre. Monsieur le président, le contexte de mon allocution est important. Je n'ai pas encouragé les résidents à prendre des vols commerciaux. J'étais préoccupée par le fait que ceux qui n'avaient pas suffisamment d'argent pour, voyager par leurs propres moyens, soient conscients que des vols commerciaux seraient mis à leur disposition par le gouvernement. Merci, monsieur le président. Merci, madame la première ministre. Mes déclarations des ministres, une déclaration des ministres. Heu, Monsieur le ministre, madame la ministre, responsable du logement pour le territoire du Nord-Ouest. Monsieur le président, n nous avons établi de forts partenariats avec les gouvernements autochtones au cours de ce mandat. Parce que nous avons ces relations de collaboration avec eux, nous avons prévu beaucoup de financements basés sur la distinction apportée par le gouvernement du Canada pour les priorités du logement. Le groupe de travail sur le logement a joué un rôle essentiel dans l'élaboration de programmes et de politiques en tant que, partie intégrante de l'approche du gouvernement du Territoire du Nord-Ouest. Et le formulaire de demande, prévu sera crucial dans l'apport, de meilleur, logement. Nous avons également favorisé l'échange d'informations en entre tous les organes de gouvernement et toutes les parties sur, la question du logement. Monsieur le président, nous devons souligner également un autre succès.
Les accords formels signés entre notre gouvernement et le gouvernement Clinton, le gouvernement Satu et le gouvernement Dene pour euh, répondre à leurs besoins. Ces ententes sont euh, personnalisées pour chaque gouvernement autochtone et nous restons à l'écoute de ces partenaires. Le gouvernement reconnaît la relation et le travail déjà fait pour l'élaboration d'un cadre intergouvernemental de collaboration pour l'élaboration de politiques en matière de logement. Le gouvernement des Territoires du Nord Ouest fera de cette question sa priorité et s'engagera avec les gouvernements autochtones à travers le pays pour apporter, selon ses priorités clés, de meilleures situations de logement. Monsieur le Président, le gouvernement a collaboré avec les gouvernements autochtones pour proposer des euh, logements à occupation seule qui ont été en très forte demande. Il a mis en place un comité permanent consultatif, pardon, un comité consultatif d'aînés composé d'aînés autochtones et de personnes ayant l'expérience du soin aux aînés. Nous avons vu les améliorations possibles apportées par ces politiques qui répondent mieux aux besoins des aînés. Grâce à cette approche hautement collaborative et à la participation de chacun à chaque étape, ça a été une réussite. Une réussite. Je veux remercier chacune des personnes ayant participé. À travers la négociation de contrat, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a travaillé directement avec les gouvernements autochtones afin de mettre au point des logements efficaces en termes d'énergie et mieux conçus. Les entreprises locales s'impliquent dans la construction, le secteur se développe et plus de logements sont construits pour les personnes autochtones. Notre gouvernement a mené des recherches pour déterminer spécifiquement les besoins de chaque communauté, y compris les besoins de travailleurs essentiels comme les enseignants et les infirmières, afin de pouvoir euh, construire des logements permettant une meilleure dotation dans les communautés concernées. Nous avons également fourni à la North Slave Housing Corporation des fonds pour leur programme pour la création de 75 logements à Yellowknife. Le financement nous permet d'améliorer la qualité de ces logements tout en les rendant plus efficaces au point de vue énergétique. Monsieur le Président, le logement le gouvernement n'est pas toujours le fer de lance en termes de politique de logement. Nous avons accueilli des fonds fédéraux ainsi que la participation des interlocuteurs autochtones. Plus de 400 millions consistent en financement apporté et a permis au gouvernement des Territoires du Nord Ouest de répondre aux besoins en matière de logement. Les gouvernements autochtones utilisent leurs fonds également et ont pu mettre en place plusieurs programmes adéquats afin de mieux servir leur communauté. Monsieur le Président, je l'ai déclaré avant, un gouvernement seul ne peut pas répondre aux besoins en matière de logement des communautés. Il faut pour cela des partenariats. Le gouvernement du Territoire du Nord-Ouest doit rester concentré sur les besoins spécifiques des communautés. Monsieur le Président, je voudrais aussi remercier les employés du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest pour leur collaboration et leur travail dans l'accomplissement de ce travail à l'Assemblée. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre. Déclaration des ministres. Déclaration des ministres. Madame la Ministre responsable de la Santé et des Services sociaux. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, au cours de ce mandat, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a travaillé à ses engagements. C'est afin de permettre aux seniors et aux aînés de pouvoir
vieillir chez eux dans la dignité. Nous avons entendu certaines des remarques là-dessus. Nous sommes associés au gouvernement autochtone afin de mettre en place, pardon, à être des acteurs afin de mettre en place un cadre pour les politiques de logement pour les aînés. Ce programme re- ce plan regroupe des programmes et des stratégies pour permettre aux aînés de rester chez eux le plus longtemps possible. Beaucoup de personnes ont contribué à ce cadre. Ils sont engagés et respectent les aînés et leur engagement reflète les valeurs placées dans la communauté. Leur participation et leur compréhension des besoins des aînés répond aux lacunes en matière de services et euh, nous donne une meilleure compréhension de comment permettre aux aînés de vieillir chez eux. Il y a 4 zones clés organisées en 4 piliers: l'environnement, la sécurité, l'information et la communication. Faire progresser le travail, dans ces zones à travers, les engagements de notre mandat et aussi des plans d'affaires, sera crucial afin de répondre, aux besoins des seniors. Je vais, parler de chaque pilier séparément. L'env L'environnement, est le pilier qui met l'accent sur, l'abordabilité et l'accessibilité du logement pour augmenter la sécurité des aînés, pour leur permettre de participer à des, activités culturelles et sociales quotidiennes. Il s'agit, de questions de transport et de sécurité en extérieur. Par exemple, qui permettent d'éviter les chutes et blessures et permet d'avoir la sécurité en matière de transport. Ensuite, le pilier de cette approche consiste à appuyer la santé mentale à travers, des, activités appropriées pour l'âge et différentes sources de financement. Les aînés peuvent, par exemple, se s'associer à des jeunes pour partager la culture et les savoir-faire traditionnels. Nous avons mis en place des fonds de financement pour, permettre, aux aînés de rester dans leur communauté et tout en préservant leur santé et leur bien-être. Il s'agit de santé, de, foyer et de relations. Une approche intégrée au service ainsi que des conseils, par des professionnels, j et des experts en matière juridique, seront délivrés. C'est afin de protéger les aînés contre, l'abus des, aînés. Nous voulons que ces politiques, soient, accessibles, répandues et appropriées au niveau culturel. Pardon, Monsieur le Président. J'espère que le prochain gouvernement va investir dans des programmes adoptés, prendre les bonnes décisions et pour permettre aux aînés de participer dans des activités de loisirs, et culturelles. Une vie confortable pour un aîné veut dire, avoir accès aux, services nécessaires afin de pouvoir vivre de façon indépendante et sûre et sécuritaire à la maison. Ça nécessite une collaboration avec toutes les entités du gouvernement et nos, partenaires d'affaires. Ce travail a déjà débuté lors de cette assemblée, y s y compris une nouvelle subvention, heu, un un des revenus pour les aînés ainsi que des financements supplémentaires. Je suis convaincue que ces initiatives vont aider les aînés à mieux vivre chez eux. Ce cadre, est un produit d'une motion que j'ai déposée moi-même en 2020. Elle apporte, l'orientation nécessaire au gouvernement pour, mieux apporter les services aux aînés afin de pouvoir, tous vieillir chez soi avec, les appuis appropriés. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la ministre. Déclaration de ministre. Déclaration de ministre.
le ministre responsable pour les affaires, politiques et culturelles. Monsieur le ministre, Monsieur le président, je, heu, veux aujourd'hui demander la parole afin de parler de la saison des feux de forêt et qui a eu des résultats terribles. Des de nombreuses communautés ont été impactées et des résidents ont été évacués de leur communauté. Je comprends que ces événements d'urgence et évacuation ont été extrêmement stressants pour les communautés. J'ai été moi-même, évacuée, au printemps 2021 et je comprends, les, heu les troubles, heu, que cela implique. Il est également question de réparation après les dégâts. C'est, une page de notre histoire marquante que nous n'oublierons jamais. Pour, préserver cette archive, je veux, heu, déposer un document, à ce sujet. Il est important pour nous de nous rappeler des événements qui se sont produits dans un temps très court dans l'environnement qui était en place, qui a mené à la déclaration d'un état d'urgence. Monsieur le président, N notre pire saison, des feux de forêt a été également, celle où nous avons dû mettre en place un système d'évacuation hors de la province, hors du territoire. Les plans d'éva d'évacuation, plans d'urgence, heu, ont vu une une organisation, heu, une organisation spécialisée, heu pour devenir, l'organisateur, de notre réponse. Lorsque le gouvernement du Territoire du Nord Ouest a besoin d'assistance, il demande l'aide du Canada, et des fonds fédéraux. Donc c'est ce que nous avons fait à travers, le TIMO. Cette organisation, nous avons demandé le soutien d'ONG comme United Way, le soutien de la Colombie-Britannique, de l'Alberta et du gouvernement fédéral. Nous avons dû faire plusieurs ajustements au cours, des semaines passées, pour, répondre au changement de situation et à mesure que de nouvelles informations émergeaient, nous avons, heu, dû faire appel à des contracteurs externes. C mmh, cependant, n nous n'attendons pas les recommandations d'une évaluation et d'effectuer pour, commencer à faire des changements. Nous allons Heu, commencer à mettre à jour, le plan d'évacuation d'urgence, mieux former les, heu heu, les équipes, de réponse, aux situations d'urgence, et d'autres initiatives. Nous nous attendons de pouvoir, retomber sur nos pieds après cette saison des, heu, feux de forêt afin de pouvoir, reconstruire, les entreprises et les communautés affectées, particulièrement la communauté, pardon, d'entreprises. Mmh, le tous ceux ayant contribué aux efforts collectifs, méritent notre gratitude et nos remerciements. Aux pompiers, vous avez montré du courage, ainsi que les personnes les employés de première ligne et les contracteurs qui ont travaillé si dur à la prévention des feux de forêt et à la réponse d'urgence. Aux résidents qui ont montré, leur, résilience à cette situation, et ont démontré leur, générosité face aux autres évacués, merci. Merci au gouvernement des Territoires du Nord Ouest et aux agences qui ont appuyé nos efforts et merci à nos partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux qui nous ont aidés lorsque nous en avions le plus besoin. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le ministre. Déclaration du ministre, déclaration des députés. Madame la députée de Tebacha. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes aujourd'hui le pardon, demain est le 30 septembre.
C'est la Journée nationale de vérité et réconciliation qui reconnaît les survivants des pensionnats autochtones et des externats autochtones, et les préjudices subis dans ces établissements. C'est une journée célébrée à travers tout le Canada. C'est aussi l'occasion de reconnaître l'histoire du colonialisme dans ce pays et la douleur et les souffrances infligées aux peuples autochtones. C'est aussi une journée qui nous permettra de, hem, commémorer les familles, les, survivants et leurs proches qui ont été impactés par le système des pensionnats autochtones. La Journée nationale de la vérité et la réconciliation est une date extrêmement importante. Il est extrêmement important d'observer cette journée de commémoration afin de ne pas effacer cette histoire douloureuse de notre conscience collective. Il est important que chacun comprenne l'importance et la signification de cette journée. Il est important que chacun prenne le temps de s'informer et d'informer les autres de pourquoi cette journée est marquée à notre calendrier. Monsieur le Président, si je n'avais pas pris l'occasion aujourd'hui de dire que Fort Smith est toujours euh, le foyer d'un bâtiment, qui porte une lourde histoire et qui est toujours actif. Je parle de s d'un immeuble d'un bâtiment précis à Fort Smith et cela, bouleverse beaucoup de résidents, y compris moi-même à Fort Smith. Ce bâtiment est le premier bâtiment qui doit être, démoli, heu à Fort Smith pour être remplacé par Polytech. Dans tous les cas, Monsieur le Président, j'espère que chacun prendra une minute pour réfléchir à ce que signifie la réconciliation pour eux-mêmes et pour le pays. Je sais que ça peut être un sujet difficile à aborder, mais je voudrais encourager chacun à sortir de leur zone de confort et à avoir une conversation avec quelqu'un concernant ce sujet important. Il est important que notre pays s'engage dans ce dialogue et cela aidera au processus de guérison et à faire avancer notre pays de façon positive et juste. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la députée de Tebacha. Déclaration des députés, Monsieur le député pour Nunavut. Merci, Monsieur le Président. La Journée nationale de vérité et réconciliation est demain. Je voudrais remercier toutes les communautés dans ma circonscription et à travers le pays qui ont organisé des initiatives pour montrer qu'ils se rappellent de ce temps. Et j'encourage chacun à passer du temps avec sa famille et ses amis et à s'apprécier les uns les autres. Il y a ceux qui veulent parler au sein des communautés et ceux qui ne le savent pas. Je suis très fière de ma culture et de ma communauté. Je suis survivant moi-même des pensionnats autochtones, de la même façon que mon père, mon grand-père et ma mère, qui elle a aussi traversé ce système. Ça a eu de nombreux effets sur nos familles d'une façon ou d'une autre, mais nous sommes toujours debout. Le fait de faire partie d'une communauté, de voir que nos jeunes peuvent aller chasser, pêcher, explorer sans avoir à se rendre dans un pensionnat est vraiment touchant et je pense que nous sommes extrêmement chanceux d'en être là où nous en sommes. Nous, nous devons encourager cela dans nos communautés, particulièrement nos jeunes. Nous devons continuer à leur dire de se concentrer sur les choses les plus importantes et encourager chacun. Monsieur le Président, les pensionnats autochtones ont eu un impact qui continue à frapper les peuples autochtones à travers le Canada, particulièrement dans le Nord. Je dis toujours, Monsieur le Président, euh, commémorer le passé, vivre le présent et imaginer l'avenir. Les, à travers les défis traversés, la réconciliation signifie que nous pouvons à présent travailler ensemble. Nous sommes tous sur la même longueur d'onde et nous pouvons avancer sans regarder en arrière. Mais il est difficile de se faire. C'est pour cela que cette journée et cette semaine sont extrêmement importants. Nous devons rappeler à chacun ce à quoi nous devons penser, ce que nous devons faire.
c'est le rappel du du parcours difficile, heu, qu'ont eu les autochtones et de peut-être meilleures possibilités pour l'avenir. Monsieur le président, je veux souhaiter à chacun de Nunavut et ailleurs, une merveilleuse fin de semaine, de prendre le temps pour, s'apprécier les uns les autres et de prendre le temps de la réflexion. J'ai toujours moi-même une réflexion. Nous avons d'autres députés dans cette chambre qui sont des survivants des pensionnats, y compris moi-même, et lorsque nous voyons des frères et sœurs qui ont survécu, c'est comme si, il nous manquait quelque chose. Je vois des bons amis, des proches, qui ont disparu. J'ai perdu l'un de mes amis, dans les années 90, lorsque nous sommes sortis des lorsque les pensionnats ont pris fin, mon cher ami Raymond est décédé. On pense à ces choses-là et on réfléchit vraiment, on se dit que on a de la chance d'être toujours debout et que donc nous devons offrir un meilleur avenir à nos jeunes. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le député, pour Nunavut. Déclaration du député, député de Date Show. M Merci, monsieur le président. Demain, samedi, est u un jour férié reconnu au niveau national, la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Ça se produit le 30 septembre de chaque année. Cette journée honore les survivants des pensionnats autochtones à travers le Canada, les milliers d'enfants qui n'ont jamais pu rentrer chez eux. Le gouvernement fédéral a fait appel aux églises catholiques et anglicanes qui opéraient ces établissements pour assimiler les enfants autochtones dans la culture de l'homme blanc. L'une des façons dont c'était fait, c'était que les autochtones, les enfants autochtones étaient séparés de leur famille et de leur foyer. Ils n'étaient pas autorisés à parler leur langue natale ou à pratiquer leur tradition ou leur culture. Ils essayaient d'enlever l'Indien du cœur des enfants autochtones. Ça a été reconnu au cœur du dans le papier, de, 1969, par un papier du gouvernement fédéral. C'est une approche qui continue à impacter les générations, à ce jour. Nous voulons mener une réflexion, reconnaître nos ancêtres et penser aux nombreux enfants qui ont perdu leur vie au sein du système des pensionnats autochtones. C'est une journée importante dans le processus de réconciliation pour reconnaître, dans le cadre de l'un des 94 appels à l'action édités par la Commission de vérité et réconciliation. Veuillez nous rejoindre, dans les festivités prévues demain pour honorer et commémorer tous les, survivants des pensionnats autochtones. Merci. Merci à député de Date Show. Déclaration du député de Hay River Sud. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes à la fin de notre mandat de 4 ans, mais finalement, nous sommes confrontés aux mêmes problèmes, y compris le recrutement des travailleurs de la santé, le manque de logement, l'itinérance, le coût de la vie, la toxicomanie, l'accès aux travailleurs, les activités économiques, l'action positive et d'autres enjeux importants. En ce moment, j'aimerais parler des soins de santé. Pourquoi avons-nous de la difficulté à recruter les travailleurs de la santé chez nous? Monsieur le Président, le centre de soins de santé à Hay River fournit des services aux résidents et aux résidents des Premières Nations avoisinantes ainsi que d'autres municipalités avoisinantes. Nous sommes un centre en matière de soins de santé de façon officielle, mais les résidents peinent à accéder aux services. Les gens dépendent des services qui leur ne sont pas disponibles en raison d'un manque de personnel. Cela veut dire que la santé des gens est à risque. Les gens en ont eu marre de ce problème de manque de personnel. Nous devons régler ce problème. Il était une fois où les TNO étaient compétitifs par rapport aux salaires offerts au travers de la santé, mais ce n'est plus le cas. Nous
sommes uniquement comparables où nous avons un déficit salarial qui mine nos efforts en matière de recrutement en raison des coûts de la vie élevés. L'Office des services sociaux de Hay River est une entité séparée des autres entités gouvernementales et ces employés nous disent qu'ils n'arrivent pas à recevoir des avantages sociaux au-delà de ce que fournit le gouvernement. Et donc, les infrastructures sont la propriété du gouvernement et le coût d'entretenir ces établissements est payé par le gouvernement. Les négociations contractuelles ont besoin d'un soutien de la part du gouvernement. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'envisage pas une fusion de ces différentes entités pour que les travailleurs soient traités équitablement au sein du réseau de la santé? Et ce serait une façon de fournir des soins de santé de qualité à nos résidents. Merci. Déclaration de député, député de Flame Lake. Merci. Le ministre de l'Éducation, de la Culture et de l'Emploi sait que j'aime bien les archives des TNO ainsi que le musée territorial à Yellowknife. Je me rends aux archives une ou deux fois par année et le service est excellent. Cependant, j'ai des préoccupations par rapport à l'état de cet édifice bâti en 1977 et le manque de gestion du patrimoine situé dans ces archives. Donc, j'ai vu toutes sortes d'études concernant le fait qu'il faut que cet édifice soit modernisé. Beaucoup de documents importants historiques ne sont même pas entreposés à ce lieu en raison de manque de capacité. Et ils sont entreposés dans un édifice qui est tout à fait inapproprié pour un stockage à long terme, ce qui met à risque ces documents. Donc, pensons à la chaleur à l'intérieur de cet édifice. C'était insupportable. Ces documents concernent le transfert des autorités du fédéral au TNO, un changement politique des TNO. Il y a des documents sur les administrations autochtones, sur les traités et d'autres événements importants de notre histoire. Et on s'occupe aussi des documents de 21 autres entités, ainsi que des documents privés euh, qui ont été donnés. Lorsque j'étudie la loi sur les archives qui remonte à 1981, en fait, la loi ne contient aucune norme pour ce qui est du stockage de ces documents. L'article 5.2 dit la chose suivante. L'archiviste s'occupe de la sauvegarde de tous les documents publics transférés aux archives en vertu de cet article. Fin de citation. C'est beaucoup de responsabilités, mais avec très peu de ressources pour assumer cette responsabilité. La loi sur les archives a été sur la liste des mesures législatives à moderniser, mais on ne l'a pas encore fait. J'aurais des questions pour le ministre sur les pratiques de nos archives et le respect de ces pratiques de la loi. Merci au député de Frame Lake. Déclaration de député, député de Great Slave. Merci, Monsieur le Président. L'automne est arrivé, donc c'est le moment de nous préparer en vue de l'hiver. C'est un moment où on termine des projets et où on commence à raconter de nouvelles histoires. On est reconnaissant pour la saison qui vient de tirer à sa fin. Cependant, pour beaucoup, l'automne nous rappelle du moment où les voix des enfants n'étaient plus entendues dans les collectivités. L'automne, c'était le moment où les enfants ont été enlevés de leurs maisons, les maisons où les parents, les grands-parents s'occupaient d'eux, et les maisons où on parlait leur langue, où on honorait leur culture et où on avait leurs propres pratiques culturelles. Les enfants ont été placés dans des pensionnats
très loin de leur collectivité. Les parents se faisaient arrêter s'ils ne respectaient pas les ordres du gouvernement. Donc, l'objectif du système était de tuer l'autochtone à l'intérieur de l'enfant. C'est un programme qui a été créé par le fédéral et dirigé par les églises. Et donc, les gens qui s'occupaient des enfants leur ont imposé toutes sortes de mauvais traitements. Le 30 septembre est la journée nationale de la vérité et de la réconciliation. C'est un petit geste dans le cadre de nos efforts pour redresser les torts infligés aux peuples autochtones du Canada qui étaient là bien avant l'arrivée des colons. Donc c'est notre responsabilité d'apprendre sur l'histoire de ces institutions. Nous devons faciliter le dialogue avec nos amis et avec nos familles. Et nous devons comprendre que ce n'est pas quelque chose du passé. En fait, les pensionnats autochtones existaient même en 96. Le trauma causé par ces institutions est fortement ressenti dans nos collectivités et c'est notre responsabilité de comprendre l'importance de cette journée pour que nous puissions tous participer au processus de réconciliation. Donc, je voudrais honorer tous les enfants qui ont assisté aux pensionnats autochtones et j'aimerais rendre hommage à tous les enfants qui ne sont jamais rentrés chez eux. Qu'on évite ce genre de situation à l'avenir. Déclaration de député de Trinidad-Willowday. Il y a 4 ans, un événement anticonstitutionnel s'est produit dans ma circonscription. Je ne veux pas trop me concentrer sur le passé, mais je demande une guérison pour nos résidents qui ont beaucoup souffert en raison des gestes du gouvernement. Il y a 1 an, quelque chose d'impensable s'est produit. Il y a eu une intervention policière dans une Première Nation, ce qui est à l'encontre des principes de la réconciliation. Le chef ainsi que toute la collectivité, tous les résidents de la collectivité ont vu ce geste qui était tout à fait à l'encontre des principes de la réconciliation. Aujourd'hui, les résidents demandent une reddition de comptes. On ne peut pas oublier cet anniversaire sans soulever cette injustice. C'est à l'encontre de nos valeurs et mine l'avenir des premiers peuples. L'absence d'une enquête me préoccupe profondément. 1 an s'est écoulé et on ne sait pas encore ce qui s'est produit ce jour-là. On attend toujours des réponses au niveau de la transparence et au niveau de la redevabilité. Nous aimerions voir un engagement de la part du gouvernement pour redresser les torts infligés. On est aussi préoccupé par le manque d'excuses par le ministère de l'Environnement qui assume la responsabilité pour cet incident troublant. Des excuses ne sont qu'un geste courtoisie, mais c'est un début vers la reconnaissance de la souffrance infligée. Donc, à tous les résidents, je voudrais dire que votre douleur est la mienne, votre lutte est la mienne. Je suis en solidarité avec vous et je demande des excuses du gouvernement. Au ministre, je ne vais jamais m'arrêter tant que la vérité ne sera pas connue par tous. Je demande le consentement unanime pour terminer ma déclaration. Le député demande la permission de terminer sa déclaration. Veuillez poursuivre. Merci. Au ministre, nous n'allons pas nous arrêter tant que la vérité ne sera pas connue. Le ministère doit reconnaître ce qui a été fait et nous n'allons pas permettre à ce que cet événement définisse notre avenir. C'est la responsabilité du gouvernement de protéger les gens et de défendre leurs droits.
C'est notre devoir de tenir le gouvernement responsable lorsque ses droits sont bafoués. Nous avons besoin de trouver la capacité de demander la justice. J'aurais des questions au ministre du changement climatique. Merci au député de Trinidad-Willowday, député de Newington Lakes. Merci. Une priorité de cette législature était d'augmenter le nombre d'unités de logement. Selon notre mandat, on allait augmenter le nombre d'unités de logement, notamment pour les personnes vulnérables, d'une centaine d'unités au cours de 4 ans, et on avait l'impression de permettre à une centaine de personnes ou de familles de devenir propriétaires de maisons. Le logement est une crise de notre pays et notamment chez nous dans les TNO. Un manque de logement dans les TNO ne s'est pas amélioré malgré cette priorité. Je ne peux pas vous parler des détails dans chacune des collectivités, mais je peux vous parler de la situation à Inuvik. Il y a beaucoup d'unités de logement vacants et c'est le cas depuis 4 ans. Pourquoi ces unités de logement sont-elles inoccupées? Nous avons accordé des sommes, mais les travaux n'ont jamais été commencés. Nous avons une liste d'attente de personnes qui pourraient utiliser ces unités de logement. Ces unités de logement sont même chauffées sans aucun locataire. Et en fait, je les passe au quotidien lorsque je suis chez moi. Il n'y a qu'une seule unité de logement qui a été construite et les 2 familles qui vont pouvoir se servir de cette unité seront très heureuses. Cependant, une unité après 4 ans ne va pas régler le problème de la liste d'attente des personnes en attente de logement. J'aurais des questions pour la ministre responsable d'habitation TNO. Merci. La députée. Déclaration de député, député de Yellowknife Nord. Merci, Monsieur le Président. Nous avons embauché un panel indépendant qui a fait du bon travail au niveau de l'approvisionnement. Le rapport a été déposé en juin 2021. Et de façon naïve, je me suis dit que quelques mois plus tard, il y aurait des changements au niveau de l'approvisionnement. J'ai étudié le rapport, j'avais l'impression que le travail était bon et je soutenais la majorité des recommandations. Des changements ont été proposés pour les différentes règles entourant l'approvisionnement. On a recommandé de proposer une nouvelle définition d'entreprise du Nord, c'est-à-dire des entreprises dont 50% appartenaient à quelqu'un du Nord. Et on a recommandé d'utiliser cette définition. Mais finalement, notre mandat tire à sa fin et nous n'avons pas modifié notre politique. On a recommandé la création d'une politique autochtone en matière d'approvisionnement. Ces discussions n'ont pas eu lieu et il n'y aura pas ce genre de politique durant cette législature. Il me semble que nous devrions avoir un objectif comme celui du Yukon. Finalement, on n'a pas amélioré la situation. En août 2023, le gouvernement a déposé sa réponse à cet examen de l'approvisionnement et il y a une nouvelle définition d'entreprise du Nord. Aucun changement ne sera apporté au seuil des soumissions. Et il n'y aura pas de politique autochtone, mais peut-être Walmart ne pourra plus faire des soumissions. J'aurais des questions pour la ministre. Merci au député de Yellowknife Nord. Déclaration de député et député de Montfouille. Merci. Monsieur le Président, la journée nationale pour la vérité et la réconciliation est demain. Cette journée signifie le moment de l'année où les enfants autochtones ont été placés dans les pensionnats autochtones. Donc, on avait pour objectif
de tuer l'autochtone à l'intérieur de l'enfant. Nous devons honorer ces enfants, les enfants qui ne sont jamais rentrés chez eux, ainsi que leurs parents, leurs grands-parents, leur famille et leur communauté. Donc, si on porte de l'orange, c'est une façon de reconnaître l'impact de cette époque sur les familles autochtones. Donc, je demande à tout le monde de penser à l'histoire douloureuse des TNO. On ne peut jamais oublier les petits enfants, les petits garçons qui ont pleuré la nuit en pensant à leurs parents et à leurs grands-parents. On ne peut pas oublier les parents, la douleur des parents et des grands-parents qui pleuraient pour leurs enfants. Monsieur le Président, je demande à ce qu'on pose des gestes pour redresser ces torts et je demande à ce qu'on travaille ensemble pour améliorer l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Nous avons commencé à reconnaître la discrimination à laquelle font face les enfants autochtones. Mais davantage doit être fait, notamment pour les jeunes personnes autochtones dans le système de protection de l'enfance. 98% des enfants des TNO ou dans le système de protection d'enfance sont des enfants autochtones. Nous devons commencer à penser à des changements et fournir plus de soutien aux familles autochtones. Nous devons leur fournir plus de possibilités scolaires et nous devons leur fournir plus de ressources pour qu'elles puissent être couronnées de succès. Pas mal de survivants des pensionnats n'ont pas eu les compétences nécessaires dans la vie et en fait se sentaient plus à l'aise en institution et c'est vraiment triste. Nos prisons sont remplies de survivants des pensionnats autochtones qui ont dit être prisonnier est plus facile que de vivre dans une pensionnat. Il faut leur fournir des mesures de soutien appropriées. Nous voulons que les TNO permettent à tout le monde de contribuer à leur communauté. Et donc j'espère que durant la journée nationale de la réconciliation et de la vérité, on va prévoir des gestes pour venir en aide aux enfants et aux résidents des TNO. La vérité et la réconciliation, c'est une question de penser au passé, mais aussi à l'avenir. Nous devons le faire ensemble en collaboration avec le gouvernement, avec les administrations autochtones, avec les ONG et aussi avec tous les résidents des TNO. Notre population est de 44 000 personnes. Merci à la députée de Montfouilly. Déclaration de député de Cam Lake. Merci. Monsieur le Président, les gestes en matière de changement climatique constituent des gestes en matière de réconciliation. Nous venons de fracasser des records sur le plan météorologique, mais il y a très peu de gestes qui ont été posés pour contrer le changement climatique. Hier, on a entendu parler du fait que le gouvernement promet beaucoup, mais ne fait pas grand-chose dans le domaine. À l'échelle mondiale, les personnes autochtones protègent 80% de la biodiversité, mais ne constituent que 5% de la population mondiale. Le coût des inégalités climatiques sont payés par les Canadiens autochtones, où le changement climatique mine l'accès à toutes sortes de droits de base, y compris le logement, l'autodétermination. Le changement climatique touche de façon disproportionnée le Nord. Mais à l'échelle mondiale, les gens se mobilisent, notamment les enfants qui se tournent vers les tribunaux pour tenir les gouvernements responsables. Cet été, 16 jeunes personnes de l'État de Montana
ont gagné une affaire devant les tribunaux. Donc, l'affaire portait sur l'impact du changement climatique. En avril, il y a eu une affaire devant les tribunaux de l'Ontario. L'affaire a été abandonnée, mais le juge a reconnu que les personnes autochtones sont touchées de façon disproportionnée par le changement climatique. Ce n'est que quelques exemples des litiges climatiques qui se passent à l'échelle mondiale. À l'échelle mondiale, les cours tiennent le gouvernement responsable vis-à-vis des gestes en matière de changement climatique. Donc d'ici 2050, il y aura plus de milliards de personnes déplacées par l'impact du changement climatique. Quelques degrés d'augmentation signifient des changements drastiques à l'échelle mondiale. Les résidents des TNO sont devenus des statistiques en réfugiés climatiques déplacés par l'impact du changement climatique. L'absence de véritables gestes climatiques risque de miner la réconciliation qui menace les droits prévus par les traités et par la charte. La crise climatique fait boule de neige et il faut que le travail pour s'y attaquer soit bien financé. Donc un juge des TNO dirait quoi par rapport aux efforts du gouvernement en matière de changement climatique? Merci. Merci à la députée de Cam Lake. Députée de Saint-Tout. Merci, Monsieur le Président. Demain est une journée historique au Canada. On reconnaît la vérité et la réconciliation des peuples autochtones à l'échelle du Canada. Aujourd'hui, j'aimerais reconnaître les députés qui sont parmi les derniers survivants des pensionnats autochtones. Vous, Monsieur le Président, Madame Jacobson, Madame Simler, le ministre Archie et moi-même. Et à nos interprètes, je pourrais aussi les reconnaître: Sarah Curie, Teresa Echanelli, Lillian Elias et Jonas Lafferty. Les efforts dans notre pays ont été historiques, mais je voudrais aussi qu'on se reconnaisse comme personnes dans le Nord qui travaillent pour améliorer notre résilience vis-à-vis des peuples autochtones. Je suis là car ma grande-mère a été survivante et ainsi que ma mère. Et Peggy Day et Sherry Gordon d'Inuvik, mes mères adoptives. Et donc je suis résident d'Inuvik, je suis survivante. On se rétablit aujourd'hui, on est résilient et je suis très fier de pouvoir participer à ce processus pour nous permettre de nous rétablir comme pays et comme territoire. Nous sommes résilientes et à nos grandes mères, vous serez fiers de ce que nous allons faire. Nous sommes en train de faire de notre guérison et je ne suis jamais seul. Je suis avec les 10 000 femmes autochtones absentes aujourd'hui, celles qui n'ont pas pu se défendre. Merci. Merci. Déclaration de député de Nahende. Merci, Monsieur le Président. Alice Kane Palissy est née le 30 juin 1947 à Fort Wrigley. Ses parents étaient Wilson et Carolyn Palissy. Alice est parmi 13 frères et sœurs. Et elle a été vue comme matriarche de sa famille. Elle voulait toujours aider ses parents. Elle était survivante des pensionnats autochtones et elle a assisté à Growley Hall à Inuvik. Finalement, elle a déménagé à Yellowknife pour aider sa tante. Et sa famille et ses proches le décrivent comme personne travaillante, personne pleine de joie et personne amicale. Elle aidait toujours les gens, peu importe si ils étaient famille ou des amis. Cette attitude est
toujours de bonnes choses sur ses petits-enfants, sur son fils et sur sa belle-fille. Donc son fils était là lors de son décès. Ah, Mr. Speaker, her sister, Lena, described her being woken up and being told that Alice had passed on. All the sisters cried, got dressed to go to the hospital, say their last goodbyes. It was very hard for them to lose her. Mr. Speaker, she was preceded by her loving husband, Eddie Sumberger, her parents, and brother, George. Mr. Speaker, the family would like to thank the Stanton Hospital for all they did for Alice when she was there. They will be forever grateful. After she passed, the family took her back to Wrigley so she would be buried in her home community. Her son and his company prepared her gravesite using his own equipment. One last thing he could do to honor her. On behalf of the family, they would like to thank the community of Wrigley, family, and friends for their support during this difficult time. Mr. Speaker, she will be sadly missed, but never forgotten. Thank you, Member for Nahende. Our thoughts and prayers are with the family and community. Member statements. Member statements. Returns to oral questions. Returns to oral questions. Recognition of visitors in the gallery. Recognition of visitors in the gallery. Madame Premier. Thank you, Mr. Speaker. I'd like to recognize Mr. Darrell Delaney, the former MLA of Range Lake, and I will be the next former MLA of Range Lake. Welcome to the gallery. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Member for Range Lake. Recognition of visitors in the gallery. Member for Yellowknife Centre. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I'm pleased to introduce some of the people who are working in the field of seniors advocacy. We have, of course, Mr. Darrell Delaney, CEO and President of Avens, a community for seniors. Welcome. And Ms. Terry Hawkins, the Chair of the Advocacy Committee and a board member for the Yellowknife Seniors Society. And my constituent, a very avid advocate for seniors, Margaret Marshall. Thank you. Thank you, Member for Yellowknife Centre. Recognition of visitors in the gallery. Member for Yellowknife South. Mr. Speaker, I'd like to recognize Ferdinand Martins. I'm not sure she's actually a constituent. This might be in the wrong spot, but she is a resident of Yellowknife, Mr. Speaker. She's here as the Senior Advocacy Advisor from the Northwest Territories Cancer Society. She's here today because there is a motion, of course, on the floor today around taxation of vaping motions. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Member for Yellowknife South. Recognition of visitors in the gallery. Member for Great Slave. Speaker, not to be repetitive, I would also like to welcome Mr. Darrell Delaney to the gallery. He is my constituent of Great Slave. Unfortunately, where I sit, I can't see whoever else is in the galleries, so if there are other constituents of Great Slave, I welcome them and thank all of the senior advocates for their work in bringing this strategy forward. Thank you. Thank you, Member for Great Slave. Recognition of visitors in the gallery. Recognition of visitors in the gallery. If we've missed anyone, welcome to the gallery, and I hope you're enjoying our proceedings. It's always good to have an audience with us. Thank you. Acknowledgements, acknowledgements, oral questions, Member for Haver South. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I asked the Minister of Health and Social Services, what are the barriers to incorporating the HRHSSA into the NTHSSA? And I ask this question as residents of Hay River are concerned that this separation is, in part, one of the reasons the community cannot attract doctors or fill vacant health positions, which in the end impacts timely and quality health care for our residents. Thank you. Thank you, Member for Haver South, Minister responsible for Health and Social Services.
Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, there is flexibility within the Health and Social Services Administration Act to bring Hay River Health and Social Services into NTHSSA. But in the meantime, they are part of an integrated health and social services system in the NWT, where people from Hay River receive treatment anywhere else in the Northwest Territories, and vice versa. If someone's in Hay River, they get treatment there. There are a couple of significant barriers. One is that Hay River Health and Social Services has its own collective agreement, and so their staff are not GNWT staff. So that issue was last looked at in 2015 when a working group examined the implications and costs of bringing HRHSSA into the Territorial Health and Social Services Authority. At the time, the cost of bringing the Hay River Health and Social Services Authority in was $20 million, and the government of the day decided it was beyond its capacity to accommodate that. So I think the time has come to strike again a working group to look at what the cost would be so that the next government can make an informed decision about this. Thank you. Thank you, Minister. Oral questions, member for Hay River South. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, can the minister tell me if incorporating the HRHSSA into the NTHSSA was to proceed, what would the process be and the timeline to complete such amalgamation? Thank you. Thank you, member for Hay River South. Minister responsible for Health and Social Services. Yeah, thank you. Just to reiterate what I said earlier, functionally, there is already amalgamation in service delivery, but specifically the work that needs to be done involves the public service. So there would need to be some work done with regulators, pension providers, and the Hay River Health and Social Services Authority to complete a detailed cost analysis of the cost of bringing that health authority in. There would need to be negotiations with the Union of Northern Workers because they hold the collective agreement with the health authority staff. And then there would probably need to be some work done on job evaluations and job descriptions and so on. So it is quite a comprehensive list of things to be done. But I think the kickoff point is having the leadership of the Hay River Health and Social Services Authority ask us formally to join NTHSSA so that preparatory work can be done. Thank you. Thank you, Minister. Oral questions, member for Hay River South. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, incorporating the HRHSSA into the NTHSSA, I see an opportunity to formally expand health services to those communities outside Hay River, which I expect would result, and I would hope would result in an increase in staff in Hay River. Can the minister confirm if this is something the department would consider in such an amalgamation process? Thank you. Thank you, member for Hay River South. Minister responsible for Health and Social Services. Yeah, thank you. Yes, I certainly acknowledge that Hay River is a hub, and Fort Resolution uses Hay River Services. They're part of the Yellowknife Health and Social Services Authority. Fort Providence uses Hay River Services. They're part of the Decho Health and Social Services Authority. So it is a hub for service in the South. When we're talking about incorporation, will the minister commit to identifying the financial amount we are talking about and whether it would have to be allocated in one fiscal year or could it be accomplished over several years? Thank you. Thank you, member for Hay River South. Minister responsible for Health and Social Services.
Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I can't make that commitment for the time that I have left in my term, but I will say that there have been some favorable changes since this issue was last discussed. So the projected cost of bringing Hay River Health and Social Services into the public service when it was last calculated in 2015 was $20 million. And that was based on the functional costs of amalgamation, but also on the pension liability. My understanding is that the pension is now in a much more positive position, so it's likely that that number has gone down. But as I said, I think the next government in making this decision will need not just a rough idea, but an exact idea of how much it would cost to bring the health authority in. In the meantime, there's no loss of service, including recruitment of doctors to Hay River Health and Social Services Authority. Functionally, we are one healthcare system, but formally, we're separate. Thank you. Thank you, Minister. Oral questions, member for Framley. Merci, Monsieur le Président. My question is for the Minister of Education, Culture and Employment. I mentioned in my statement that I've lost track of how many studies, reports and proposals I've seen regarding the inadequate and sad state of the 46-year-old Territorial Museum building. Can the Minister tell us what the current plans are for replacing, expanding and or renovating the space occupied by the NWT Archives and the Museum? Merci, Mr. Speaker. Thank you, member for Framley. Minister responsible for Education, Culture and Employment. Thank you, Mr. Speaker. And of course, we are currently deliberating the capital budget in Committee of the Whole, so I don't want to go too much into that because that document is properly before Committee of the House. But I can say that ECE has undertaken work to explore the renovation or replacement of the Prince of Wales Northern Heritage Centre, and in particular, as the member mentions, the need for archival space. So there has been a comprehensive planning study, the development of estimates to explore various options, ranging from replacing the entire museum to pursuing more targeted upgrades, including and focused specifically on the archival space. There's been a schematic design for a standalone archives building with a Class D estimate. Given what I've seen on Class D estimates, I don't put too much stock into what that says, because prices have been changing, daily. They seem to be going up. But with all that said, we understand better than anyone that there is an issue and that we do need to pursue upgrades in order to meet our legal obligations. And there have been upgrades proposed. There are upgrades that we are hoping can start in the upcoming year. And ECE will be pursuing a standalone archive building in the future capital planning process, likely in the 25-26 fiscal year. Thank you. Thank you, Minister. Oral questions, member for Framley. Merci, Monsieur le Président. I want to thank the Minister for that. I'm excited about a new archives building and can hardly wait for the opening. So the Archives Act, though, appears to have not gone through any kind of substantive review in over 40 years. To say it is outdated and does not establish a proper framework for our archival heritage would be an understatement. Can the Minister explain why the Archives Act has not been updated and whether there are any plans to do so? Merci, Mr. Speaker. Thank you, member for Framley. Minister responsible for EC&E. Thank you, Mr. Speaker, and I don't want the member to get ahead of himself. Proposing that a new building be built and having a grand opening are two very different things. So we'll see what happens in the future. Every year, the government proposes a slate of legislation that they would like to see proceed. About half of that legislation actually makes its way through an assembly and is passed. So I can't speak for previous years, but there's been a number of pieces of legislation, and the priorities of the Assembly have dictated what has made its way through and what hasn't. And unfortunately, despite recognizing the need to update the Archives Act, it has not been updated. But once again, in the next government, ECE will bring this forward as a piece of legislation that needs to be dealt with. Thank you. Thank you, Minister. Oral questions, member for Framley. Merci, Monsieur le Président. I want to thank the Minister for that. And of course, when he comes back, I'm going to be happy to help him with the ribbon cutting and getting the Archives Act drafted up and ready to go. So in my statement, though, I mentioned that very significant archival records on the history of the political development
the Northwest Territories are stored in a totally inadequate government warehouse. We're kind of lucky it didn't burn down this summer. So can the minister tell us how long these records have been stored there and whether there are any plans for proper archival storage and preservation of this important historical legacy of the Northwest Territories? Merci, Mr. Speaker. Thank you, member for Frame Lake. Minister responsible for EC&E. Thank you, Mr. Speaker. I understand that it was back in the 90s, sometime in the 90s, I'm not sure exactly when the archives, they started storing archives off-site. And as I mentioned, there are some minor upgrades planned for next year. Hopefully the member will support funding for those upgrades, and those would include at the off-site space minor space improvements, fencing so secure access to the documents, new racking so they're more stable storage, as well as some temperature and humidity control improvements where possible. So given the situation and the needs, EC is moving forward with attempts to better preserve these documents. Thank you. Thank you, Minister. Final supplementary, member for Frame Lake. Merci, Monsieur le Président. I want to thank the Minister. The current Archives Act places the burden on the territorial archivist for the safekeeping of our documentary heritage. That's a lot of responsibility on one person who clearly doesn't have the resources to carry out this important work. That would be a stretch for anyone to conclude that GNWT is taking proper care of our archival records. Can the Minister tell us whether there has been any advice received on whether the GNWT is in compliance with the Archives Act, and can he share that with us? Merci, Mr. Speaker. Thank you, member for Frame Lake. Minister responsible for EC&E. Thank you, Mr. Speaker. And of course, legal opinions aren't shared on the floor of the House. But I will say that the territorial archivist, boy, I would feel for them if they were alone. But in addition, there's 2 senior archivists, 2 digital record archivists, an archive and library technician, and an audiovisual archivist. Given all that, though, I know they're still quite busy. And that team knows better than anyone that we do need to upgrade our facilities and work on the Act because, the things that need to be stored under the Act are part of the issue, actually. So this has been an issue since I took this role. There have been advancements made. Government doesn't move as quick as any of us would like, and this is one of those situations, but we are marching forward and there is progress. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Minister. Oral questions, member for Nunavut-Twin Lakes. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, as I mentioned, my questions are for the Minister of Housing NT. Can the Minister tell me how many homes of the 100 that's in the mandate that they said they would build in the Northwest Territories were built, not including any RCMP units? Thank you, Mr. Speaker. Thank you, member for Nunavut-Twin Lakes. Minister responsible for Housing NWT. Thank you, Mr. Speaker, and thank you to the member for the question. We do have a 100-unit rollout that is currently underway right now. Mr. Speaker, 47 of those homes in the communities are close to final inspection and would be available for occupancy. Another 14 of those units are being constructed and being delivered to various communities as well. And 17 are occupied today. 32 of those units are at various stages. And I would also like to include, Mr. Speaker, like during the 100-unit rollout, we did have the supply chain issue, the delivery issue, our barge issue that has happened, COVID, and restrictions of people coming into the communities. Despite all of that, Mr. Speaker, we are still on time. Merci. Thank you, Minister. Oral questions, member for Nunavut-Twin Lakes. Thank you, Mr. Speaker, and thank you to the Minister for that. And I'm glad that we do have some of those houses done and people are living in them. Can the Minister tell us how many, I know that another part of the mandate was transferring homes so people could become homeowners, and that way some of the, I guess, units to offset some of those units so we could build more and have more. So how many units have been transferred from Housing NT to individual families in the Northwest Territories? Thank you, Mr. Speaker. Thank you, member for Nunavut-Twin Lakes. Minister responsible for Housing NWT.
Thank you, Mr. Speaker, and thank you to the member for the question, because this was a priority of mine as well too, that I take right into my own riding. We didn't have a very strong interest in people taking over their public housing units and not being able to afford those units as well too. I don't have the number specifically in front of me, the amount of units that have been transferred over, but I know we did have some difficulty, and hopefully housing is listening to me right now, so they could send that number over to me quickly so I could provide that to the member. And also that, you know, I don't want to set people up for failure as well too, Mr. Speaker. I don't want to take too much of the member's time, but to be honest, a lot of our units are not in fair condition. We need to renovate them. We did get additional 60 million from the federal government, and in the next government, we are committed to be repairing those units in the next Assembly. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Minister. Oral questions, member for Inuvik-Twin Lakes. Thank you, Mr. Speaker. And, you know, I know this question is not something that I sent over to the minister, but just looking at my community alone, the Inuvialuit used some of the money that they received from the federal government to homeowners, like Inuvialuit beneficiaries in the ISR, to retrofit, put new windows, new siding, new insulation, windows, doors, roofs, you know, and they did it by starting with seniors. And so I'm looking at our units, and the minister just said that our units are old, they need to be fixed up. How did this department work with some of our Indigenous governments? Did they work with our Indigenous governments to maybe transition those homes to homeowners with working together? Thank you, Mr. Speaker. Thank you, member for Inuvik-Twin Lakes. Minister responsible for housing and WT. Thank you, Mr. Speaker, and thank you to the member for the question, because she is speaking about the distinction-based funding. And once again, I hope my department is hearing me, because I want to get an update on the working table between IRC and Housing NWT. What Housing has done differently is that they've repaired the relationship with Indigenous governments and with community governments as well. And the funding that the member is speaking about, there was approximately 400 million that was distributed amongst the Northwest Territories directly to Indigenous governments. My conversation with the federal government was, if you're not going to fund the territorial government directly, please recognize our partnerships with the Indigenous governments. And in respect, the Canada had responded, and this is the response as to getting houses on the ground. We are working in collaboration with them as well too. There is an established working group. My apologies to the member, I didn't get the update, but I will provide that to her separately. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Minister. Final supplementary, member for Inuvik-Twin Lakes. Thank you, Mr. Speaker. She just makes me want to ask way more questions, so I hope I have time to afterwards. Does the minister have the current wait list for housing and the empty units available, and when are those units going to be filled with our wait lists? Thank you. Thank you, member for Inuvik-Twin Lakes. Minister responsible for housing and WT. Thank you, Mr. Speaker, and respectfully, I'm enjoying the questions that are coming from the member as well. There's been a significant progress within the portfolio, and this gives the opportunity of really highlighting the struggle that we do have with the funding that we do receive territorially, but it also highlights the strength we do have with Canada as well too. And just for the numbers, we do have 57 applicants for a one-bedroom. We have 12 applicants for a two-bedroom, 7 applicants for a three-bedroom, and 4 applicants for a four-bedroom. Must see, Mr. Speaker. Thank you, Minister. Oral questions, member for Tuna-de-Welde. Thank you, Mr. Speaker. Tomorrow is the National Day for Truth and Reconciliation Day. And it's Friday. You know, I think everybody's been tired, want to go home and that kind of thing. So I'm just hoping the minister is feeling good today. Mr. Speaker, after a year with no further progress on the supposed investigation into the caribou harvesting in Lutso Cay, will the minister now recognize the wrong that was done under his watch and apologize to the community of Lutso Cay and start the reconciliation process as mandated by this government? Thank you very much, Mr. Speaker.
Thank you, member for Tunade-Welday, Minister responsible for Environment and Climate Change. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, these incidences are still being investigated for suspected illegal harvest in a mobile zone and wasted of edible caribou. I can tell you that I met with the chief last fall and have written to him to offer to work on reconciliation efforts once the investigation is completed. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Minister. Oral questions, member for Tunade-Welday. Thank you, Mr. Speaker. Will the minister provide an update to the House on the status of this investigation? We were told it's going to take 6 months. Here we are, a year later. We still don't see anything. And we're concerned that the court already made a decision. This was unlawful. And we want to know here today that if you could give us an update on where things are at. Thank you. Thank you, member for Tunde-Welday, Minister responsible for Environment and Climate Change. Mr. Speaker, like I said previously, these incidents are still being investigated for suspected illegal harvest in the mobile zone and wastage of edible caribou. At this point, as it is still an open investigation, I cannot speak further to this matter. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Minister. Oral questions, member for Tunde-Welday. Thank you, Mr. Speaker. Yesterday, the minister offered to come across this House, and Mr. Sims will go across. I was hoping that will happen and we would have this thing resolved. Mr. Speaker, has there an internal review taking place internally into the unconstitutional violation of the Flitsakay Timber Bay Culture Camp raid? Thank you. Thank you, member for Tunde-Welday, Minister responsible for ECC. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, it seems that some people on the other side think being on this side is easy. I'd love to be on that other side to ask those questions and hit them, you know, and say, when are you going to get it resolved and how are you going to do it? And I know members over there say, well, we've got to fix it. We have a process. We have investigations going on. So, Mr. Speaker, terms of reference has been developed, and we have identified an independent party to conduct a review, and the review will be conducted once the investigation is completed. Again, this investigation is ongoing, Mr. Speaker. Thank you. Thank you, Minister. Final supplementary, member for Tunde-Welday. Thank you, Mr. Speaker. So in other words, we're not going to get no report in this, the end of this session, and it's going to be carried over to the next government. Will the minister drop this pointless investigation and own up to his mistakes that were made by offering the community of Flitsakay a sincere apology to this House? And for the record, I just want to simple yes or no today. Thank you. Thank you, member for Tunde-Welday, Minister responsible for Environment and Climate Change. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, usually I'll do yes or no, but I do need to follow up with more information here. I've acknowledged that the search at Timber Bay was very difficult for some of the people at the camp who were not harvesting wildlife or who were harvesting wildlife in a respectful and lawful way. Investigations are done independently by officers, not by myself. We allow officers to do their work. The investigation into suspected illegal harvesting in the mobile zone and waste of edible caribou is ongoing. So, Mr. Speaker, once this is all said and done, I would like to be able to say, here it is, this is what we're doing. So until that is done, Mr. Speaker, I need to follow the process. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Minister. Oral questions, member for Kamloops. Thank you very much, Mr. Speaker. Mr. Speaker, my questions today are for the Minister of Environment and Climate Change. Mr. Speaker, I'm wondering to start off if the Minister can confirm what GNWT department is also ultimately responsible for climate action mitigation here in the Northwest Territories. Thank you. Thank you, member for Kamloops, Minister responsible for Environment and Climate Change. Thank you, Mr. Speaker. The Department of Environment and Climate Change is the GNWT lead for climate change, using a coordinated interdepartmental approach that is outlined in the 20
2030 NWT Climate Change Strategic Framework. Under the framework, the Department of Infrastructure implements the energy strategy, which is how the GNWT addresses reducing greenhouse gas emissions related to energy supply and consumption. The Department of Finance implements the NWT carbon tax approach. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Minister. Oral questions, member for Kamloops. Thank you very much, Mr. Speaker. Mr. Speaker, we heard yesterday a very honest portrayal of where the Northwest Territories is in its production of alternative energies and how also the low water levels this year are having an impact even on what's happening right now with our current energy usage. Right now, we have a huge dependence still on fossil fuels in the Northwest Territories, and that's only going up with our low water levels. And so I'm wondering if the minister can speak to how this additional usage of fossil fuels, even in this year, is going to have an impact on our climate target goals. Thank you. Thank you, member for Kamloops. Minister responsible for ECC. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, our goal is to reduce greenhouse gas emissions by 30% below the 2025 level by 2030. As of 2021, which is the latest data that has been analyzed, the NWT has reduced its greenhouse gas emissions by 25% since 2005, with COVID pandemic and a slowdown of resource development activities being the main factor driving emissions down in recent years. Based on recent modeling, the GNWT is on track to achieve its target of reducing emissions by 30% below the 2005 level by 2030. Unfortunately, still emissions in the territories are largely driven by industry and transportation sector. An anticipated reduction in mining activity in the late 2020s is one factor that will contribute to the realization of this target. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Minister. Oral questions, member for Kamloops. Thank you very much, Mr. Speaker. So if one of the things that we're relying on in order to meet our targets is for mines to actually shut down, but on the other hand, we're going out and we're proactively trying to get mines to open up and do more in the Northwest Territories, how are we ultimately going to reach this goal if all of a sudden one of our hands gets what it wants and it has a direct impact on the other hand? So I'm wondering if the minister can speak to how we're actually going to support both development in the Northwest Territories and our energy and climate change goals and our targets. Thank you. Thank you, member for Kamloops. Minister responsible for ECC. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, with those type of questions, I would encourage the member to reach out to the Minister of Finance or the Minister of Infrastructure to answer the energy and the finance. I know members on the other side think that I have all the answers, but other departments have the work and do the work on this area. So I would encourage the member to reach out to them. Thank you. Thank you, Minister. Final supplementary, member for Kamloops. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, what I was trying to do is ask the lead department on climate change what's going on and to help me paint this bigger picture as to how we're actually going to get to our goal. When I have to jump around from department to department, I don't actually get the full picture in one answer, and so it's nice when we can ask one department to help us paint that picture for residents. And so my final question is in regards to a dashboard that was actually mentioned yesterday and has been mentioned in this House multiple times before. Is there an intent and is there a deadline on when this government will potentially put together a public dashboard that outlines the progress on climate action and the GNWT reaching its climate targets so that we can see a more fulsome picture of what our targets are and our goals and our results are looking like? Thank you. Thank you. Member for Kamloops, Minister responsible for ECC. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, when the member says, yeah, no, it'd be great if, well, one minister can answer the question. Yeah, it would be great if we got all those questions so that we can get that information. If you ask me a question about infrastructure, I'm not going to be able to give you that information unless I get the question ahead of time. And I understand, and it's
prerogative of the other side to give the questions or not give the questions, to do that. So I appreciate that, but if you ask the question, it's going to be multiple departments. And if I don't get it ahead of time, I won't be able to give you the information. And I apologize for that. In regards to a dashboard there, I will have to get back to the member on the timeline on that. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Minister. Oral questions, member for Mumfui. Mr. Speaker, thank you, Mr. Speaker. This is a question for the housing. Mr. Speaker, I understand about the process, and they are the minister. They can direct. We know that nothing is done without their input or their direction. So I want to ask the minister, can the Minister of Housing, NWT, explain why her department does not have a policy supporting the sale of market rental units? I still have, currently there are some constituents who are living in a market rental housing in my region, and they would like to become a homeowner, and they have been living in those units for over 20 years. And they really want the market rental unit that they have been living in for over 20 years. Thank you. Thank you, member for Mumfui. Minister responsible for Housing NWT. Thank you, Mr. Speaker, and thank you to the member for the question. I just wanted to explain, market housing was created to address the high-income earners. Not only that, but the recruitment of GNWT employees to provide programs and services in our smaller communities. The units that are for sale now are the public housing units, but I am getting some pushback from the clients as well that, are they able to afford the units? Are units in conditions that they're ready for sale? And also, Mr. Speaker, there is a consultation that is being done right now for the market housing units as well too, that letters have gone out to the Indigenous governments acknowledging would they like to work with us? Are we going to address this market housing unit need in the smaller communities together? Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Minister. Oral questions, member for Mumfui. Mr. Speaker, in small communities for many years, there's people do not want to build because there's no market. So that's why housing was the only the landlord in many of the small communities. So now many of these people, we know what happened when a person who is not on the lease, when the elderly parents pass on. We had a lot of those because of those policy that was in place. Many of these people became homeless, and some are on the street here, and some have passed on being homeless because of the policy that's in place. So yes, I understand about that now that she mentioned why the market rental is there, but it's just that why not make if that change the status of the market rental? They are the minister to public unit. Can the minister commit to changing a lot of those public market rental unit to public housing unit? Thank you. Thank you, member for Mumfui. Minister responsible for Housing NWT. Thank you, Mr. Speaker, and thank you to the member for the question. I just want to be very honest and say, no, I wouldn't be able to do that. Because we do need the programs and services in the smaller communities. We need to be able to house teachers, social workers, nurses in our smaller communities. So there needs to be housing set aside for them as well. But just looking at what the member had said as well for the generational homes, and I do know what she's talking about, where we have families that have been raised in these units. These units were built in the 1970s. Going into the next government, this is one of the priorities of housing, is how do we transition and how are we going to be dealing with these units that were built in the 70s. I myself personally, but I've got to work with the department, is I would like to see them all transferred. I would like to see them all transferred, and I would like the federal government to recognize that we need a replenishment of 23, maybe 5,000 units in the Northwest Territories, and hopefully this is going to be a working document for the next government. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Minister. Oral questions, member for Mumfui. Mr. Speaker, many of these houses, just like she said, yes, they are over 50 years old. No social worker or nurses or teachers coming from a South
would want to live in many of these condemned houses. And many of our people are living in those units, and nothing is being done. And there's a lot of boarded up house in my community, in my region as well. So that is why I'm pushing for all those units, if they can change their status from market rental to public housing unit, because Klitschko government and other organizations are providing housing for many of their staff, because we want to keep many of those people, so to educate and to help and work with our people. But many of them are not going to go into the housing that's available. So that is why I am saying that. So would the minister commit to selling the units to people based on their commercial value and take into consideration the amount of rent already paid and future maintenance costs when determining the purchase price? Thank you. Member for Mumfree, Minister responsible for housing and WT. Thank you, Mr. Speaker, and thank you to the member for the question, because that's a mechanism that we are actually working with right now. We need to determine whether the client can actually afford these units and being able to take care of the operation and maintenance of these units themselves without government subsidy. And we're finding it very difficult throughout the Northwest Territories, but trying to work with them fairly. And also, I just wanted to speak about the Klitschko government as well, and the working table that we do have established with them. They did get a distinction-based funding announcement, I want to say, in the spring of 47 million to address their housing need. And like I had said earlier, is that there is 400 million across the Northwest Territories that has been allocated to Indigenous governments. And this is where we as a territory and we as Indigenous governments, we work together in partnership. And for the agreement that's been signed with the Klitschko government, these are the type of conversations that are actually happening to address the housing crisis in the members' riding. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Minister. Final supplementary, member for Mumfree. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, we lived here forever and we survived, and it is not right, the government determining or making, going directly and saying people are making a decision of who can and cannot afford the housing. So I just want to ask the minister, would the minister consider giving existing public units to the people who live in them and use the money that's saved to build more houses in small communities? We do need more houses in small communities. We have people that are on the wait list. I have families. There's 5 families that are waiting in Bichiko alone. There's 9. One family has 9. There's 9 of them waiting for a house and living in a one-bedroom unit with other family members. Thank you. Thank you, member for Mumfree, Minister responsible for housing and WT. Thank you, Mr. Speaker, and thank you to the member for the question. Like I had said, that this is a strategy that we're using within housing and trying to have our clients become successful and having them to own their own units. And we're finding difficulty, to be honest, very much. We're not having people that are able to repair their own stairs, pay for their heating, and it's a difficult time right now. And all of these units are they're drastically subsidized. You can be living in a unit that's going to cost us $20,000, maybe even more, for us to operate and maintain, and the client would only be paying $75. So we need to find a balance where we're able to have the clients to become successful in operating and maintaining their own home. And acknowledging that we do have a 100-unit rollout. In Bichiko alone, the community has received 6 additional units, 9 throughout the region as well. It's probably, just to give her an idea of what we are facing within the Northwest Territories, we are in a housing crisis, and housing has done what they possibly can do, working with Indigenous governments, working with the federal government to address this housing need. And like I had said, altogether for the portfolio, there's 400 million that's been allocated, 200 million from this government. There's 600 million throughout the Northwest Territories, and that's still not enough. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Minister. Oral questions, member for Yellowknife North. Thank you, Mr. Speaker. I really do not like leaving things to the next Assembly. I think if you look at the last Assembly's mandate, a
a lot of the things that were very close, and it's clear hundreds of hours of staff time went into them, and there was perhaps some last-minute disagreement, never got done. We didn't take them on, they didn't make it into our mandate, and all of that work disappeared. There's quite a few things in our mandate that I'm sure the next Assembly will let die as well. I'm hoping that the business incentive policy is not one of them, so my question is for the Minister of ITI, are we going to make any changes to the business incentive policy in the life of this Assembly? I know there's only a week left, but perhaps I can dream, Mr. Speaker. Thank you. Member for Yellowknife North, Minister responsible for Finance. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, the member has asked made quite a number of statements about the procurement review, and there has been quite a lot done. In July of this year, a report was put out publicly. It's online through the GNWT's the Department of Finance website, detailing all the many changes and improvements to procurement in the Northwest Territories that have been made in the life of this government. Within that, with respect to the business incentive policy, and I know the member goes on at length about how much he likes the review itself says that the question of how to define a Northwest Territories business is one of the most complex components of the procurement review. The good news is, Mr. Speaker, I'm glad the member really likes the recommendation. I like the recommendation too, but that has to go to modern treaty partners. Any changes made must go to modern treaty partners first. It is part of our obligations under those treaties. So the recommendations that we've put forward to make some changes are with them. It's been for review. It's had its time. Little extra time, given what happened this summer, was probably not inappropriate, but I believe Sketty will be getting its own letters in very due course, and will know exactly what's happening before the end of the Assembly. Thank you. Thank you, Minister. Oral questions, member for Yellowknife North. Yeah, thank you, Mr. Speaker. It sounded like we're not going to quite get there in the remaining week. I'm skeptical that the next government will take that on. I know the definition of northern business is complex, and I think you really just have to make a decision and commit to it. I don't suspect there's agreement. But in reviewing that, it says, the minister's report tabled in July, or released in July, says a new definition of northern business which will result in the removal of Schedule 3 from BIP has been created. I understand it's been shared with Indigenous governments. Can the minister tell us what that new definition is of northern business? Is it the same one that the procurement review panel recommended 2 years ago, or we come up with a new one? Thank you. Thank you, member for Yellowknife North, Minister responsible for Finance. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, there are protocols within a consensus government. One of them is that when we're releasing new information like this by government, that it goes to one of the standing committees first. So until I can release it to standing committee, it's very difficult and would not be appropriate for me to stand in the House and make the announcement here. Otherwise, I would love to do it, Mr. Speaker, but I'm afraid the members are going to simply have to look at their inbox and wait for the letter to come, pursuant to the rules and the procedures that we all operate under. Thank you. Thank you, Minister. Oral questions, member for Yellowknife North. Yeah, thank you, Mr. Speaker. In addition, in that July report, it kind of just says that the work to create an Indigenous procurement policy is ongoing. There's no kind of timeline on there. I'm wondering if we have any sense of, I know that's not going to be done in the next week, but is there any hope of us getting that done in some sort of timeline? Or will we have an Indigenous procurement policy as a government? Thank you, Mr. Speaker. Thank you, member for Yellowknife North, Minister responsible for Finance. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, the Indigenous procurement policy is one that is being developed and co-drafted and proceeded together along with Indigenous governments of the Northwest Territories. It is not something that's going to be singularly led or dictated by the government of the Northwest Territories for the benefit of others. It's the people who are going to benefit from it who are the ones that should be at the table driving what it looks like. And Mr. Speaker, while it might seem nice and easy to just create a target and call it a day, Mr. Speaker, right now the Yukon is having quite a lot of trouble with its procurement policy. It's in fact been to court already. So the process we're using goes through established processes within this government, within the consensus model, and within the intergovernmental council model. Their first step was to get together, to meet, to determine what an Indigenous business should be and how to define that. It is not for the government of the Northwest Territories to singularly do that. As I just said, defining a northern business is one of the most complicated and complex parts of procurement review, no less so when we're looking at who is an Indigenous business or what is an Indigenous business. That work is underway.
It's being led by EIA. Other departments are involved. My understanding at this point is while it won't be done in the life of this government, significant progress is made, and all of the partners are very much committed to seeing it through. Thank you. Thank you, Minister. Oral questions. Member for Frame Lake. Merci, Monsieur le Président. My question is for the Minister of Environment and Climate Change, who also conveniently serves as the Minister of Municipal and Community Affairs. Later today, I'll table a request for proposal for a Northwest Territories 2023 wildfire response review. It appears to be a standard after-incident review, but I just want to get it on the public record that this is not the comprehensive, independent review of fire and emergency management that we've talked about in this House. So can the minister confirm that there will be a comprehensive and independent review of fire and emergency management beyond this request for proposal? Merci, Mr. Speaker. Thank you, Member for Frame Lake. Minister responsible for environment and climate change. Thank you. That's kind of both portfolios. So we will be both departments will be doing an after action review of what the situation is. With ECC, we deal with individual situations that are impacting communities. So there will be, I call it a number of chapters that we're having impacted communities that were with wildfire. So we'll be doing that, and then we will do an overall review of the impact of the fire season itself. In regards to municipal and community affairs, it's going to be independent report. We will be going out to the public. We will be going out. We will be getting an independent contractor to be doing this. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Minister. Oral questions. Member for Frame Lake. Merci, Monsieur le Président. I'm a bit alarmed at what I'm hearing. It sounds like there's going to be contracted so-called independent reviews. That's not what we've been talking about here. So there are a number of options, though, for an independent review of fire and emergency management. These could include a public inquiry with a very formal legal process, a joint special committee with regular MLAs, cabinet, and perhaps others involved, or an independent group or task force with an agreed upon terms of reference that it could include input from regular MLAs, maybe even the council of leaders. It probably should include council of leaders. So can the minister tell us what options cabinet is considering for this independent review? Merci, Mr. Speaker. Thank you, Member for Frame Lake. Minister responsible for ECC. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I've had a conversation with the member about this very topic. So Department ECC is going to be doing what we consider our part of the action review. Each situation and then an overall. Municipal and Community Affairs is going to be doing an independent, getting a person to go out there, and it's going to include general public, council leaders, regular MLAs, cabinet members, whoever wishes to talk about that. However, I have had conversations with this House here and talked about the opportunity, and I think the member talked about the special committee, which would be cabinet and regular members or AOC, so it would be a team, a special committee, so it would be like 3 and 2, that would meet together, come up with the terms of reference to look at this. So that was what I'm looking for and recommending in the next assembly to my whoever gets this portfolio or the MACA portfolio to do that, work with the committee to come up, when I say committee, AOC, or what it will be called next assembly, to work with them to come up with the terms of reference of how we're going to do it within a time frame of 6 months. We don't want to interfere with the other work that ECC is doing and Municipal Community Affairs is going to do. I think it can be worked together and it can be part of a good solution. But again, I think we don't want to, I guess, handcuff that special committee to do the work that they need to do. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Minister. Oral questions. Member for Frame Lake. Merci, Monsieur le Président. I want to thank the minister for that. I think it's very important that careful consideration be given to who and how this independent review of fire and emergency management should be conducted.
I also realize that this is all very fresh and some of it's still ongoing, but this Assembly and government are coming to the end of its life. I don't want decisions made by this cabinet alone or even during an election. So can the minister tell us how and when decisions are going to be made about who and how this independent review of fire and emergency management will be carried out? Must see, Mr. Speaker. Thank you, member for Frame Lake, minister responsible for ECC. I guess I didn't make myself clear, and I apologize to the House and the public out there. It's going to be my recommendation to the next Assembly. I repeat, the next Assembly, not this Assembly here. We only got 2 weeks left. So there is no way we could do justice to the work that needs to be done. So what we're saying is that we were making the recommendation to the next government, whether cabinet and AOC, to look at this, develop a terms of reference, develop a special committee to do the work. It can't be done, and we don't want to shortchange the work that needs to be done. We need to be respectful of it. It's a long season, and to get the information correct and to get everybody's viewpoints on how we can improve the things we were able to do. I agree with the member. Work has to be done, but it's not going to be done by this cabinet. It's not going to be done by AOC or Sketty, this Assembly. It's got to be done for the next Assembly. And I agree with the member. But as I said, I will put it in my transition binder that this work needs to be done. And whoever gets reelected, one of the priorities that they need to stress is that work needs to be done first and foremost, so we can get moving forward, because we're going to have another bad season next year, in my opinion, Mr. Speaker. Thank you. Thank you, Minister. Oral questions, member for Frame Lake. See, Monsieur le President, I want to thank the minister for clarifying that. He's just got it on the record that this cabinet is not going to be making a decision about this independent review, and that it's not going to happen during the election. That's good. It's going to be a decision made by the next Assembly. So, I'm certainly grappling with who and how this review should be carried out. Personally, I don't think that MLAs, whether regular MLAs or cabinet, should probably be leading this review. It needs to be independent third party. So, and they have to have access to the resources and experts to do it properly. So I don't think it should be MLAs. That's what my thinking is. But I'd like to hear from the minister whether cabinet has any preferences as to who and how this review should be carried out. Merci, Mr. Speaker. Thank you, member for Frame Lake, minister responsible for ECC. Yeah, thank you, Mr. Speaker. I can't speak for cabinet. That's the Premier's role and responsibility. But what I'm saying, my personal opinion, is that the next Assembly, the next cabinet, the next AOC sits down and has that conversation. If they feel it needs to be led by X, then great, I agree. The next Assembly needs to do that. It's not going to be a cabinet or an AOC directive. I believe it should be the collective when they meet at the very beginning, and they talk about some of the mandates that they need to do and some of the things that they need to task the next Assembly to get done. They need to follow that. I'm not saying what should be or shouldn't be done. I don't think it's my role. I'm just saying it needs to be discussed. The way we do it in the next Assembly, it needs to be done. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Minister. Oral questions, member for Haver South. Thank you, Mr. Speaker. And these questions will be for the Minister of Infrastructure. And they're fairly easy questions, so she'll be able to answer them off the cuff there. I can see her getting ready. I'd just like to get an update on the status of dredging in Hay River, since we did have, approximately 3 weeks where people were away from the community. Thank you. Thank you, member for Haver South, minister responsible for infrastructure. Thank you very much, Mr. Speaker. Mr. Speaker, and the member is correct. I mean, we've been going back and forth
since the beginning, perhaps this assembly, where the members been wanting to do dredging in the community. I went and met with the community members, with both the MLAs, had good feedback. It was a room full of people with, really strong interest in dredging. So as a result of that, we put a proposal together. We met with the federal ministers and, really stressed how important this project is. So the members asking where we are with this. We have permits in place. We can dredge until October 7th. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Minister. Oral questions, member for Havers South. Thank you, Mr. Speaker. And I thank the Minister for that response. And I guess since we lost 3 or 4 weeks here, will we be able to accomplish the scope of work that was set out in the RFP, or are we going to have to come back to this next season? Thank you. The member for Havers South, Minister responsible for infrastructure. Thank you very much, Mr. Speaker. Mr. Speaker, so far we're doing good. We're on track. Yes, we did have some delays at the beginning during the fire season. So, we have until October 7th, the contractors on site. So I'm hoping that we can be able to get most of the work done this year. I did apply for a 5-year proposal for this work. So hopefully, we're able to continue year after year for the next 5 years. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Minister. Oral questions, member for Havers South. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I'll ask the Minister, considering that we've had much lower water levels in the Hay River, I guess, and in the lake as well, to the point that where we had people actually, from the Catledeche ride bicycles across. That's how bad it was. So with these lower water levels, are we going to be looking at an extended area that's going to be requiring dredging beyond what we're doing? Thank you. Thank you, member for Havers South, Minister responsible for infrastructure. Thank you very much, Mr. Speaker. Mr. Speaker, we will return next season to be able to accomplish some of the work. We have kind of mapped out of the river. So we are looking into it, and just to be able to assess what we've done now, where our next steps are. And I'd be happy to share an update with the member in terms of what our plans are. Because we do have plans in place. I just don't have it right in front of me right now, Mr. Speaker. Thank you. Minister, final supplementary, member for Havers South. Thank you, Mr. Speaker. Yeah, I just wanted to do these off the cuff here to make sure that I was satisfied that the Minister was up to speed on this file, and she seems to be. So I guess I would, and the good thing is that I hear that we are looking for funding or support from federal government, I think, for ongoing harbor maintenance. And I just want to make sure that, that we don't let off in that, and that the Minister keeps after the feds for that, because we got a fairly big harbor there, and there's a lot more work to do. Thank you. Thank you, Minister. Minister responsible for infrastructure. Thank you very much, Mr. Speaker. Mr. Speaker, yes, of course. I mean, we continuously look at the feds' help. I mean, really, we ask for their participation and some of the work that's done, and I think we will continue. I don't think about it. We're going to continue to look for federal funding for harbor restoration. I take the dredging word back. It's harbor restoration. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Minister. Oral questions, member for Inuvik Twin Lakes. I just got in under the gun. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I would like to finish off my questions that I had for the Minister of Housing. Can you tell me how many housing NT units in Inuvik that are sitting empty currently? Thank you. Thank you, member for Inuvik Twin Lakes. Minister responsible for housing and WT. Thank you, Mr. Speaker, and thank you to the member for the question. I did not receive that number yet. I will follow up with the member separately. Thank you. Thank you, Minister. Oral questions, member for Inuvik Twin Lakes. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I know this House, the Minister has stated that there are units in Inuvik that they were planning on selling off because they needed to get them and move them off the land that they currently are on.
They have been disconnected from the utilidor system. The minister is very aware of this. When would you be selling off these units to make room for new units? Thank you, Mr. Speaker. Thank you, member for Inuvik Twin Lakes, Minister responsible for housing and WT. Thank you, Mr. Speaker. Right now, we do have units that are sitting empty. According to what I've received from housing, is that we have 3 units that are vacant, 2 which were allocated to the Housing Authority yesterday, and the remaining seniors units should be allocated in the next coming days. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Minister. Oral questions. Oral questions. Colleagues, our time for oral questions has expired. Written questions. Written questions. Returns to written questions. Returns to written questions. Replies to Commissioner's address. Replies to Commissioner's address. Petitions. Petitions. Reports of committees on the review of bills. Reports of committees on the review of bills. Reports of standing and special committees. Reports of standing and special committees. Member for Kamloops. Thank you. Thank you very much, Mr. Speaker. Mr. Speaker, your Standing Committee on Social Development is pleased to provide its report on Bill 75, Council for Women and Gender Diversity Act. Mr. Speaker, I move, seconded by the member for Great Slave, that Committee Report 72-19 (2), Standing Committee on Social Development report on Bill 75, Council for Women and Gender Diversity Act be deemed read and printed in Hansard in its entirety. Thank you, Mr. Speaker. Member for Kamloops will need a different seconder. Read it all over again? Okay, thank you. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, your Standing Committee on Social Development is pleased to provide its report on Bill 75, Council for Women and Gender Diversity Act. Mr. Speaker, I move, seconded by the member for Inuvik Twin Lakes, that Committee Report 72-19 (2), Standing Committee on Social Development report on Bill 75, Council for Women and Gender Diversity Act be deemed read and printed in Hansard in its entirety. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, member for Kamloops. Motion is in order to the motion. Question has been called. All those in favor? All those opposed? Any abstentions? Motion is carried. The committee report is deemed read. Reports of standing and special committees. Member for Kamloops. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I move, seconded by the member for Inuvik Twin Lakes, that Committee Report 72-19 (2), Standing Committee on Social Development report on Bill 75, Council for Women and Gender Diversity Act be received and adopted by the Assembly. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, member for Kamloops. The motion is in order to the motion. Question has been called. All those in favor? All those opposed? Any abstentions? The motion is carried. Committee report has been received and adopted by the Assembly. Reports of standing and special committees. Reports of standing and special committees. Tabling of documents. Tabling of documents. Minister responsible for MACA. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I wish to table the following 2 documents. Northwest Territories 911 2022-2023 Annual Report and Municipal and Community Affairs Wildfire 2023 High-Level Chronology. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Minister. Tabling of documents. Minister responsible for ITI. Mr. Speaker, I wish to table the following 3 documents. Mineral Resources Act Regulation Development Status Report, 2022-2023 Annual Report, Northwest Territories Business Development and Investment Corporation, and 2022-2023 Interim Financial Statements. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Minister. Tabling of documents. Minister responsible for Health and Social Services. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I wish to table the following 2 documents. Government of the Northwest Territories NWT Senior Strategic Framework and 2023-24 Health and Social Services Authority budgets. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Minister. Tabling of documents. Tabling of documents. Member for Framley. Merci, Monsieur le Président. I wish to table the following document. It's a Northwest Territories 2023 Wildfire Response
review request for proposal. Merci, Mr. Speaker. Thank you, member for Frame Lake. Tabling of documents, tabling of documents. Notice is a motion, notice is a motion. Motions, Minister responsible for finance. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, whereas the federal government implemented a tax on vaping products effective October 1st, 2022, under the Tobacco and Vaping Products Act, and has extended an offer to enact an additional duty on vaping products with the revenues to be received by the government of the Northwest Territories. And whereas the federal government has presented the Coordinated Vaping Products Taxation Agreement with Canada, which the government of the Northwest Territories desires to sign, and whereas, as a condition of a Coordinated Vaping Products Taxation Agreement, the government of the Northwest Territories must confirm its support for the government of Canada to levy an excise tax on vaping products on behalf of the government of the Northwest Territories to receive 50% of the federal vaping products excise tax duties levied on vaping product sales in the Northwest Territories. And whereas the authority to tax residents of the Northwest Territories resides with the Legislative Assembly, now therefore I move, seconded by the Honourable Member for Yellowknife Centre, that the government of the Northwest Territories should agree to receive revenues from an excise duty in respect of the Northwest Territories as imposed as part of the federally legislated vaping products excise tax. Thank you, Minister. The motion is in order to the motion. Member for Frame Lake. Yeah, thanks, Thank you, Mr. Speaker. I have some questions about this, if I could. I think I'm trying to remember if I actually saw this motion before, but can the minister tell us a little bit more about what this is actually about? What kind of revenues we expect? Sorry to cut you off, member for Frame Lake. There's no questions, but you could have debate on your concerns and anything you have. Member. Thank you, Mr. Speaker. I do have a few things I'd like to know a little bit more about, and perhaps the minister may get up and actually provide some more information about this. But I'd like to know a little bit more about what this agreement is all about, what level of revenues our government expects to receive, and where those revenues would end up. I suspect they'll probably just go into the Consolidated Revenue Fund, which, quite frankly, I always have a little bit of trouble with. And of course, people at finance really hate targeted revenues, but I do think that we owe it to the public to give a little bit better explanation about what this is all about. And I look forward to some further information, and I hope that the minister would provide some explanation here. But I do support this. We dealt with vaping in the last assembly, and I think it might have even flowed over into this assembly, if I remember correctly. This is a real problem for our youth. It's causing severe health problems with our youth. It's very addictive stuff, and we need to deal with this more seriously. I know that there's people in the Department of Health and Social Services that are working on this, but this is really bad stuff, and we got to help our youth understand that and get off this kind of stuff. And if this money can help do that, I'm all for it, but we need to do more and better. Merci, Mr. Speaker. Thank you, member for Frame Lake. Motion is in order to the motion. I'll allow the minister to close debate. Thank you, Mr. Speaker. This motion is of importance to the people of the Northwest Territories. I did intend to make some brief remarks this morning. I'm not entering, obviously, into any sort of a question period. There has been a process by which the House would follow to keep committees apprised of their work and respond to correspondence from committee relating to any uncertainties about what was proposed. But for the sake of the public, Mr. Speaker, on April 7th of 2022, Canada announced the implementation of a federal vaping products excise tax that would be effective in October of last year. And provincial and territorial governments were invited to join a coordinated vaping products tax regime
That would then apply an additional duty on vaping products for those participating jurisdictions. It's that which we are now looking to participate in. And under this approach, Canada is responsible for administering the collection of the tax, which comes at no additional cost to the Northwest Territories, but it does also then share some of those revenues with the government of the Northwest Territories. More specifically, we're expecting right now, based on current projections and current sales, that it's somewhere in and around $500,000, but obviously, ideally, Mr. Speaker, it would be less, because ideally there's less products being sold. And on that, just a couple final notes, Mr. Speaker. We are hopeful that the additional tax and the fact that it's enhanced by participating in this regime will in fact discourage the use of vaping products, and particularly for youth who would hopefully be even more sensitive to an increase in the prices of these products. It certainly is something that is of concern. It's concern to the government of the Northwest Territories, and that is one particular reason we would want to participate in Canada's regime. Again, I would note this was supported by Canadian Cancer Society, and certainly we do look forward to ongoing efforts by the federal government, by our own Department of Health, and by nonprofit organizations to discourage the use of vaping. And hopefully this is one more tool in that toolbox. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Minister. The motion is in order to the motion. Question has been called. All those in favor? All those opposed? Any abstentions? The motion is carried. Motions. Member for Thabacha. Thank you, Mr. Speaker. I move, second by the Honourable Member for Hay River North, that when this House adjourns on Friday, September 29, 2023, it shall be adjourned until Tuesday, October 3rd, 2023. And furthermore, that at any time prior to October 3rd, 2023, if the Speaker is satisfied, after consultation with the Executive Council and members of the Legislative Assembly, if the public interest requires that the House should meet at an earlier time during the adjournment, or at a time later than the scheduled resumption of the House, the Speaker may give notice, and thereupon the House shall meet at the time stated in such notice, and shall transact its business as if it had been duly adjourned to that time. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Member for Thabacha. The motion is in order to the motion. Question has been called. All those in favor? All those opposed? Any abstentions? The motion is carried. Motions. Notice is a motion for the first reading of bills. Notice is a motion for the first reading of bills. First reading of bills. First reading of bills. Second reading of bills. Consideration Committee of the Whole of Bills and Other Matters, Bill 23, 65, 74, 75, 78, 80, 81, 84, 85, 93, and 94. Committee Report 52-19 brackets 2. Committee Report 53-19 brackets 2. Committee Report 55-19 brackets 2, Committee Report 61-19 brackets 2, Committee Report 62-19 brackets 2, Minister Statement 264-19 brackets 2, Table Document 681, 973, and 974-19 brackets 2. By the authority given to me as Speaker under Rule 2.2 brackets 4, I hereby authorize the House to sit beyond the daily hour of adjournment to consider the business before the House as member for Nivigton Lake signature. I now call Committee of the Whole to order. What is the wish of committee? Member for Frame Lake. Merci, Madame la Présidente. Committee wishes to consider table document 973-19's bracket 2, capital estimates 2024-2025, table document 974-19 brackets 2, supplementary estimates, committee report 61-19 brackets 2, bills 81, 93, and 94. Merci, Madam Chair.
Thank you, committee. Does committee agree? Thank you. We'll take a short recess and resume with the first item.
I'll now call Committee of the Whole back to order. Committee, we've agreed to consider table document 973-19 brackets 2, 2024-2025 capital estimates. Minister, do you have witnesses you wish to bring into the chamber? Madam Chair. Sergeant at Arms, please escort the witnesses into the chamber. Minister, would you please introduce your witnesses for the record? Thank you, Madam Chair. On my left, Madam Chair, is the Deputy Minister of Finance, Bill McKay, and on my right is Perry Heath, the Director of Infrastructure Planning at the Department of Health and Social Services. Welcome. Committee, yesterday we ended just before we're going to turn to page 45. Long-term care and continuing care services with information items on page 46. Are there any member for Hay River South? Thank you, Madam Chair. I just want to talk about the long-term care facility for Hay River. It's something that's needed, and I'm glad to see it's still in the capital budget. I guess my first question is, has there been a need to update the cost and scope of work for that project? Thank you. Sorry, is there problems with the earpiece? Okay, I'll just have somebody fix that, and then I'll stop your time and you can just re-ask the question. Can you hear me? Okay. I'm just going to get the member to re-ask the question, and then I'll start the clock again. Go ahead, member for Hay River South. Thank you, Madam Chair. Yeah, I just want to know if there's been a requirement to update the cost and scope of work for the project. Thank you. Minister? Thank you, Madam Chair. There was a requirement to do that, and the budget that's in the capital plan before you does reflect that. Thank you. Thank you. Member for Hay River South. Thank you, Madam Chair. I guess I'd like to know there what work I guess is being completed to date on the project, and is as well as the estimated completion date, is that still a good date? Is it still relevant? Thank you. Thank you, Minister. I'll turn that to Mr. Heath, please. Mr. Heath. Thank you, Madam Chair. As people are likely aware, we ended up changing locations of that due to the implications of the flood. I'm happy to report that we have an MOU with the town of Hay River, and the new site has been secured. We are currently in evaluations for the design services related to the facility in the new locations. We expect to have the design contract awarded shortly, with design to begin immediately. Thank you, Madam Chair. Thank you. Member for Hay River South. Thank you, Madam Chair. I guess that was my next question. Has a site been secured for it? And you have answered that. Is that site, will it be adjacent to the current health center, or will it be accessible? I guess will there be some type of connection between the health center and this facility? Thank you. Thank you, member. Minister. It'll be across the street, Madam Chair. Thank you, member for Hay River South. Thank you, Madam Chair. Yeah, I guess I'm just pleased to see that that we're moving along with it, and that we're hoping the completion date is still going to be good. We need those beds, as Hay River has an aging population, and I just want to make sure I got a bed when it's built. Thank you. Thank you. Are there any further questions to member for Tabacha? Thank you, Madam Chair.
I also want to just touch base on the long-term care facility for Fort Smith, the 24-bed. The planning process will start after the next election. I'm just wondering, there'll be public consultation with the Seniors Society and the caregivers with regards to this facility. Is that part of the process, Minister? Thank you, member. Minister of Finance. Thank you, Madam Chair. Yes, Madam Chair, that there is an engagement process that will be undertaken. I don't have the details of it here, but certainly I would expect that the relevant organizations and of the community would be engaged. Thank you. Thank you, Minister. Member for Tabacha. Thank you, Madam Chair. Also, I just want to ensure for the record that there's some assisted living accommodation within this facility. There's a lot of people that are kind of in between long-term care and having to have that extra care sometimes. And I'd like to see this facility going in that route because that's what the Seniors Society would appreciate. So I just want for the record to put that in. Thank you, Madam Chair. Thank you, Minister. Madam Chair, right now the project scope does not have an assisted living. It contemplates the higher level of medical requirements that would be needed for individuals. So as well as other facilities, kitchen, laundry, and communication systems. Some of those are included right now in what is being scoped out. But as I said, at the present time, it's being scoped for being an assisted living facility at a higher end need. So again, I would say the first step is to just get the site, do the technical evaluations, and do this engagement. So to the extent that there does require something alternative, this would be an opportune time for the community to be involved and to discuss what the needs of the community in fact are. Thank you. Thank you. Did you have any further questions? That because things change, people change. After the next election, things change. Thank you, Madam Chair. That's all I have to. Thank you, Member for Tabacha. Member for Nunavut. For page 46, I jumped the gun there. Or is That's no? where we're at. Yep. Okay. So anyways, Madam Chair, in regards to the long-term care facility design that they have in Inuvik, again, like I brought up in this house numerous times ago, my elders in the communities of Ulakaktuk and Palatuk having to be brought in from the communities when care is too hard to give for families. And, they always say elders aging in place of their home community. I think that there's nothing in the books this go around in regards to go forward for those two facilities. I mean, I went to the extent of my office, getting designs and not built. But what I'm thinking, is there any potential again, I mean, for the next assembly or even us to put something in for long-term facilities in the communities for aging in place? Because the only time that people get to see their parents, their nanak and dadak, is when they come in for medical, because the price of tickets are so high. You could go from Yellowknife to Disneyland and back for a one-way ticket from Inuvik to Ulakaktuk. So it's really, to me, as an Inuvik, we take care of our elders and we don't want to send them out into a place where they're not, we think they're not cared for, but they give best care that they can. They're not eating their native foods, they're not eating, and they're not with family. And like I said before, it's harsh for me to say this, but when the elders go out, they go out and they come back in a box. And that's really tough. Over the last 12 years, being here, I've seen a lot of it. And I hear the families, especially in Ulakaktuk and especially in Palatuk,
Tuck, we have a road. Sachs Harbor, same thing. You know, they're caring for families that they should be nursing stay, like should be cared for 24/7. They are cared for 24/7, but you know, it's just the way they're not in a proper facility. It's hard for one person when usually it's one or two people. They got to wash them. They got to do everything for them, feed them, and they have no problem doing that. But when you send them out for respite care, if the people in the communities, they get tired, 90% of them will stay there because they don't. The parent doesn't want to be a burden on the children no more. So it's give and take. But for myself, I think we're in a day and age where we should be able to, like I worked with the ministers in regards to looking and teaming up with the communities to get facilities in place, but I never got it pushed over the goal line, but it's something that we should be looking at in the long term instead of sending them to Inuvik. Because I see 20 beds going into Inuvik, I'm happy for Inuvik because there's a waiting list to get in there, but half that waiting list is people from my riding. We need to be able to have our elders age in place and give them the respect that they deserve. And I really think that it's a good news story in regards to it. I know it, and I think there's no way to add, but you know, I'll support today in the budget today. I'm supporting it. But I want the cabinet and the members to know, the ones that come back, they should be, it's so easy to have elders saying elders aging in place, but they don't back it up. They have to back up our elders because they were the ones that made the path that we're on today. And I really think that we should be working with the community corporations and IRC to make this happen because we're more than capable of making it happen. It's just a matter of working together. Because I have family, say in Ulu, I have an uncle that has dementia. My auntie and my cousins, they watch him. And it's really tough for me when I hear that and they say they're waiting for a bed in Inuvik. And it all kicks in, you know, for myself, that what's gonna happen? Proper care. They're gonna feed him, yeah, proper care for him, but he should be able to do that in his home community of Ulu or in Polituk. So the elders that we have and the people that we represent, the people that put us here, the voters, not the constituent, we should be looking out for their best interest, and the best interest is getting elders facilities in the communities so we're able to care for ourselves. So working with IRC and in our government in the next go-around, I think that should be a priority of looking right across the whole territory and seeing if flying communities are able to do that, and the community corporation or however they have their business arm set up for the Aboriginal groups, they should be looking at that. I really think something like this would go a long way and have people more happy happy in regards to one, mom and dad are home, or your grandparents, you're able to go visit them and you're not visiting them in Inuvik, sort of put it like that, visiting them in Inuvik in long-term care. And I thank long-term care in Inuvik. The staff, thank you so much for what they do, because they do care and they do the best job they could do with what they got. But like I said, this is so easy for long-term care facilities in the bigger communities. In the city here, they're doing an awesome job here in the city because they have funds and it's easier to access. Going into communities, it's, you know, triple the cost. We've seen that over and over. But I have no issue, and like I said, I'm supporting this 100%. I'll support it today. But we need to start thinking outside the box in regards to how to
stretch our money and make it go longer. And that's partnering up with the Aboriginal groups across the territory if they want to go that way. And it's their choice. But having, for myself, like I said, I've been here since 2007. I have 12 years here in this building. I've been trying to do this to a point where I went out and I sought private business. And now we're close, but now it's the end of this assembly. And now, going forward, I have to start all over again. But members here, I want them to hear it loud and clear. Elders should be able to age in place with dignity and not away from family and in a room. And God forbid they're alone. And, and for the people that are going through this right now, my thoughts and prayers are with you. We're working as hard as we can to get it done. But I think that the minister and the members here that come back should put emphasis, a lot of emphasis on working with to make our money go further, because we got very little money going forward anyway. We're in a pretty tight situation for next go around. Going to be a lot of work. So thank you, Madam Chair. Thank you, member. And I didn't hear any questions, but more of a statement, and thank you for that. Are there any further questions or comments on the page 45, 46? Seeing none. Department of Health and Social Services, Health and Social Programs, Infrastructure Investments, 15 million. Oops, sorry. This is Department of Health and Social Services, Long-Term Care and Continuing Care Services, Infrastructure Investments, 15,976,000. Does committee agree? Thank you, members. Please return now to the department summary found on page 39. Health and Social Services, 2024-2025 capital estimates, 56,997,000. Does committee agree? Does committee agree that consideration of Department of Health and Social Services is now complete? Thank you, committee. Committee, we will now consider the Department of Industry, Tourism, and Investments. Minister, would you like to switch your witnesses? Yes, please, Madam Chair. Sergeant at Arms, please escort the witness from the chamber. Minister, would you please reintroduce your witness for the record? Thank you, Madam Chair. It's Crystal Mellinson back again, the Director of the Management Board Secretariat. Welcome back. Committee, we will now consider the Department of Industry, Tourism, Investment, which begins on page 47. We will defer the departmental totals and review the estimates by activity summary beginning with page 48. Economic diversification and business support with information on items on page 49. Member for Great Slave. Thank you, Madam Chair. I note that this money, the $750,000, is for the Robertson Drive dock rehab, which is in my riding. It's my understanding it is through the ISIP fund, which means at this point it's been 100% funded by the federal government, which I think is great. I do note, though, that it doesn't show up anywhere in the parks area. So my guessing then, or my question for the minister is the dock money or this money earmarked just to repair the dock that's there, or will this be an expansion to sort of the day use and other area around that? Thank you. Member Minister. Thank you, Madam Chair. No, Madam Chair, this isn't being turned into a territorial park, but there is a recognition that right now the dock that is there is quite unsafe, is being used. And so as a matter of primarily a safety concern and safety issue, that's the thrust behind this. Thank you.
Thank you. Member for Great Slave. Thank you, Madam Chair. Can the minister tell me then, is this a replacement of the existing dock that is there or just repairs to the dock that is there? And if it is a replacement, will the dock be larger than it is now? Thank you. Thank you. Minister of Finance. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, I actually don't have a confirmation as to whether it'll be a full replacement or not. I'm just trying to see if I can see the detail here. I think at this point there was an assessment done, so I just don't have the details of the project here. I'm not sure if members of the Department of Finance have it. But I'm not sure that we do, Madam Chair. Sorry about that. Thank you. Member for Great Slave. Thank you. I'm willing to take that at a later date. If the minister could provide me with a bit of the details around the plan work, I would assume that some of that is still being figured out, but as much as I could get ahead of time, that would be great. I definitely know this will be a concern to people in the upcoming election, and they are going to want to know what that use is. And I guess I just want to take the time to make a plug on behalf of my constituents and advocate for the whatever happens there, replacement or repair, that there is a portion of the dock that remains accessible to the public for fishing by the shore. I don't know if that has a specific name, but casting from the dock itself. I know that a lot of my constituents walk there with their children. They'll catch dinner for themselves off the dock, and currently with the houseboat or whatever it is that has been taking up half the dock for the last I don't know, however many years, it has become harder and harder for people to use the area that live there. So I don't really have a question in that, but just want the minister to hear that and ensure that it still be able to be used by residents and not just the fishers. Thank you. Do you remember, Minister of Finance, did you want to comment? Thank you, Madam Chair. Madam Chair, it is just to be able to confirm that at this point, it's really a repairs project, and it's done. It is in following to the recommendations that were received as part of the larger environmental, not larger, but the environmental assessment that was done. So we've taken those recommendations, and that is what we are planning to act upon. And the first round of funding is to do the planning to undertake that and to get that going. There's still other work happening at the dock with DFO. That is DFO's that they are working on as to whether or not this could be a site for a small craft harbor. But that, again, that responsibility lies with DFO. For now, recognizing the use as already described, it is quite clear that this is unsafe, and so those repairs do need to get done. Thank you. Thank you. Member for Great Slave. Thank you for that, and I do appreciate that. It's a weird one with the double jurisdictions and such, but would be a great area, put the plug in again for some sort of recreational use. Can the minister at least confirm that the houseboat will be removed and that it will no longer be allowed to be anchored at the dock, which really is inhibiting industry and recreational use? Thank you, Madam Chair. Thank you. Minister? Thank you, Madam Chair. Not strictly in my capital books, but I can say that my understanding last I heard was that the boat in question, or the whatever it is in question, had in fact been ticketed, and that, you know, obviously enforcement measures do need to then be taken, and those enforcement measures can be, I believe, up to and including removing forcibly. That is some cross-jurisdictional, but I can follow up again with the member directly. That certainly is not lost on me, the challenges that vessel was creating. Thank you. Thank you. Member for Great Slave. Thank you. The minister has my empathy with that, as I worked at Giant Mine and dealt with a houseboat that was sitting in the mouth of Baker Creek for over a decade, as well as we're all aware of the ones that were off of the point there at Rotary Park. So I'm hoping the city's going to get that harbor plan going that's been talked about for the last decade, but that's not this minister's problem. So thank you, Madam Chair. Thank you. You don't have any further questions? Okay. Thank you. Member for Frame Lake. Yeah, thanks, Madam Chair. The Robertson Drive dock, I'd like to know whether that's within the surface lease area that Miramar Khan has. Thanks, Madam Chair. Thank you. Minister of Finance. Thank you, Madam Chair. I don't believe it is, Madam Chair. Thank you. Thank you. Member for Framling.
Yeah. Member for Frame Lake. Yeah, I guess belief is one thing, but I guess I'd want a definitive answer. My concern is that the property is still under active remediation, as far as I understand. And I'm just wondering what responsibility, if any, does Miramar Khan have for remediation of the dock? Thanks, Madam Chair. Thank you. Minister of Finance. Madam Chair, I have confirmed this is GNWT land, not it's not something belonging to another entity. So the Department of Lands at one time transferred this to ITI. It is one where the other GNWT owned, and therefore the stock would then be our responsibility, which is why it's coming through this process. Thank you. Member for Frame Lake. Okay, thanks. So did that transfer happen within the last 5 or 10 years, or do we know? Thanks, Madam Chair. Thank you. Minister of Finance. Thank you, Madam Chair. I mean, there's transfer from lands to ITI, I can say, I believe was within the last 5 years. Where and when it became a GNWT asset, before that point, I don't know. Thank you. Frame Lake. Okay, thanks. I guess I'm just a bit concerned that there might be potential contamination in the fill that was used for the dock, around the dock, and that we may have incurred some liability in accepting that property, which wouldn't be the first time, or at least the property back from the mining company. And I don't know, is there, what, if any, responsibility does Miramar Khan, residual responsibility, does it have with regard to remediation, the dock, if there's contamination there and so on? Thanks, Madam Chair. Thank you. Minister of Finance. Thank you, Madam Chair. So, Madam Chair, just point of clarity that Miramar does have its own dock, so the two aren't to be confused, that there are different facilities in that area. This particular dock, when the Stantec engineering assessment was done in 2022, they did take into account what remediation may be required. And so, as I say, the amount that's being proposed here is taking into account what remediation work was recommended by the engineers in that assessment. Thank you. Thank you. Member for Frame Lake. Okay, thanks. I'm interested in seeing the Stantec report. Can the minister provide that to me? Even if it needs to be confidential, that's fine, but I'd like to see it myself. Thank you. Thank you. Minister of Finance. Thank you, Madam Chair. I don't think there's any limitations to doing so under cover of confidentiality, subject to being corrected, but assuming that that's fine. Frame Lake. Okay, no, that's fine. Look, I understand the value of the area. It is important. It's used recreationally now. I want to see it developed. I just want to make sure that it can be done safely, and that in doing this project, we're not going to expose people or workers to stuff that they shouldn't be exposed to. So that's why I'm asking these questions. And I just am wondering whether the company has any residual responsibility, because I think it's adjacent or part of their original operations over a number of years. So that's why I'm asking these questions. And these are the kinds of questions our government needs to. Oh, somebody's singing happy birthday. I love it. But these are the kinds of questions that our government needs to ask and be sure of before they accept sites or even transfer sites back between departments and getting leased lands back from companies or individuals. Thanks, Madam Chair. Thank you. Minister of Finance. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, I can say we have departments of ITI, infrastructure, lands have all been involved, and Stantec's professional engineers out of Vancouver who do marine assessments are the ones that were involved. So I am hopeful that the information we get to the member will allay his concerns. Thank you. Thank you. Any further questions? Member for Frame Lake. No, thanks, Madam Chair. I thank the Minister for that.
And of course, since we've got only about a week left, if I could get it before then, that would be helpful. Thank you. Thank you. Are there any further questions under the economic diversification and business support? Member for, sorry, Mr. Member for Decho. Merci, Madam Chair. Yeah, this dock rehabilitation really caught my eye here. I wasn't aware that GNWT did this type of work or had funding to rehabilitate docks, because I imagine there's many docks up and down the Mackenzie River. And specifically, the dock at Fort Providence is in need of major repairs. And also the boat launch too is just a single little launch, considering the amount of usage that area has, especially with lots of tourism in our community. And they're launching out of every little nook and cranny that they could get at, which are not recognized boat launch. But the one in the community, what's the process to have to get dock repairs and have boat ramps built? Merci. Thank you. Minister of Finance. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, I would also be very keen to see more small craft harbors and accessibility to the waters all around the Northwest Territories, not the least of which would be around the Mackenzie and in Fort Providence and throughout the area. A lot of this does require the Department of Fisheries and Oceans, which is the federal Department of Fisheries and Oceans. I can say over the last couple of years, we had hoped to have them more engaged and more involved in determining additional sites and locations for small craft harbors. But first there were some delays because they couldn't travel here during COVID, and then the last couple of summer seasons were not necessarily the smoothest, if I may. So, I mean, that process of getting access and changing accessibility to the waters really does involve a conversation with them. I can say that DFO does have an office now in the Northwest Territories, which hopefully will make the process of engaging with them a little bit smoother. Thank you. Thank you. Member for Decho. Merci, Madam Chair. Merci to the Minister for that. I'm just wondering why, if our community, I was asking for a process of how we could get that in. Now, you only mentioned one part of it there, getting DFO involved. What's DFO's involvement in anything like this? That's it. Thank you. Minister. Thank you, Madam Chair. DFO or the Federal Department of Fisheries and Oceans has the jurisdiction over waterways, so they control the access and control that parcel of not land, but that area is under their authority and administration. Thank you. Thank you. Member for Decho. So what triggers DFO involvement? How do we get that process going? That was my initial question, was what is the whole process to get from point A to point B in this application process or whatever to get infrastructure in place? That's it. Thank you. Minister. Thank you, Madam Chair. So, I mean, there are two parts to it, I suppose. Firstly, if there's an interest in having DFO involved, I mean, the Department of ITI can be a liaison point where, whether under tourism, whether under fisheries, potentially the Department of Municipal and Community Affairs, I imagine, could certainly go and advocate to our counterparts to say, look, we would like your officials and staff to come to a region and look at what prospects there might be, do their own internal assessments and government processes that exist within the federal government. We would not be in a position to build things in a waterway without the Department of Fisheries and Oceans approving that. You've probably heard the Minister of Infrastructure talking about the harbor restoration happening outside of Hay River. It required approval from the Department of Fisheries and Oceans for them to be able to go and do that, even while the Coast Guard is the ones that needs it. So
it's really getting them to be taking an interest. Again, I can say it has been a bit of a challenge to get them to take an interest in putting some additional collection points for fisheries, notwithstanding that we have all this potential in the north for a strong fishery. It's been very challenging to get their attention on this issue and to get them to come up and identify potential sites. And then we go through our capital planning process so that we could build the docks or build a marina or build a site. But we're not, to get through our planning process, we would certainly want to not go too far down that path if the Department of Fisheries and Oceans is only going to say, no, you cannot have access to that waterway. So, you know, they give us the okay, then we can build whatever it is on the land piece to access it, but we really need them involved to identify an appropriate site in the water, and then we can build on the land. I hope that makes a bit more sense. Thank you. Thank you. Member for Decho. See, so to trigger that whole process, the community would have to request through ITI for the boat and the ramp, for the dock and the ramps. Thank you. I'm just going to remind members to end your question with Madam Chair, just so that we can make sure that the sound and the mics go on in the right order. Minister of Finance. Madam Chair, that is definitely one path. I think I'm starting to realize here where this is going. Yes, look, I think it would be wonderful news to have, again, as I said, more access to the waterways, whether for tourism for the sake of the communities or for fisheries. So one way is for the community to reach out to ITI to be partners in that, and to then take the interest to the DFO to say, look, get your officials out to the community of Fort Providence. There's an interest locally. I know there's an interest in the fishery locally there. What can be done to have better access? And if they can identify a site, ITI could then start to go through the capital planning process that brings a project to this House to try to request funding through the current process we're in to build the associated facility on land. Thank you. Thank you. Member for Decho. Merci, Madam Chair. Also, does it take an engineering firm, because you mentioned Stantec was involved in the Yellowknife one, would that include an engineering firm to look at it too also? Merci, Madam Chair. Thank you. Minister of Finance. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, it doesn't, I mean, not necessarily, but maybe, I guess it depends. In the case of the Robertson Dock, because they were rehabilitating an existing structure, the Stantec folks were involved to determine whether that structure could be rehabilitated or had to be replaced and what the parameters of that would be. But if it's, you know, again, if we're building anew, then that is a new building process. If you're rehabilitating, that's a different process. So not necessarily is probably the best I can give, unfortunately. Thanks. Thank you. Member for Decho. Back to that Robertson dock rehabilitation, did somebody have to apply for it, like the city of Yellowknife, or was it just an engineering firm that said, hey, here's a dock, rehabilitate? Merci. Thank you. Minister of Finance. Thank you, Madam Chair. No, Madam Chair, this piece of infrastructure that is owned by the government of the Northwest Territories is dilapidated. It is dangerous. People are going there and using it despite signage that we put up last year, and this has a risk to life. So that's one of the first risk categories when we do an analysis for the capital plan and when we're building the capital plan, is to determine if there is a risk to human activity. This one fell in that category. And that's where it then advances through the peer review and ADM review process of a capital planning, and then ultimately comes here. So that's how the Robertson Dock advanced. Other initiatives, such as something in Fort Providence, could potentially proceed through a very different process if it's a new build for different purposes. Thank you. Thank you. Member for Decho. See, Madam Chair. So can you send an official to Fort Providence to have a look at that dock? And you'll find that it's in dire need of repair. Merci,
Madam Chair. Thank you. Minister of Finance. Thank you, Madam Chair. I am certain that the South Slave region would be happy to send somebody, and I know ITI is listening now. Thank you. Member for Decho. Masicho. Are there any further questions to the ITI Economic Diversification Business Support? Seeing none. Department of Industry, Tourism, Investment, Economic Diversification and Business Support, Infrastructure Investment, $750,000. Does committee agree? Thank you. Members, please now turn to page 50. Department of Industry, Tourism, Investment, Minerals and Petroleum Resources. Questions? See. The Industry, Tourism, Investments, Mineral and Petroleum Resources, Infrastructure Investments, $700,000. Does committee agree? Thank you. Industry, Tourism Investment, Tourism and Parks, Infrastructure Investments, $2,978,000. Member for Great Slave. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, I can't let the last sitting go by and not ask about outhouses. So I know that this could also fall under the infrastructure area too around highways, but I note that there are a lot of parks work that are along the Highway South, and it was really highlighted during the evacuation. The facilities are woefully lacking down the highway and such. And so I note that there is one outhouse construction being planned here for Fred Henney Territorial Park, but I'm wondering, has anything happened with the evacuation that has made the minister feel that perhaps we do need to have more park outhouses and washrooms along our highway, our only road out? Thank you. Thank you. Minister of Finance. Thank you, Madam Chair. If the issue is around an evacuation route, that probably does not fall within ITI. Certainly during the evacuation, infrastructure did take the lead in terms of providing some additional porta potties along the route and ensuring that there was some additional cleaning, as did ITI, to ensure that for the parks that are there, in the parks along the way, that the outhouses that are there, that they were receiving additional cleaning. I have received both sides of this coin, in that I certainly did receive some complaints, but I also had other people that I was checking in with along the way to see, and some were saying that facilities were fine, and then of course I know that others would perhaps get there at a different period of time. So it's a long answer, Madam Chair. I am, again, if it's an evacuation situation, infrastructure was the lead on that. Yeah, thank you. Thank you. Member for Great Slave. Thank you, Madam Chair. Yeah, I guess it's just one of these areas where I don't see it like as being kind of one department or the other, given that most of the parks do come off of the main transportation routes or evacuation routes. It makes sense that we would be looking to double up and put that kind of infrastructure in those locations. I'm not sure if this is where it would fall under, but I know that over time in the chair, your own region, there's been questions around the pullouts and such along the Inuvik Tuck Highway, and whether or not there was going to be any sort of facilities or areas put in there. I know we went out to RFP a few years ago for that. Could the minister give us an update on whether, I don't think I see anything here that falls into that. So will that be in the next year's plan, or where is that at? Thank you. Thank you. Minister of Finance. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, there was money at one point notionally allocated for pullouts along the Inuvik Tuck Highway. Madam Chair, the challenge that we've run into is identifying the appropriate location and getting the Hunters and Trappers associations from the regions to, in fact, agree on a location along with elders.
Last I know, there was some work and some progress made towards bringing those parties together. I would like nothing more than to see what really is a tourism flagship, or could and should be a tourism flagship, have those kinds of facilities. Without them, it's not quite the flagship that it could be, sending folks down an hour-plus long road, hour-and-a-half long road without any kinds of facilities. So, you know, I think there is now a staff person that's been seconded into Tuktoyaktuk to help support their community with some of their tourism planning, and that may well be an opportunity to bring those interested in tourism in that region together to get that moving and to find agreement between those who are the owners of the land. Thank you. Thank you. Member for Great Slave. Thank you, Madam Chair. Yeah, I totally appreciate the complexity of that as well, because I know those pullouts and those recreational use areas will become quite popular with the public. So you definitely have to make sure that they're in the right spots. Just looking at some of these things here, I did have an opportunity to see some of the new work that had been done around the North Arm Park in the last couple of years, and thought it was pretty good, and everything was looking quite good in a lot of our parks over the time. But I just wanted to point out too that not only not having the sort of pullouts and areas along the Inuvik Highway is not just a sort of a discomfort thing, but it also becomes like an environmental and health issue as people do use places for the washroom that they should not be. And I do believe that was another complaint I did hear through the evacuation, that some of the sort of sand pit pullout areas along the highway became basically large outhouses for people. So I do think it is something when we do emergency response and such, that if we are going to evacuate people 15 hours south, we need to ensure they can go to the bathroom somewhere. I think my other question has to do with, has there been any talk around installing things like Wi-Fi or cellular service into the territorial parks along the highways south, or the egress routes? I get again that this is ITI, but again, duplicating effort, it would make sense that people could go in and use Wi-Fi at campgrounds, and I'm not sure if that might already be existing, and I'm just not aware. Thank you, Madam Chair. Thank you, Minister of Finance. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, it is my understanding at this point that well, I don't have any information that we're putting that forward as a plan, as an idea, in terms of having Wi-Fi as a set available thing at a parks. I mean, I think some parks do have access to it, and the extent that park users can then go and use it is, you know, I guess up to them. I think it's based on the Starlink program in most parks, to the extent that, again, I believe most of them have it. They are often operated by contractors. So if I'm hedging a bit, it's because it does somewhat depend on each contractor, but they do have access to Starlinks. They were being used during the evacuation process. And again, while we are in the ITI capital, Starlink was also made available for others along the route during the evacuation. And I think there's an understanding that is, if anything, being improved upon, having gone through the recent experiences that we did. Thank you. Thank you. Member for Great Slave. Madam Chair, I think I just wanted to ask a little bit about the Canal Trail and the emergency shelters. I'm not super familiar with where this is at, but I did know at one point there was a lot of remediation that was still left around the Canal Trail. And without, you know, asking for too much detail, is that coming to completion to the point where the Canal Trail is going to be more of a tourism destination, or, you know, have more areas opened up as a result of remediation? I know there was a lot of challenges remediating it because it's very inaccessible to heavy equipment. So a lot of it would have had to have been done by hand. So if maybe the minister could just give us a bit of an update on that, that'd be great. Minister of Finance. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, the Canal Trail is another one that could frankly be a bit of a flagship, or should be a flagship, not a bit of, but should be a flagship in the Northwest Territories. It does have a lot of sections that were still under ownership by the federal government, and there's some concern around overtaking that without doing the kind of proper due diligence to ensure that there's not an excessive amount of remediation that is required. So these, ENR is the department that would be the lead in terms of that discussion with the federal department, or with the federal government. This capital project is for shelters at miles 175 and 200. I also at one point had a big, large map in front of me on this. I don't have it memorized, but we are doing work just with some of these emergency shelters. So they're not really camping shelters per se. They're really meant to support those who are using the trail in the event that they needed an emergency shelter, exactly as described.
But there's still quite a bit more to go on this to make the trail, I think, really what I think probably the member and myself would like to see. Thank you. Thank you. Member for Great Slave. Yes, I very much agree with the minister on this one. It is such a rich part of our history and really could be, yes, like you said, she said, a flagship for that. I guess just wanting to confirm that these two North Arm projects that are done in the region for Betchico, those were both all done under the Clecho Infrastructure Agreement. Can the minister confirm that? Thank you, Minister. That's correct, Madam Chair. Thank you. Thank you, Member for Great Slave. Thank you, Madam Chair. Is this the end of the work for the North Arm Park, or is it expected to continue into 25-26? Thank you. Thank you, Minister of Finance. Thank you, Madam Chair. I believe, Madam Chair, I think this is the end for these two projects. Now, I don't have in front of me whether or not there's any future project lists or future projects outstanding, but I know there had been some delays, so I just want to confirm if I could. No, I think from what I am seeing and reading, Madam Chair, I think this is the end. Thank you. Minister, are there any further questions under tourism and parks? Member for Decho. Merci, Madam Chair. I see that there's some group camping areas being constructed. I recall for the Fort Providence campground, around 2018, was plans developed to expand the campground for another 8 sites, I believe it was. That was 2018, and so far, I know they didn't go with it at that time. I don't know what ITI's excuse was at that time. I'm just wondering where it is in the capital plan, because we're getting quite a bit of influx of tourism in our community, and they're going into the overflow camp area, which is not developed with all the power stalls and everything. But even that can get full too itself. So there was room to expand, because I know they have the plans. I was a project officer on that one. So I'm wondering where it is in the capital plan and why it hasn't been constructed yet. Let's see. Thank you. Minister of Finance. Thank you, Madam Chair. I don't have a Fort Providence campground in the capital plan, so there isn't anything anticipated for Fort Providence in the 24-25 plan. I'm not sure if there was maybe a surrounding area campground, if that's what the question was about, but nothing for the community of Fort Providence. Thank you. Member for Decho. Merci, Madam Chair. Yeah, I was hoping to get it bumped up somewhere, but it's wishful thinking, I guess. The other one too, I recall ITI renovated a building in the community to have a microfish plant. I'm wondering what is the status of that, and are there any future plans? What was happening there? Thank you. Minister of Finance. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, I know there was quite a bit of work done at one point with the community in terms of looking at a microfishery. I don't think there's anything, again, in this plan. There was some training offered, and the training that was offered to community members from Fort Providence around, particularly in the winter fishery, as well as with respect to the summer fishery, but that would be running out of Hay River. And the last I understand is that there was an asset within the community for a small scale fish processing plant for local usage, but I believe that is a Fort Providence banned asset, not GNWT. Thank you. Thank you. Member for Decho. Merci, Madam Chair. Yeah, I just thought maybe ITI was on top of everything that they do, especially having to do with fisheries, as they're promoting fisheries around the plant. Around the lake, I should say. So, because I'm wondering, people start initiatives and then it just dies, it's like on the order papers or something. So I thought ITI would be more,
because I'll be asking those questions. I guess I'll be sending an email so that we keep everybody accountable. If we're spending public dollars, then we should know what's happening with it, and the community should know what's happening with it. Also, at the same time, the MLA, even myself, I should know what's going on with any ITI projects or any ITI funding that's going into my community, whether it's First Nations or anybody else. Instead of me finding out through the grapevine, it would be a common courtesy to us as MLAs, and you know how we felt about that before. That was brought up, so I'm just wondering if I could be included moving forward in all correspondence. I know it's only got 2 more weeks to go, but a lot of things could happen in 2 weeks and projects moving forward, but I would really like to be copied on or notified of what's going on in my region with these public dollars. Thank you. Minister of Finance. Thank you, Madam Chair. So, Madam Chair, my understanding is that, firstly, that the Department of Tourism and Investment did provide seed funding to the band at their request. They made an application for a contribution to their fishery initiative, which is what gave them the opportunity to put this asset into use. And then, as I said, that's quite common that whether it's a community band or community government or local organization or individual or business, they approach ITI through seed. Local ou d'une entreprise locale, ces organisations envoient des demandes au ministère pour des initiatives locales concernant la pêcherie. Et, en fait, c'est séparé. Il y a des formations locales qui sont administrées et ces initiatives similaires. Le plan d'acquisition des infrastructures par le gouvernement des Territoires du Nord Ouest est prévu au un plan de capitale. Merci. Merci, Monsieur le député de Deschaux. Merci, Madame la Présidente. Je n'ai plus de questions. Madame la députée de Mamfoué. Merci, Madame la Présidente. Voyons voir. Je vois ici pour le Bras Nord un plan d'électrification. Je sais qu'il y a un certain temps que ce projet a été lancé ou mis sur la table et je voulais me demander si le projet serait complété bientôt. Est-ce que nous avons une date? C'était censé être en 2025 et ainsi, quel serait le coût? Merci, Madame la ministre des Finances. Merci, Madame la Présidente. Il y a eu quelques délais concernant le parc du Bras Nord. Ça a été l'un des projets prévus à l'entente conclue avec le gouvernement cléchant concernant l'acquisition des infrastructures et des marchés publics. Donc, ça va prendre un petit peu de temps pour maximiser ces prévisions. Pour ce projet en particulier, ce que je vois, c'est que le budget total anticipé est déjà défini et que le projet sera construit dans l'année fiscale à venir. Merci. Nous avions des personnes qui devaient résider dans le parc, qui ont séjourné dans le parc du Bras-Nord cette année et ont utilisé les toilettes et nous avons reçu plusieurs plaintes. Parce que donc les personnes devant utiliser ces locaux ont signalé que les toilettes étaient en état terrible et vraiment très délabré. Donc je ne sais pas qui était censé faire la supervision, l'entretien, mais cette personne ne l'a pas fait. Nous avons eu beaucoup de problèmes de ce type cette année. Il y a une route de toute saison qui va vers Wati et
il y a des personnes qui se sont rendues à Poitiers durant les évacuations. L'année prochaine, nous serons dans la même situation. Nous aurons des allers-retours de visiteurs touristiques et il n'y a pas de toilettes sèches, toilettes en extérieur établies le long de l'autoroute. Donc, je voulais demander s'il y avait eu des consultations auprès du ministère concernant l'installation de toilettes sur cette autoroute et aussi sur l'autoroute numéro 3. Merci, Madame la ministre des Finances. Merci, Madame la Présidente. Il y a eu un contrat conclu avec une entreprise Clean Shop pour la construction de toilettes ou de toilettes sèches le long de la route. Nous avions aussi un contrat de nettoyage qui était anticipé dans ces circonstances. Je sais qu'il y avait un certain nombre de toilettes qui étaient disponibles pour les utilisateurs et il y a aussi des services qui ont été apportés à ces toilettes. Le sujet n'est pas ressorti depuis un moment, mais plutôt en termes d'opération et concernant le tourisme vers Wati, je pense que c'est une très belle opportunité pour cette région et c'est tout à fait une région d'importation et c'est une région qui présente de très belles opportunités d'aventure en extérieur. Il s'agit de territoires qui changent. Je sais que par le passé, les infrastructures se sont rendues dans la communauté et ont pu apporter de l'orientation sur les infrastructures et du mentorat et demander ce que la communauté souhaitait faire. Mais vraiment, ça dépend de la communauté. L'infrastructure va ensuite recevoir des fonds dédiés au tourisme pour pouvoir appuyer la communauté. Merci, le député pour Nunavut. Juste quelques observations. Merci à ma collègue de l'avoir soulevé. Le hameau de Toc est toujours obligé ou essaie de se faire rembourser en raison du fait que le financement de cet hameau a été utilisé pour payer la location de certaines caravanes qui sont arrivées dans la communauté. Nous avons construit un centre de visiteurs qui est maintenant ouvert. Donc, quel est le plan? Car je ne vois rien ici. On met des chalets à une distance de quelques centaines de kilomètres et c'est nécessaire parce que mon ami utilise souvent ce sentier et ça ne me dérange pas. Mais a-t-on l'intention de venir en aide à l'hameau de Toktayak afin d'offrir des services pour le parc de caravanes ou va-t-on externaliser ce service? Merci. Ministre des Finances, peut-être je me répète, mais j'ai eu l'occasion d'emprunter cette chaussée et c'est vraiment un joyau du secteur touristique d'été un an. Et donc, ça serait toute une occasion à saisir de voir plus de touristes, mais il faut les infrastructures nécessaires afin d'optimiser les résultats pour la communauté. Le centre d'accueil est ouvert. On n'a pas eu une ouverture très célébrée, mais le centre est ouvert à l'heure actuelle. L'un des membres du personnel du ministère travaille dans la communauté, donc on se penche sur la possibilité de créer un centre pour visiteurs à Toktayak et le fédéral s'y intéresse aussi. Et je dirais que ça devrait être les représentants de la collectivité qui devraient faire sa demande et ensuite le ministère pourrait leur offrir un soutien par le biais d'un financement touristique ou en collaboration avec le fédéral.
Donc oui, il y a toutes sortes de possibilités à saisir. Il n'y a rien dans le budget des immobilisations. Le centre d'accueil est ouvert, le parc pour caravanes. Je n'ai pas de réponse à cette question. Il y avait quelques conflits sur l'emplacement de ce parc. Donc, il y a certaines choses, certains problèmes que je ne peux pas régler avec ce plan des immobilisations, mais j'espère que ces discussions se poursuivront chez les députés de la prochaine législature. Tok 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 devrait être un joyau de notre secteur touristique. On avait vraiment beaucoup de touristiques, nonobstant les incendies qui ont eu lieu. Le nombre de touristes est à la hausse et on espère qu'il y en aura davantage, mais il faut les ressources nécessaires. Le député de Nanakwet, oui, par rapport à cela. Donc, cette personne du ministère qui travaille dans notre collectivité, en fait, elle devrait travailler avec les dirigeants de Tok 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 pour planifier ce parc pour caravanes plutôt que de se concentrer sur le centre d'accueil. Nous avons déjà des problèmes au niveau de nos ressources. Et donc, ça serait bien d'avoir ce parc pour caravanes. On a une liste de 2 pages des projets qui se passent dans les différentes collectivités, mais je ne vois rien. On dit que c'est un joyau, et c'est vrai. C'est sur la terre TOC 7A1. Nous avons besoin d'un plan pour choisir les emplacements. On aimerait avoir un accès au lac Husky. Nous devons aider les membres de la collectivité. Nous avons un centre d'accueil, mais il faut qu'on aide les membres de cette collectivité. On veut que ces personnes n'aient pas à payer un service que devrait payer le gouvernement. Donc, est-ce que nous essayons de financer la création d'un parc pour caravanes? En fait, le parc existe déjà, mais en bout de ligne, le hameau de TOC le finance, et pas le gouvernement. Donc, est-ce que le gouvernement pourrait se pencher là-dessus à l'avenir? Ministre des Finances. Un facteur qui complique les choses, c'est qu'il n'y a pas de terre gouvernementale qui pourrait être transformée en parc, à moins qu'il y ait un échange de terres. Mais à l'heure actuelle, ce n'est pas un terrain gouvernemental. Ce sont des terres inuvialuet. Donc, après avoir consulté le ministre au cours des dernières années et en posant des questions sur le manque de développement à Tok ou le long de la chaussée, en fait, c'est en raison du fait que ce ne sont pas nos terres et nous n'avons pas le droit de faire quoi que ce soit. Nous pouvons soutenir la collectivité, fournir un financement, fournir un membre du personnel. Donc, ce membre du personnel, il travaille et elle peut suivre la société de la collectivité. C'est sa responsabilité de le faire. Elle peut donc faire des demandes pour des fonds touristiques. Donc, c'est la décision des membres de la collectivité. Le député de Nanakwet. Peut-être que je me trompe, mais le parc pour caravanes est situé à l'intérieur de la délimitation du hameau de Tok Tok Tok. Donc, c'est-à-dire que le hameau est assujetti aux décisions du gouvernement. Le gouvernement devrait donc fournir le service. Est-ce que j'ai bien compris? La ministre des Finances. Je comprends qu'il y avait un parc pour caravanes privé, mais qui a brûlé. Donc, je ne viens pas de Tok Tok Tok. Oui, il existe un parc pour caravanes privé à Tok Tok Tok. Et donc, il y a beaucoup de touristes qui viennent dans notre collectivité. Et donc, le hameau de Tok 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 a essayé de résoudre le problème. Il y avait trop de véhicules.
Et donc, on paie ce parc pour caravanes, ça vient du budget du hameau. Et en vertu de la loi sur les hameaux, c'est un endroit qui est assujetti aux décisions du gouvernement et devrait donc être financé. Est-ce que nous allons financer le parc pour caravanes dans cette collectivité? D'après moi, c'est une question de financement opérationnel. Nous parlons ici du plan des immobilisations, mais je vais passer la parole à la ministre pour voir si elle a des commentaires. Madame la ministre, Madame la présidente, je ne vais pas créer de nouveaux projets ici dans cette chambre, mais je sais que nous avons un nouveau surintendant régional en poste pour le Delta Beaufort, où ce sera bientôt le cas, et il me semble que c'est exactement ce que pourrait faire cette personne à Tuktoyaktuk. Ça pourrait être vraiment un projet phare de cette personne. C'est la première fois où il y a un financement pour le secteur touristique et la collectivité pourrait en faire une demande et doit donc joindre le bureau régional. Une dernière question, le député de Nanakwet. Merci, Madame la Présidente. Il y a un manque de soutien à TOC au niveau touristique. Notre gouvernement ne les soutient pas adéquatement. Le hameau utilise son propre financement. Un financement qui devrait servir à améliorer les routes et les autres infrastructures. On ne crée pas de nouveaux postes budgétaires. Je parle de ce que nous ne faisons pas. Et je vois qu'il y a 2 pages. Toutes sortes d'autres choses ont été financées. Mais en fait, ça ne devrait pas être le maire et le conseil municipal qui sont obligés de prendre des décisions difficiles au niveau du financement. Ce n'est pas un nouveau projet. Je tiens à être très clair. Notre ministère n'a pas fait ce qui s'imposait et nous devons régler ces problèmes. Il faut le régler à l'avenir. Député de Hay River Sud. Merci, Madame la Présidente. Il y a eu les incendies au printemps et en fait la dernière qui a eu lieu. Et certains parcs ont été touchés. Je me demande, est-ce que ces projets d'infrastructure ont été touchés par les incendies? Est-ce que des projets ont été repoussés? La ministre des Finances. Merci. Il y a eu quelques retards au niveau du plan 2023-2024. Nous sommes en train d'approuver le plan pour 2024-2025. Donc oui, il y a eu quelques retards au cours du plan de l'exercice actuel et je pourrais donner une liste aux députés s'ils le préfèrent. Oui, certaines choses ont été retardées, mais oui, je peux lui fournir une liste. Le député de Hay River Sud. Merci, Madame la Présidente. Le site de camping Alexander Falls, le terrain de camping Alexander Falls, il y a eu en fait, la région avoisinante a été endommagée et je présume que ça va toucher la capacité des gens de se servir de ce terrain de camping. Et c'est dommage car le tourisme sera très important dans la région South Slave. Les niveaux d'eau sont très peu élevés, il y a des problèmes au niveau du transport des biens, donc les possibilités de tourisme ont été un peu minées. Et c'est plutôt une question de nature opérationnelle. Mais nous avons 2 exploitants touristiques que nous pourrions soutenir. Nous avons la capacité de compenser ces problèmes. Est-ce que vous envisagez cela? La ministre des Finances. J'ai sous les yeux les retards pour 2023-2024 par rapport à Hay River et ces parcs. Je ne vois pas de retard.
il y a eu quelques problèmes avec l'établissement de transformation du poisson. Et par rapport aux infrastructures endommagées, je présume qu'on parlera lors des prochains budgets, car l'évaluation de ce dommage n'a pas encore été faite. Je présume que ça sera englobé par le financement au sinistré du fédéral. De façon générale, le tourisme, c'est plutôt une question opérationnelle et j'en suis au courant. Et j'ai eu une autre rencontre FPT qui concerne le tourisme. Député de Hay River Sud. Oui, je voulais parler des dégâts causés par les incendies lorsque l'on parle du tourisme. Donc c'est bien que votre ministère s'en occupe et comprend que le secteur touristique est très important dans les TNO. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur les parcs ou sur le tourisme? Ministère du Tourisme, de l'Industrie et des Investissements, Tourisme et Parcs, 2 978 000 $. Êtes-vous d'accord? D'accord, merci. Donc, on va passer à la page 47. Le résumé ministériel, ministère de l'Industrie, du Tourisme, des Investissements. Ministère du budget 2024-2025, immobilisation 4 428 000 $. Êtes-vous d'accord? Avons-nous terminé l'étude du budget de ce ministère? Merci. Est-ce que vous avez d'autres témoins, Madame la ministre? Oui. Monsieur le sergent d'armes, veuillez accompagner le témoin. Veuillez présenter votre témoin. Merci. Gary Brennan, qui est sous-ministre adjoint des opérations régionales en matière d'infrastructure. Nous allons nous pencher sur le budget du ministère de l'Infrastructure à la page 55. Nous allons reporter les montants totaux et nous allons revoir chacune des activités à partir de la page 56. Gestion d'actifs, information à la page 57 et 58. Questions ou commentaires? Député de Great Slave. Merci. D'abord, quelque chose que j'ai déjà dit au sujet du plan d'immobilisation. On voit beaucoup de postes budgétaires financés à 100% dans le plan des infrastructures du fédéral et c'est beaucoup de ces projets d'envergure, 82 millions de $. Donc c'est un montant de 82 millions de $, mais la majorité du financement, c'est pas le nôtre, ce sera de l'argent du fédéral et c'est quelque chose dont nous avons besoin. Lorsque je regarde tous les projets des chaussées et des routes, le seul projet qui n'est pas financé à 100%, c'est l'autoroute 10, qui est à 75%, et c'est pas pire. Donc, pour entrer un peu dans le détail, étant donné la déclaration que j'ai prononcée il y a quelques jours au niveau du changement climatique, je vois que l'usine de gaz naturel liquéfié de Fort Simpson est là, ce n'est que 500 000 $. Ah, je me suis trompé, mes excuses. Donc, je retourne au pont du Canal Frank. Si j'ai bien compris, lors de la dernière mise à jour, on avait attribué le contrat à l'entrepreneur et à l'ingénieur. Le processus est terminé. Est-ce que ce contrat a été attribué? Est-ce que les travaux ont commencé? Où en sommes-nous? Ministre des Finances. Monsieur Brennan va vous répondre. Monsieur Brennan. Merci, Madame la Présidente. Oui, les contrats ont été attribués.
Le député de Great Slave. La députée de Great Slave, plutôt. La ministre, est-ce qu'elle sait à qui on a attribué ce contrat et quelle en est la valeur? Monsieur Brennan, Associated Engineering Limited, et je n'ai pas le montant du contrat. Député du Great Slave, d'accord. J'aimerais poser une question sur le remplacement du pont de la rivière Red Knife. Si j'ai bien compris, cet argent viendra de De Beers et il y aura quelque chose qui leur sera fourni en contrepartie. Est-ce que c'est vrai? Et quel sera le montant de ce projet? La ministre des Finances. Donc, De Beers a été demandé par le ministère des Pêches de fournir un certain financement. Ça faisait partie du processus réglementaire suivi. Ils ont travaillé avec différents ministères de notre gouvernement pour identifier un lieu approprié où optimiser l'utilisation de ce financement pour un projet dans les TNO. Et ce pont de la rivière Red Knife, qui a été bâti en 71, avait atteint ou avait dépassé son espérance de vie et en fait miné le mouvement des poissons. Et donc on remplace plusieurs ponceaux et si j'ai bien compris, c'est 9,5 millions de dollars. La députée de Great Slave, merci de ces informations. C'est toujours bien de savoir que d'autres personnes paient ces choses dont nous avons besoin. Je regarde les projets de reconstruction des autoroutes qui sont à 100%. L'autoroute 3 n'y figure pas. Donc, pourrait-on modifier notre approche vis-à-vis de ce pont? Est-ce que ça fait partie du coût de remplacement du pont ou est-ce qu'il y aura un financement séparé dans le volet des coûts des chaussées? Donc, est-ce que ce montant pour le canal Frank, est-ce que c'est le coût total ou est-ce qu'il y aura d'autres coûts que nous allons devoir payer? La ministre. Merci, Madame la Présidente. J'ai le document sous les yeux. Et en fait, j'ai un montant, 3,5 millions de dollars pour 2024-2025 pour l'autoroute 3. Et il y aura certains tronçons qui seront renforcés étant donné ce qui se passera avec le pont. Merci. La députée de Great Slave. Donc, je tiens à parler du pont qui traverse la rivière de l'Ours. Et en fait, en 2018, je faisais partie de l'équipe qui essayait de faire progresser ce projet. Donc, les montants n'ont pas encore été dépensés, ce qui me préoccupe. Et pour ceux qui nous écoutent, qui veulent devenir députés lors de la prochaine législature, d'après moi, la chaussée la vallée Mackenzie est vraiment un projet qui est tout à fait nécessaire. Et si je pourrais voyager dans le temps, je me débarrasserai des autres projets d'infrastructure et je ne me concentrerai que sur ce projet de la chaussée de la vallée Mackenzie. C'est impossible de faire progresser ces régions sans avoir une chaussée adéquate ou une route adéquate. Donc, il y a certains endroits où l'accès aux équipements est très limité, tout cela coûte très cher et parfois ce n'était pas nécessaire. Une fois le travail terminé, finalement, on ne pourrait pas en faire assez pour avoir d'impact. Donc, c'est plutôt une observation, mais la ministre pourrait-elle nous en faire le point? Est-ce que quoi que ce soit sera fait? J'ai de la difficulté avec le mot planification. Je présume que ce ne sera que des rapports des consultants. La ministre des Finances.
le processus a été très long. On est toujours en train de planifier le projet, mais c'est quelque chose d'important. Parfois, ces projets sont faits hâtivement et finalement, il y a des problèmes au niveau des évaluations environnementales. Donc, j'espère que ça ne va pas se produire dans ce cas-ci. Si j'ai bien compris, il y a eu quelques difficultés concernant l'emplacement du projet. Et il est dommage que nous sommes à ce point. Nous devons aussi identifier des parcelles qui sont détenues par différents acteurs. Donc, si on arrive à régler cela, la prochaine étape, c'est de passer à la construction. Et les estimations qui avaient été faites datent de plusieurs années et ont été faites avant la période actuelle vis-à-vis de l'inflation. Donc, si on règle des inquiétudes par rapport à l'emplacement de ce pont et sur la façon dont les contrats seront attribués, ça va nous permettre de formuler une nouvelle estimation, une estimation plus élevée, et on va pouvoir donc déterminer quel sera le coût de ce projet. On parle de beaucoup d'argent. Ce pont sera un projet d'envergure et nous aurons besoin de nouvelles estimations car celle dont nous disposons n'est plus exacte. La députée de Great Slave, oui, je comprends très bien cette question des estimations qui ne sont plus utilisables. Donc, dans la région de Toledo, on a l'impression qu'il y a très peu d'engagement, y compris pour ce qui est de ce pont. Des membres de cette collectivité sont venus me demander des mises à jour sur la situation. Le maire m'a dit qu'il croit qu'il n'y a pas eu assez d'engagement, et non seulement par rapport à ce projet, mais aussi au niveau du centre des soins de santé. Donc, j'ai l'impression que ce pont de la grande rivière de l'Ours sera le prochain Tolston. La ministre a-t-elle envisagé une option de rechange plutôt de bâtir ce pont sur une partie de la rivière dangereuse? Peut-être on pourrait avoir une traversier avec une douzaine d'employés et ça créerait aussi des possibilités touristiques. Donc, est-ce qu'on envisage ce genre d'option plutôt que d'avoir ce pont qui ne sera jamais concrétisé? La ministre des Finances, au cours des dernières années, et je n'ai rien vu dans le plan d'immobilisation concernant un éventuel traversier. Mais par rapport à l'autre partie de la question, il y a eu des consultations publiques dans cette région sur le terrain et là où le pont serait construit. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la gestion d'actifs? Non. Député de Dade Show. Les travaux de réparation du pont Dade Show, je ne les vois pas. Je crois que ce sont des travaux de réparation. Donc, je parle de l'insuffisance des câbles. Donc, est-ce que les travaux seront plus importants que prévu? Est-ce qu'il faut une expert du Royaume-Uni? Et quelle est l'estimation pour ce projet? Quel en est l'échéancier? La ministre des Finances. Merci. J'espère que nous allons pouvoir nous faire rembourser pour n'importe quels travaux de réparation grâce à notre assurance, mais en fait, ces problèmes ont eu lieu durant cet été et
Donc, les réparations seront terminées en juin 2024 et le ministre a déjà dit qu'il y a eu certains travaux faits pour que le pont demeure sécuritaire jusqu'à l'achèvement des réparations. Le député de Decho. Donc, le ministère est allé dans la collectivité afin de renforcer le rivage. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a compacté ce qui était déjà là. Et la glace a vraiment beaucoup endommagé le rivage de façon importante. Donc pourquoi on a mis du remblai compacté étant donné que ce sera toujours endommagé par la glace? Pourriez-vous me l'expliquer? La ministre des Finances. En fait, je vais passer la parole à M. Brennan. Le sous-ministre adjoint Brennan. Merci. Oui, il y a eu un peu d'érosion du rivage causé par la glace. Nous avons déployé une équipe qui l'a étudié et on a fait des travaux à court terme. Nous avons mis du remblai tant que les études des ingénieurs ne seront pas faites pour déterminer ce qui sera fait à long terme. Merci. Le ministère a-t-il embauché des ingénieurs ou est-ce qu'on utilise les nôtres et est-ce qu'ils sont déjà allés dans cette collectivité? Quel en est l'échéancier? Pense. Alors, les ingénieurs n'ont pas rentré dans la collectivité, alors on espère de pouvoir mettre quelque chose en place cette année avec concernant toutes les évacuations, les feux de forêt. On n'a pas eu le temps, alors ce serait quelque chose qui va avoir lieu en 2024. Merci, député Gacho. Merci, Madame la Présidente. Député de Hay River Sud. Merci, Madame la Présidente. J'ai quelques commentaires à partager. Alors, lorsque je regarde cette partie du budget d'investissement, ça représente un montant assez significant et c'est fort significatif pour les entrepreneurs des territoires du Nord Ouest. Ils dépendent sur cette partie du budget pour pouvoir tourner, continuer à exciter puis attendre la transition du gouvernement puis ici de l'avant. Alors, je me demande ou je veux m'assurer que le gouvernement soit au courant de ce point, que c'est nécessaire. Et un autre élément, on doit s'assurer que les gouvernements autochtones ont un rôle important à jouer dans cela et d'obtenir ce travail. Et s'ils sont capables de l'obtenir, j'espère qu'ils vont pouvoir faire justement un type de co-entreprise. Alors, c'est plus un commentaire pour être transparent. On veut que le travail demeure ici dans le Nord et que ça assure la subsistance des sociétés ténoises. Merci. J'ai pas entendu des questions, alors je vais passer au prochain député, député de Montfrey. Ça porte sur le pont Frank Channel. Alors, le projet sera complété en 2026 et maintenant qu'on sait que le contrat de génie a été octroyé, tel que mentionné. Alors, je me demande à quel moment le travail va commencer. Merci, député. Réponse. Merci, Madame la Présidente. Alors, ça fait partie de notre plan 2024-2025. Il y a déjà, il y a assez de dépenses qui vont avoir lieu cette année vis-à-vis le plan de 2024. Ben, ça, je sais.
j'ai pas un mois devant moi, bon, mais je peux me tourner vers mon collègue pour voir s'il y a ces renseignements. Monsieur Brennan, réponse, merci. Alors oui, nous avons octroyé un contrat pour 2023-24 pour cet exercice et 2024-2025. On espère de pouvoir compléter la conception et par la suite de lancer pour la soumission pour les équipements. Alors, qui va fournir tout l'équipement pour la construction, que ce soit l'acier, le, le gravier, pour pouvoir bâtir cette route? Parce que j'aimerais savoir, est-ce que ça va être fourni par le gouvernement autochtone? Réponse. Alors, présentement, seulement le projet de brouillage a été mené. C'est un entrepreneur local tout qui porte sur le pont. Frank Channel devra passer à travers ou être assujetti à la convention avec le gouvernement de Clécho. Alors, la présomption où il y avait un essai de pouvoir négocier directement avec le gouvernement Clichy ou ou une filiale. Alors, c'est arrivé à une conclusion toute entente conclue à l'extérieur cela. Ça devrait comprendre des dispositions en matière d'employeurs et pour les biens et services. De toute manière, que ça soit un contrat direct qui est conclu avec le gouvernement Clécho ou une filiale ou c'est privé, il y a des garanties établies de la Convention pour qu'il y ait des retombées bénéfiques pour la communauté. Député de Montfrey, alors le pont de Frank Channel est bénéfique pour tous les Ténois et Ténoises. C'était beaucoup d'achalandage et je suis reconnaissante cela. Ça va donner des emplois pour la région et pour les gens de Yellowknife. Alors, il y a plusieurs individus qui vont pouvoir bénéficier des retombées et ça fait partie de la région de North Slave, comme on fait partie de cette région. Alors, il n'y a rien dans le budget pour la région de Klitschko. La région Klitschko, si elle aurait été identifiée, il n'y aurait rien à titrer. Et les Gamatiers veulent aussi une route toute saison. Ils ont identifié cela. Et Wati a identifié cela. Et je soutiens leur demande. Mais je voulais demander à la ministre, s'il y a un plan en place, est-ce qu'il y a une date de début de travaux? Est-ce qu'il y a une convention, un accord qui a été conclu avec le gouvernement Clichy ou en vertu de la convention avec le gouvernement Clichy? Moi, j'aimerais savoir si un accord a été conclu avec le gouvernement du Clichy. Merci, Madame la ministre. Alors, Madame la présidente, la région Clichy ou la circonscription de Montfrey, je peux vous offrir un récapitulatif. Ils vont recevoir 36,1 millions de dollars. C'est 10% du montant total du budget d'investissement. Et ça comprend le montant territorial qui pourrait comprendre des travaux routiers. Je peux vous offrir une ventilation. J'ai seulement ce chiffre présentement. Je n'ai pas la ventilation avec moi. Maintenant, concernant une convention, je ne suis pas certaine que je comprends mais la convention de coopération avec du gouvernement Clécho existe avec le gouvernement Territoire du Nord Ouest. Alors, pour confirmer, Madame la présidente, oui, justement, 10% du budget d'investissement est dédié à Montfrey. Alors, ça va au-delà de la région du pont. Oui, oui, c'est ça a des retombées importantes pour la région. Député de Montfrey, alors merci. Alors, je sais que ce serait bien si il y avait une région Clicho. Tous les projets qui vont mettre en œuvre dans le prochain exercice, le prochain exercice
avait déjà été envié parce que plusieurs individus aimeraient savoir qu'est-ce qui va passer. Est-ce est au courant des différentes initiatives? Ils pourraient planifier davantage parce que la seule chose qu'on voit ici, c'est des projets de grande envergure, de petite envergure. Il n'y a pas de, ils n'identifient pas qu'est-ce qui est assujetti ou régi par les petits ou les petits ou grands projets. Alors, il n'y a pas de montant à titrer non plus. C'est la raison pour laquelle je soulève ces questions. Parce que si ces renseignements sont disponibles, ce serait super. Comme elle vient de mentionner, le 36 millions, j'aimerais savoir quel type de projet cela représente. Quel type, est-ce que c'est un montant qui est dédié pour les écoles, les centres de santé? Nous avons une infrastructure vieillissante auprès de nos communautés des tuyaux d'eau, etc. Alors, ce serait super si ces éléments avaient été identifiés. Alors, de cette manière, les gens, ils seraient au courant. Alors, c'est la seule question que je voulais soulever. Merci. Réponse. Merci, Madame la Présidente. Alors, je vais envoyer une consolidation des projets aux députés de Montfrey. Alors, un des défis, c'est il y a un projet de la Société de logement Territoires du Nord Ouest qui est en train de se déployer dans la région de Montfrey. Il y a une zone, il y a une piste d'atterrissage, ça c'est régi par le ministère de l'Infrastructure, etc. Tous les projets sont énumérés dans le budget d'investissement avec ce montant loué, mais comme c'est fait par ministère, c'est organisé de cette manière. Mais le ministre des Finances peut préparer une liste et de cette manière, je pourrais le partager avec la députée. Alors, la- l'accord avec les choses, c'est de pouvoir informer les entrepreneurs de la région. Il se peut que que j'en train de exagérer cela, mais ils sont le responsable du dossier vis-à-vis leur terre. Il y a des ateliers qui sont offerts pour les entrepreneurs et le tableau de bord qui contient tous les détails des projets qui sont dans la pipeline. Merci. Question, député de Mumphrey? Merci beaucoup pour ces renseignements et j'aimerais aussi noter que pour le prochain exercice euh, financier, j'aimerais qu'on serait reflété comme une entité à part dans le budget. Et donc, on ne soit pas regroupé avec North Slave ou Tour des World Day. Ma- On a besoin de se décoller de North Slave. On a besoin d'avoir notre propre région. Alors, de cette manière, on va savoir exactement le montant qui est dépensé sur notre territoire. Mais présentement, on n'a pas assez d'informations. C'est plus un commentaire qu'une question. Merci, député. Est-ce qu'il y a des questions supplémentaires vis-à-vis de la gestion des biens? En voyant aucune. Le ministère de l'Infrastructure, la gestion des biens, investissement en verdure, 83,5 millions de dollars. Le comité est d'accord? Merci. Si on passe à la page 59 pour l'initiative énergétique avec le point d'information, la page 60. Est-ce qu'il y a des questions? Député de Yellowknife Nord. Merci. Alors, je vois que nous avons la préconstruction, le génie des activités de réglementation pour la préconstruction du Towson. Est-ce que nous avons une estimation de coût concernant le projet Towson? Merci, député de Finances. Merci, Madame la Présidente. Alors, le député, peut-être il se rappellera que justement qu'une étude de cas préliminaire a été partagée au comité plénier et qui comprenait justement les estimations de coûts pour la génération et la transmission. Plus plus récemment, depuis le mai, la dernière cadre a été préparée. Cependant, c'est envoyé aux signataires qu'on- qui sont les partenaires du projet. Je comprends que les députés aimeraient avoir accès à cela. Je n'ai pas la capacité pour pouvoir en mentionner, alors je pourrais expliquer ces coûts, mais je peux confirmer que le travail a été fait et beaucoup plus d'autres
d'autres travaux pour pouvoir nous arriver ou nous aider à arriver à cette stade de préconstruction. Et c'est cela qu'est-ce qui est reflété dans les plans de 2024-2025. Député de Yellowknife Nord, est-ce que je vais avoir, c'est approximativement de 2 milliards? Merci, Madame la ministre. Merci. Non, je ne veux pas faire des estimations. Merci, Madame la présidente députée. Alors, je veux pas que c'est complètement pas démocratique. On a des élections, la prochaine Assemblée doit faire la même chose. Alors, vous incluez les projets de grande envergure dans son mandat et il y a des arguments pour les deux côtés. Alors, la manière de bâtir cela, soit vous les gardez dans le livre, puis vous jouez à la loterie avec le gouvernement fédéral, puis vous essayez d'obtenir l'argent en vertu de leurs priorités. Il y a un autre argument qu'on devrait simplement choisir un projet et essayer de le compléter. Mais je crois que c'est très injuste pour le public et toute personne qui va saisir auprès de la prochaine assemblée qui ne savent pas le coût. C'est très important à voir. À chaque fois on dépasse le budget, je pense pas il y a un projet qui a été construit ici dans la dernière décennie qui a respecté le budget. Peut-être c'est 2,5, qui sait? Je ne sais pas le chiffre parce que la ministre ne partage pas ces chiffres. Je sais pas moi qui veux cette somme. C'est le public qui devrait avoir ces renseignements concernant la construction du Towson. Je vais essayer de poser la question différemment. Alors, c'est 60 mégawatts. On a fait ça il me disait à l'époque, c'était 1,2 milliard. Puis on n'est pas capable de mettre en place des conventions d'achat à long terme. Est-ce que nous avons un acheteur pour cette énergie? Merci, Madame la ministre. Merci. Alors, une grande partie du travail qui a été fait est une analyse justement les besoins miniers pour toute la région. Je pense que c'est seulement pour Slave Geological, ça va au-delà. Je sais que NDPC a déjà construit des protocoles d'entente avec High Point et je crois Norris Inc. Nonobstant, quelqu'un peut me corriger. On a eu une discussion avec les sociétés de minerais dans North Slave et d'autres régions, non seulement concernant Geologic, mais aussi d'utiliser les mines d'or et les projets d'or à titre d'exemple. Il y a un intérêt qui a été démontré par une société minière à l'extérieur de Yellowknife et d'autres dans la région. Le défi auquel on fait face est est-ce qu'on le bâtit puis on espère que quelqu'un va acheter l'énergie ou est-ce que vous attendez une promesse d'achat? On est à risque de se retrouver dans cette position et on est à risque de ne pas résoudre le défi de durabilité en matière d'énergie dans le Nord, que ce soit à travers l'expansion des capacités électriques que nous avons. Mais de toute manière, on a besoin d'une solution alternative parce que ce que nous avons en place présentement ne va pas fonctionner, c'est pas vert, c'est pas abordable et le gouvernement fédéral nous impose davantage. Alors, on peut dépenser justement, ça ne va pas comprendre d'autres inondations et d'envisager cette option pour voir si c'est une priorité par la suite, d'attacher un chiffre définitif concernant ce choix. Merci, Madame la Présidente. Député de Yellowknife Nord. Je comprends le débat concernant de le construire ou pas, et si on le construit, ils vont venir, mais je comprends pourquoi on ne peut pas avoir une estimation. C'est d'avoir une délibération sans vraiment savoir qu'est-ce qui est en jeu. Je ne sais même pas, est-ce qu'on sait la route, est-ce qu'on a tranché, si ça va aller autour du lac. Madame la ministre, réponse. Je crois que c'est une décision critique qui doit être prise par le comité directeur. La somme qui a été offerte au public, alors le signataire qui siège au comité directeur comprend plusieurs comités qui sortent et le groupe de travail est composé des hauts fonctionnaires.
Je ne suis pas en désaccord que le public a l- l'opportunité de déclarer leurs préférences vis-à-vis de l'économie de l'avenir, la résilience énergétique, des gros projets d'envergure. Mais si on va faire ce projet différemment et correctement et adéquatement, et toute discussion concernant les terres ancestraux non cédés, alors on va revenir au protocole d'entente, on va leur demander quelle serait cette route, on a quelques options, et avec par la suite, on pourrait être décider comment cela pourrait se façonner en tant qu'une convention, un accord entre les différents gouvernements. Député de Yellowknife Nord. Alors, je crois, demande justement c'est une consultation, plus de renseignements. Combien d'énergie allons-nous produire? Le coût? Combien de mines? Quelles sont les retombées? Qu'est-ce que les autres compétences territoriales sont en train de faire? Combien ça va coûter approximativement? On peut pas, on peut pas avoir une discussion si on n'a pas ces renseignements ou cette somme. Alors, combien d'argent le gouvernement demande pour cette phase de préconstruction? Réponse. Je vais me tourner vers M. Brennan pour répondre à la question. Réponse. Merci, Madame la Présidente. Alors, pour 2024-2025, on est en train de procéder 3,5 millions de dollars. Merci. Député de Yellowknife Nord. Merci. Et je comprends la nature. Vous avez vous avez besoin de dépenser des milliards. Je pense qu'on est en train de dépenser des millions de dollars sur le projet Towson depuis la 16e Assemblée législative et je comprends que le projet est en train d'évoluer. Ça va pas c'est plus sur les mines de diamants. Alors, je sais que Pine Point, dans leurs évaluations économiques préliminaires, ils ont dit qu'ils vont acheter de l'énergie à 11 sous. C'est bon marché. Alors, est-ce qu'on sait combien? Est-ce que ça va être beaucoup moins les autres vendeurs du territoire? Merci. Réponse? Madame la Présidente? Si je me rap- Si je me rappelle, il y avait des aménagements qui font partie de la carte d'études qui dépend un petit peu comment le marché va réagir. J'ai pas devant moi si c'est en haut, en bas, en dessous. Madame la Présidente, alors je suis consciente de l'heure, mais si vous me permettez, si le protocole d'entente et le comité directeur peuvent arriver à une conclusion ou un accord et dire voici la route, voici le projet. Mais nous n'avons pas encore le projet, c'est justement l'argent que nous demandons, c'est pour nous arriver de là, voici le projet. Je suis complètement d'accord. Lorsque vous aussi dire que voici le projet, ça devrait faire partie justement de délibération avant que les dollars ou les fonds soient accordés. Député Yellowknife Nord, une courte question. Alors, je comprends qu'on est en train de demander des fonds du gouvernement fédéral. Alors, ça se peut qu'ils ont une estimation. Je pense que le ministre Deladam était presque allait nous donner. Je pense que ça allait chercher ça allait être issu de la Banque Infrastructure du Canada, alors que le fédéral, il sait exactement le coût du projet. Mais je ne sais pas comment il pourrait le savoir si on n'a pas choisi une route. Est-ce que le gouvernement fédéral vont nous offrir du fonds pour financer ce projet pour le Towson avant tout ce processus, le protocole d'attente? Merci, Madame la Présidente. Alors, oui, ils sont enthousiastes. Alors, c'est une question vraiment, c'est la poule ou l'œuf en premier. C'est d'essayer de prendre une décision parmi nous-mêmes et avec les gouvernements autochtones et aussi les projets et le présenter au gouvernement fédéral. Et on ne sait pas combien ils vont mettre de l'avant. Alors, on fait face à deux défis. Alors, à nouveau, j'aimerais souligner que lorsqu'il y a un projet avec une route et une structure commerciale qui peut être mettre de l'avant, ça ne peut pas aller de l'avant juste attendre que cet argent est
et approuvé. Puis par ensuite, il va y avoir des libérations. Oui, il y a d'autres points dans cette qui doivent être abordés, par exemple la route. Mais étant donné que les partenaires sont les gouvernements autochtones présentement sont en train de didier ce temps avec eux, avec les connaissances que le projet va pouvoir être présenté ici dans cette chambre. Présentement, le financement, c'est 100% fédéral. Ce serait super si ça pourrait demeurer tel quel. Merci. Alors, sur ce, député, on va prendre une courte pause, donner nos interprètes du temps pour prendre un répit. Ce sont eux qui sont toujours en train de parler on peut profiter de détours. Merci.
Le comité est revenu en session. Nous sommes aux initiatives sur l'énergie, l'infrastructure et la stratégie. La députée de Great Slave. Maintenant, je suis bien placée pour parler du projet de gaz naturel liquéfié à Fort Simpson. L'emplacement, quelque chose a changé au niveau de l'usine diesel, mais des coûts ont été alloués à ça. Donc, où en est-on au niveau de l'usine de diesel à ce niveau-là du projet? Merci, Madame la ministre des Finances. Monsieur Brandon va répondre. Merci, Madame la Présidente. En 2021, l'évaluation écologique a été faite afin de reloger l'usine de diesel et la combiner avec l'usine de gaz naturel liquéfié. Nous attendons de pouvoir terminer les deux projets en même temps. Merci, Monsieur le député. Merci, Madame la Présidente. Ça paraît différent parce que à ce moment-là, nous n'avions pas reçu toute l'information. Ou quand est-ce que s'est passé cette fusion des deux usines, l'ancienne usine diesel avec la nouvelle usine de gaz naturel liquéfié? Merci, Monsieur le député. Mais j'ai dans mes notes 2022, je pense que c'est là que ça a été décidé. Merci. Merci, Madame la députée de Great Slave. Oui, 2022, ça reste assez vague. Je pense que ça ne nous a pas été bien communiqué au cours de la dernière assemblée. Nous ne savions pas trop ce qui se passait avec ce projet. Je ne vois pas trop pourquoi nous continuons à hésiter sur ce qui se passe. Nous en parlons toujours. Les urgences climatiques, les inondations et autres vont sûrement vouloir dire que l'usine de diesel ne sera plus utilisable. Pourquoi ne pas avoir décidé de développer entièrement la composante de gaz naturel liquéfié et retirer la composante diesel, détruire cette installation? Merci, Madame la ministre. Oui. C'est le cours qui a été suivi, j'ai resté là. Oui, monsieur Brennan, oui, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une évaluation des risques au sein de l'installation dédiée au diesel et donc et il devait y avoir un retrait et c'est à ce moment-là que nous avons pris la décision de fusionner les deux installations. Merci. Madame la députée de Great Slave. D'accord, oui, ça ne fait pas vraiment sens. Merci, Madame la Présidente. Ça ne fait pas vraiment sens pour moi par rapport à ce que nous discutions au cours des 2 dernières années. S'il y a une réinstallation, un changement d'emplacement qui se passe, ça veut dire que nous allons rééquiper l'ancienne usine plutôt que de passer à de l'équipement de diesel nouveau. Merci, Madame la ministre. Oui, oui, en effet, merci, Madame la Présidente. Ça fait partie du défi. Nous discutons actuellement de la réallocation et nous pourrions ou ne pourrions pas réutiliser l'équipement. Nous devrions revenir souvent plus tard. Merci. Madame la députée de Great Slave. Oui, je comprends. Je me demande quel serait notre plan en cas de changement de la situation. Et nous avons tous ces défis au niveau de la chaîne d'approvisionnement qui vont continuer à empirer, car nous avons des bouleversements dans les services à cause des inondations et d'autres événements climatiques. Je suis préoccupée car l'usine de diesel va
un moment s'effondrer dans le fleuve et il n'y aura plus de, il n'y aura pas d'usine de gaz naturel liquéfié pour la remplacer. Alors, allons-nous financer des panneaux solaires à Fort Simpson et quel sera le plan ici? Merci, Madame la députée. Madame la ministre. Merci, Madame la présidente. Je suggère de euh, euh, poser la question d'un plan d'urgence pour les communautés dans les territoires du Nord Ouest. C'est probablement raisonnable. Je ne sais pas si l'usine diesel a toujours une vie. C'est actuellement un projet de la déplacer vers un emplacement plus sûr et plus durable. Nous devons discuter avec ça avec le gouvernement fédéral, car les coûts ont augmenté de façon significative au cours des dernières années. Le plan B, donc de faire avancer ce projet et d'utiliser les évaluations de façon que nous puissions le faire. Donc, ça nous aidera à terminer là où nous pouvons nous en aller. Merci, Madame la députée de Great Slave. Merci. Euh, euh, je ne sais pas concernant l'érosion qui s'est produite dans ce site il y a 2 ans, on peut dire que ça ne va pas s'améliorer. Je dois encore une fois réitérer que je n'ai pas confiance dans ce ministère qui, au cours des dernières années, échoué et dépensé des centaines de millions de dollars à tel point que le gouvernement fédéral a refusé de nous allouer d'autres fonds car nous avons dépensé à mauvaise escient tout ce que nous avions. J'ai j'ai discuté déjà de cette question en 2012. Alors, pour cette usine diesel qui s'effondre, qui n'a pas de durabilité financière, c'est vraiment absurde que nous soyons toujours en train d'en discuter. Donc, je pense que nous, les résidents vont se retrouver à un point avec sans électricité ou bien avec un projet mal terminé. Vraiment, c'est un échec de ce ministère de terminer leur travail et de mener à bien leur mandat. Et ce n'est pas seulement la question de la pandémie, ce n'est pas seulement les feux, c'est un manque d'avancement sur ces dossiers et un manque de bonne utilisation des financements. Je n'ai rien d'autre à ajouter là-dessus. Merci, Madame la députée de Great Slave. Monsieur le député de Frame Lake. Merci, Madame la présidente. Je veux remercier mon collègue de Yellowknife pour avoir soulevé un certain nombre de questions concernant le projet d'expansion de Thompson. Mais je vais aussi être inscrit au registre car c'est l'un des projets les plus difficiles qui a été mené et et beaucoup de ces projets ont une valeur très limitée. Ce serait une erreur d'essayer de dire au grand public que nous allons mener ces 3 projets à bien en même temps. À travers le travail que j'ai pu faire dans cette chambre, je vois que les contrats ont été remis pour l'expansion de Thorsen, de la centrale de la rivière Thornton. Et je pense que ces motivations sont assez douteuses. Et je préférerais voir l'argent qui est investi dans ces projets investi dans le logement. Nous devons commencer à traiter le logement comme un grand projet d'infrastructure. Je l'ai dit plusieurs fois dans cette chambre. Je veux poser quelques questions spécifiques concernant la province géologique de Slave. J'aurai d'autres questions plus tard. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le député. Madame la ministre. Merci. Je vais revenir
plus tard sur les différents points concernant l'innovation. Merci. Monsieur le député Brennan. Il s'agit de 70% du fédéral et 30% du gouvernement et territoire du Nord Ouest. Merci, monsieur le député de Frame Lake. Je pense que je connaissais déjà cette information. Est-ce que le travail a été prévu pour 2024-2025? Quel est le chiffre? Merci, Madame la ministre des Finances. Merci, Madame la Présidente. Nous essayons d'obtenir le chiffre pour le député. 9 millions, c'est le total qui sera dépensé, incluant le montant investi. Merci. Monsieur le député de Fern Lake, merci. Donc, il y a un certain montant d'argent qui est investi. C'est un dérapage assez important. Je pense que nous ne devrions pas continuer sur cette lancée pour plusieurs raisons. Je l'expliquerai peut-être plus tard. Quel sera le statut du travail en 2024-2025 et combien d'argent sera investi à ce moment-là? Merci, Madame la ministre des Finances. Merci, Madame la Présidente. L'argent fédéral a été investi dans une évaluation environnementale et l'évaluation environnementale stratégique à suivre est également en cours. Ce n'est peut-être pas un dérapage ici avec l'argent fédéral, je dirais plutôt des délais certains, mais les financements sont attribués afin de pouvoir terminer le travail d'évaluation environnementale. Merci. Merci, Monsieur le député de Frame Lake. Je pense que c'est une grave erreur, assez franchement. Je l'ai dit déjà devant la Chambre et j'espère que les gouvernements vont pouvoir écouter. Ce gouvernement ne va pas pouvoir donner une évaluation environnementale tout en menant une étude régionale. Le gouvernement Clinton doit être responsable de l'étude environnementale. Alors, pourquoi mener les deux, l'évaluation et l'étude environnementale en parallèle? C'est contraire à une bonne gestion de projet, une bonne gestion des fonds et une bonne politique publique. Je l'ai dit avant, c'est vraiment une très mauvaise gestion. Je ne peux pas employer de plus grands termes pour décrire cela. Alors, assez franchement, je pense que c'est une très mauvaise idée, particulièrement au moment où les troupeaux de caribous n'ont pas encore pu récupérer et au cours des années où j'ai siégé, la situation n'a fait qu'empirer pour les caribous. Donc, pourquoi continuer au moment où nous avons cette crise de la population de caribous et cette crise environnementale en même temps? Il s'agit d'une mauvaise politique publique, d'une mauvaise gestion des mauvaises dépenses et je ne comprends vraiment pas pourquoi c'est fait. Merci, Madame la ministre. Je pense que ça a été dit aussi dans cette chambre. S'il y a un seul un projet sur la liste, ça devrait être l'autoroute Mackenzie. C'est vraiment pour le bénéfice des communautés. Tous ces autres projets ne sont pas au bénéfice des communautés. L'autoroute à travers la vallée Mackenzie est un projet qui est sujet à des évaluations environnementales depuis 10 ans, car nous avons envoyé ce projet avant d'avoir reçu les fonds nécessaires. Donc, les évaluations environnementales ont presque été annulées à un moment, car le gouvernement n'avait pas l'information nécessaire. Pourquoi presser la détente sur un projet alors que vous n'êtes pas encore prêt? Et c'est ce que nous remarquons avec les candidatures pour la province géologique de Slave.
vous allez avaler l'argent public des contribuables et tout va se perdre. C'est la même chose également qui va se produire avec Dodson. Encore une fois, ce sera un échec. Mon conseil, c'est de vous concentrer sur un projet. C'est ce qui est vrai pour le contexte fédéral. Ces gens-là ne peuvent pas se décider sur ce qu'ils veulent. S'ils avaient un seul projet et qu'ils nous l'apportaient sur la table avec un plan en place, nous pourrions probablement travailler. Pourquoi continuer sur l'autre projet? Je ne sais pas, c'est vraiment une mauvaise idée. Concentrez-vous sur un seul projet, sur l'autoroute de la vallée Mackenzie et terminez-le. Réaliser le projet en petits incréments qui font que les communautés vont pouvoir en bénéficier plutôt que de passer 10 années à aspirer l'argent des contribuables et pour réaliser les évaluations environnementales qui ne donnent lieu à rien. C'est tout ce que j'ai dit, c'est tout ce que j'ai à dire, Madame la ministre. Et c'est comme une leçon et vraiment, le fait que c'est parce que j'ai vraiment je suis vraiment tannée de voir tout l'argent public passer dans ces études. Merci, Madame la présidente. Merci, Monsieur le député. Y a-t-il d'autres questions sur ce dossier? Pas d'autres questions. Donc, pour le ministère de l'Infrastructure, 1 35 000 $. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Passons à la page suivante, page 62-63. Le ministère des investissements et programmes dans l'infrastructure, 3 334 000 $. Madame la députée de Great Slave. Merci, Madame la présidente. J'essaie de parcourir mes notes rapidement. Je voulais parler du projet de l'aéroport d'Inuvik, Mexico, et aussi de l'adaptation au changement climatique. Je crois que ces projets, un instant, je regarde mes notes. La ministre peut-elle confirmer que ces projets sont à 100% financés par le gouvernement fédéral? Merci. Merci, Monsieur le ministère Madame la ministre des Finances. Oui. Ce sera pour Monsieur Brannan. Monsieur Brannan. Merci. Le projet du DND est financé par le fédéral à 100%. Et le projet d'autoroute est financé à 75% et un dernier projet également est financé par le gouvernement fédéral dans une certaine proportion. Merci, Madame la députée de Great Slave. Oui, il y a eu quelques allers-retours avant le démarrage des projets, alors peut-on recevoir une mise à jour sur là où en sont les choses? Je pensais que le projet avait bien avancé, mais je voudrais avoir une idée sur est-ce que nous sommes toujours dans les délais et est-ce que nous avons respecté le budget? Madame la ministre des Finances, Monsieur Brennan? Oui, pour ce qui est du projet, les choses avancent dans les temps et conformément au budget. Nous avons signé un contrat, je pense, pour 82 millions de dollars pour poursuivre le projet et je pense que ça va prendre encore 1 an et demi environ. Pour ce qui est du projet sur le terminal de l'aéroport, des chantiers ont actuellement démarré et le projet va continuer. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la députée de Great Slave. Merci, Madame la Présidente. Est-ce que le ministère peut m'expliquer euh, quelle proportion de l'argent peut rester dans les entreprises locales? Je ne sais pas quelle proportion d'entreprises du Nord sont employées. Merci, Madame la ministre des Finances. Merci, Madame la Présidente. Il y a 3 différents projets ici. Le premier projet était une entreprise commune. Le premier acteur s'assurerait que leur service soit délivré à maximum, capacité maximum.
Laisse-moi vérifier avec M. Brennan s'il y a d'autres acteurs, particulièrement des soutiens techniques qui ne seraient pas issus des territoires du Nord Ouest. Alors, merci. Merci, Monsieur Brennan. Merci. Tout ce que je pourrais rajouter, c'est que euh, mm, nous sommes à plus de 70% d'entreprises du Nord sur ce projet. Merci. Merci, Madame la députée de Graceville. Merci, Madame la présidente. Donc, je comprends bien que ce n'est pas que 36% du projet au total. Il s'agit surtout de main-d'œuvre. Donc, pour ceux qui écoutent, il n'y a pas de sous-traitant pour d'autres projets. Ce qui s'est passé par le passé où le gouvernement du territoire du Nord-Ouest, c'est un peu l'avènement de sa responsabilité politique pour s'assurer que des entreprises du Nord sont utilisées. Peut-on expliquer quelles sont les mesures ou les moyens de contrôle en place pour nous assurer que ces projets bénéficient à ceux qui doivent en bénéficier? Je sais que vous le savez, il y a beaucoup de résidents dans le Delta qui ne reçoivent aucune part du gâteau et beaucoup d'entreprises sont amenées sur le terrain, appelées entreprises du Nord, mais ce n'est pas vraiment le cas. Merci, m- Madame la ministre des Finances. Mais, oui, merci. Je peux parler de ce point. Selon le plan d'acquisition de marché public autochtone, je ne veux pas suggérer que le gouvernement des territoires du Nord-Ouest ne gère pas ses propres contrats. Il n'y avait rien au contrat pour dire que ces contrats ne seraient pas gérés, qu'il n'y aurait pas de mécanisme en place pour demander, pour faire des appels d'offres sur les contrats. Il y a quelques années, nous avons mis en place une composante de suivi pour que les sous-traitants sachent qu'ils seront suivis et nous avons mis en place des mécanismes de gestion pour nous assurer que si les entreprises ne remplissent pas leurs obligations, euh, euh, il y ait une reddition des comptes. Donc, mm, mm, cela va dépendre de nos capacités de suivi et voilà, je reconnais l'importance de ces outils. Merci. Merci, Madame la députée de Great Slave. Oui, Madame la présidente, j'ai entendu ces remarques de la part de la ministre avant, mais c'est décevant que ça ait pris 4 ans, voire au moins 2 pour parler des questions, par exemple, d'allocation journalière. J'ai demandé un examen d'acquisition à l'automne 2020. Beaucoup des mesures que j'ai demandé aux entreprises de prendre n'ont pas été mises en place. Je ne sais pas, le gouvernement fédéral participe à ces questions depuis des années. Ça a pris 4 ans à ce gouvernement pour travailler à ces questions et les allocations journalières sont toujours retenues par le gouvernement du territoire du Nord-Ouest et ne vont pas aux travailleurs. Donc, les personnes peuvent déménager dans une communauté locale, louer une adresse locale et se désigner comme une entreprise locale. Et c'est différent de pouvoir il y a vraiment des fraudes qui se produisent à ce niveau-là. Beaucoup de notre argent va vers le sud. Beaucoup de personnes qui travaillent pour ce gouvernement ont de très bonnes retraites et favorisent ce système. Et c'est le cas dans votre communauté, Madame la Présidente. Merci, Madame la députée. Y avait-il d'autres questions? Programme et infrastructure, programme et services. D'autres questions des députés? Je ne vois pas. Ministère des infrastructures, des services et programmes, investissement dans les infrastructures, 62 millions
374 000 $. Est-ce que le comité est d'accord? Merci aux députés. Veuillez revenir au résumé en page 65, 2024-2025 pour les estimations de capitaux. Le comité est-il d'accord avec les chiffres annoncés? Est-ce que le comité est d'accord que le micro de l'oratrice a coupé? Nous allons maintenant étudier le budget du ministère de la Justice. Les députés, nous étudions le budget du ministère de la Justice à la page 64. Nous allons donc revoir les estimations par activité. D'abord, à la page 75, service correctionnel, les informations à la page 66. Ministère de la Justice, service correctionnel, 780 000 $. Êtes-vous d'accord? Merci. Je vais passer à la page 67, services aux tribunaux. Des informations à la page 68. Ministère de la Justice, services aux tribunaux, investissement en infrastructure, 700 000 $. Êtes-vous d'accord? Les députés vont passer au montant total, la page 64, ministère de la Justice, 2024-2025, estimation de mobilisation, 1 480 000 $. Avons-nous donc terminé l'étude du budget du ministère de la Justice? Merci. Nous allons maintenant étudier le budget du ministère des Affaires municipales. Madame la ministre, avez-vous d'autres témoins? Le ministère commence à la page 70. Donc nous allons reporter les montants totaux du ministère et nous allons revoir chacune des activités. Le résumé est à la page 71. Opérations communautaires, des informations à la page 72. Le ministère des Affaires municipales, opérations communautaires, dépenses en infrastructure, 22 millions de $, 201 000 $. Député de Yellowknife Nord. Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer ce qui se passe avec ce poste budgétaire? 18 millions de $, et ensuite, et puis c'était 66 et c'est maintenant 22. Est-ce que quelqu'un pourrait me l'expliquer? Ministre des Finances. Si j'ai bien compris, c'est en raison d'un fonds fédéral, Investir au Canada, qui explique cette augmentation. D'abord dans les estimations révisées, ensuite les estimations actuelles. Député de Yellowknife Nord, est-ce que je peux confirmer? Je crois que c'était de l'argent administré au nom d'autrui. Ensuite, nous allons changer certaines règles financières. En fait, nous détenons cette somme pour les collectivités. Et puis, on attribue ce financement. Est-ce que j'ai bien compris? Ministre des Finances. Oui, si on pense aux changements qui ont été apportés aux pratiques comptables, en fait, les voici. D'autres commentaires ou questions sur les opérations communautaires?
Ministère des Affaires municipales et communautaires, opérations communautaires, 22 201 000 $. Sommes-nous d'accord? Très bien. Je vais passer à la page 73, opérations régionales, des informations à la page 74. Ministère des Affaires municipales, opérations régionales, dépenses en infrastructure, 32 545 000. Êtes-vous d'accord? Merci. Donc, le résumé ministériel à la page 70, ministère des Affaires municipales et communautaires, 2024-2025. Budget d'immobilisation 54 746 000 $. Êtes-vous d'accord? Et donc, avons-nous terminé l'étude du budget du ministère des Affaires municipales et communautaires? Merci. Nous allons donc nous pencher sur le budget d'habitation TNO. Habitation TNO fait partie du plan des immobilisations mais on ne peut pas voter les montants. Nous allons revoir ces estimations comme nous l'avons fait pour les ministères déjà étudiés. Cependant, nous n'allons pas voter les montants totaux. Si les membres du comité ont des questions, ils auront le droit de les poser. Donc, ça commence à la page 75. Et nous allons reporter les montants totaux et revoir les estimations par activité. D'abord, la page 76. Service d'infrastructure des informations à la page 77. Député de Cam Lake. Merci, Madame la Présidente. Donc, je trouve toujours, lorsque nous étudions le budget d'habitation TNO, et je sais que ce sont des informations, il faut permettre aux nouveaux témoins de rentrer en chambre. Donc, Monsieur le sergent d'armes, veuillez accompagner les témoins. Madame la ministre, veuillez présenter votre témoin. Merci, Monsieur Jim Martin, vice-président, finance, service d'infrastructure d'habitation TNO. Merci et bienvenue. La députée de Cam Lake, pouvez-vous recommencer? Oui, merci. Madame la Présidente, à chaque fois que nous étudions les budgets d'habitation TNO, je trouve que finalement, je suis très frustré parce que on ne sait pas quels investissements nous sommes en train de faire et quel en est le rendement, notamment lorsqu'on parle à nos commettants. Donc, dans les budgets d'immobilisation 2024, les estimations étaient de 35 millions de dollars, et puis les estimations révisées, tout d'un coup, c'est 136. Donc, beaucoup de financement est venu de quelque part, c'est une bonne nouvelle. Mais de ma part, pour ceux qui lisent ce document, les membres du public, ils ne savent pas d'où vient cet argent. Et donc, on présume que c'est un financement fédéral, mais on ne sait pas s'il y avait un financement fédéral accordé directement aux administrations autochtones. Donc, nous ne savons pas quels seront les investissements en habitation TNO. Donc, en allant de l'avant, ce serait excellent d'avoir un tableau qui accompagne ces informations afin de dresser le portrait entier des investissements dans les TNO et pour expliquer ces chiffres. Si on pense aux discussions sur les budgets de dépenses qui ont eu lieu au cours des 4 dernières années, beaucoup de nos questions n'ont aucunement changé. Nous demandons les mêmes informations et vous avez même posé quelques-unes de ces questions, Madame la Présidente, durant votre déclaration de député. Donc, ma première question, est-ce qu'on s'attend, au-delà de ce montant de 13 millions de dollars, à d'autres sources de financement pour le logement du fédéral ou d'une autre source? Car 13 millions de dollars ne va pas nous aider à régler ce qui était avant les incendies de forêt, ce que nous entendions parler très souvent, c'est-à-dire la
crise du logement. Donc, est-ce qu'on s'attend à un financement supplémentaire pour le logement? La ministre des Finances. Madame la Présidente, oui. C'est quelque chose auquel le fédéral s'intéresse, les administrations autochtones aussi, et nous avons vu une augmentation du financement fourni aux administrations autochtones plutôt qu'au gouvernement des TNO. C'est une bonne solution et nous avons demandé cette solution qui permet aux collectivités de s'occuper de leurs propres solutions en matière de logement. Un enjeu, c'est que ce chiffre ne représente pas l'investissement total en logement dans les TNO. Et donc, je tiens à être très clair à cet égard. Peut-être M. Martin pourrait nous fournir d'autres détails. M. Martin. Merci, Madame la Présidente. Comme l'a dit la ministre, il y a un financement supplémentaire pour le logement. Les budgets de dépenses révisés pour habitation TNO pour cet exercice comprennent 43 millions de dollars approuvés depuis le 1er avril de cet exercice. Donc, il y a plusieurs projets qui en font partie. Nous les avons inclus afin de donner les bonnes informations sur les investissements en logement durant cet exercice. Comme ça a été mentionné, à part le financement fourni à Habitation TNO, nous comprenons qu'il y a d'autres sources de financement disponibles aux administrations autochtones. Des annonces publiques du passé portaient sur quelques 400 millions de dollars au cours des prochaines années, ce qui reflète des engagements de la 19e législature. Donc, le financement est considérable et ce sont des possibilités d'entrer en partenariat avec Habitation TNO et nous continuons à travailler en étroite collaboration avec les administrations autochtones pour tirer profit des projets qui surviennent. Député de Game Lake, merci. Madame la Présidente, je soutiens le financement du fédéral directement aux administrations autochtones. Quelque chose qui serait utile, ça serait d'être honnête au niveau de ce financement. Donc, ça serait bien sur le plan de la communication de faire en sorte que ces informations soient rendues publiques et figurent à ces documents. Et donc, j'aimerais à ce qu'on rende public les montants publics dépensés, que ce soit du gouvernement des TNO ou du fédéral. Ma prochaine question concerne la liste de remises à neuf. Il y a donc une centaine d'unités. Donc, est-ce qu'Habitation TNO peut confirmer, à la lumière du dernier plan d'acquisition, quel est le parc d'unités total? Je vais demander à M. Martin de vous répondre, mais donc la décision d'une administration autochtone de nous donner des informations, en fait, c'est leur décision à eux. Je sais qu'il existe un groupe de travail sur le logement et ce sera un forum qui nous permettra justement de réaliser ce qu'a recommandé la députée. On va se tourner vers M. Martin. M. Martin, merci. À l'heure actuelle, nous avons à peu près 2700 unités de logement dans notre parc de logement. Donc, c'est 2300 du gouvernement et 186 unités qui participent à notre programme d'aide sur le logement. La députée de Game Lake, donc, ces unités qui seront réparées, est-ce qu'elles sont inoccupées ou non?
si elles sont inoccupées, je présume que ça va signifier des délais moins longs. Est-ce que M. Martin pourrait nous en parler? M. Martin. Merci. On travaille avec les districts, avec leur personnel. Donc, au fur et à mesure que les unités deviennent disponibles, elles sont allouées très rapidement. Donc, la question c'est, les unités à la liste sont-elles occupées ou non? Madame la Présidente, je ne sais pas si nous avons une liste qui comprend ces informations, mais oui, nous pouvons vous fournir ces informations. Monsieur Martin, selon un rapport récent, il y a 58 unités qui sont inoccupées. Et donc, nous essayons de trouver des résidents pour ces unités. Député de Cam Lake. Merci, Madame la Présidente. Donc, ce montant de 13 millions de dollars c'est remis à neuf. Est-ce que ça va réduire les temps d'attente pour accéder au logement dans les TNO? La ministre des Finances. Ça serait un constat logique. La députée de Cam Lake. Je ne vais rien présumer. J'aimerais avoir une réponse de l'habitation TNO. Oui, tout à fait. Donc, en terminant ces rénovations, les unités deviennent disponibles et donc les unités sont allouées dans les plus brefs délais possibles. La députée de Cam Lake, parmi ces 2700 unités, combien de ces unités ont besoin de rénovation? La ministre des Finances, M. Martin. Merci, Madame la Présidente. À l'heure actuelle, nous avons à peu près 300 unités qui sont en train d'être rénovées. Nous avons 175 unités dans le système qui attend des réparations et nous allons faire ces réparations dès que possible. Député de Nanakwet, Madame la Présidente, par rapport à l'augmentation, il n'y aura jamais une augmentation dans le nombre d'unités en raison de la société de l'hypothèque et du logement et ce qui nous est alloué. Donc, est-ce que nous avons l'intention de travailler avec la SCHL pour augmenter le nombre d'unités dans les collectivités? Si on construit de nouvelles unités dans une collectivité, en fait, on en prive une de l'ancien parc. Donc, est-ce que notre ministre pourrait faire en sorte à ce que il y ait une augmentation dans le nombre d'unités de logement? Madame la Présidente, ce n'est pas quelque chose dont je peux vous parler. Je vais me tourner vers M. Martin. M. Martin. Merci. Oui, le fédéral est un très bon partenaire d'habitation TNO et de gouvernement des TNO. Au cours des dernières années, nous avons eu la chance d'avoir le soutien de la SCHL qui, en 2021, nous a fourni 25,5 millions de dollars pour la construction de nouvelles unités pour élargir ce qui est disponible en termes d'unités de logement. Et nous avons aussi reçu 55 millions de dollars de relations couronnes autochtones et affaires du Nord-Canada. Ça nous permet d'ajouter une centaine d'unités dans les TNO et ces unités seront terminées avant la fin de cet exercice. Député de Nanakwet. Donc, par rapport à ce commentaire, donc pour ce qui est de la SCHL, elle nous donne de l'argent, mais elle ne nous attribue pas
des unités de logement. Donc, qui a l'autorité de changer les nombres d'unités fournies par collectivité? Est-ce que c'est le gouvernement territorial ou est-ce que c'est la SCHL? Monsieur Martin. Merci, Madame la Présidente. Ces 100 unités qui seront construites, habitation TNO, a fait pas mal de travail concernant l'emplacement de ces unités. Et nous avons considéré plusieurs facteurs, y compris la liste d'attente pour accès au logement social. Et donc, ces décisions sont prises par Habitation TNO et on prend en considération l'apport des députés et l'apport des représentants des collectivités. Le député de Nanakwat. Donc, à la lumière de ces statistiques, qui s'occupe du processus pour faire augmenter le nombre d'unités? Est-ce que c'est les SCHL? Selon le financement que nous recevons, on nous dit qu'on reçoit beaucoup de financement, mais je ne vois pas de nouvelles unités de logement. Il y a une unité à TAC et puis une autre est retirée du système. Nous avons beaucoup de jeunes personnes dans nos collectivités. Par exemple, il y a une famille chez moi. Et tous les enfants ont des copains, des copines. Donc, on a une maison avec une quinzaine de personnes. C'est vraiment triste. Donc, qui s'occupe de la construction de ces 100 unités? Qui s'occupe du processus pour faire augmenter le nombre d'unités? Disons qu'à Tok, il y a 176 maisons. Et si j'ai 2 nouvelles maisons à Tok, ils vont en enlever une du parc de logement. Et puis l'autre est mise de côté. Donc il n'y aura pas d'augmentation. Nous n'allons jamais voir cette croissance dont nous parlons, car en raison de la SCHL. Donc la question se pose. Et j'aimerais avoir une réponse. Qui s'occupe des processus pour faire augmenter le parc de logement dans les collectivités? Ministre des Finances. Madame la Présidente, la réponse n'est pas claire. Ça dépend du financement opérationnel associé à l'unité de logement. Je n'ai pas ces informations pour ce qui est du plan des immobilisations. Et je comprends que le député croit qu'il faut qu'il y ait une réponse simple à cette question. Je vais demander à M. Martin de vous l'expliquer et je peux aussi prendre l'engagement de vous écrire une lettre sur cette question qui tient compte de différents facteurs. La SCHL participe au processus, le gouvernement des TNO aussi. Donc, il y a plusieurs différentes entités qui font partie du processus. Mais peut-être M. Martin pourrait essayer encore une fois de vous donner une réponse, mais je peux prendre l'engagement de vous donner une réponse. Monsieur Martin, la ministre l'a bien résumé, mais nous allons l'aider à rédiger cette réponse écrite. Le député de Nanakwat, merci. Vous savez, le fédéral aime bien faire des annonces sur le financement de l'argent qui sera fourni à nos communautés et qui concerne le logement. Mais ça ne change pas l'attribution de la SCHL par collectivité. Tant que cela ne sera pas changé, en fait, ça va demeurer un obstacle auquel nous ferons face. J'ai besoin d'une vingtaine d'unités à Palatok, 5 ou 6 à Saxe, une vingtaine à Tok. Nous n'avons pas de logement. Tout est en piteux état. Et on a eu 2 rénovations à Tok, rénovation à Oulu, une seule. Et donc, ce sont les collectivités dans lesquelles la situation du logement est la plus difficile. Et donc, le ministre fédéral arrive pour nous dire on va vous donner 64 millions de dollars, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Donc,
tant que la SCHL continuera d'exister, nous devons continuer à demander plus de financement pour le logement. On nous dit qu'il existe des exigences des associations de logement local, mais regardez la liste à Palatoc. Toutes les jeunes familles dont les enfants ont des enfants et ces personnes en tant que logement, ils sont obligés d'aller à Inuvik. Je sais que notre législature tire à sa fin, mais la SCHL, c'est l'entité qui doit être changée. C'est d'où vient le problème. Nous n'aurons jamais d'augmentation. Vous réduisez le nombre d'unités dans le parc de logement. Nos collectivités sont en difficulté. Nous n'avons aucun logement. Les gens sont obligés d'aller à Inuvik pour accéder à une unité de logement. Et il n'y a pas d'unité non plus à Inuvik. Mais en bout de ligne, lorsque le nouveau ministre ou l'ancienne ministre travaille dans ce dossier, il faut que la SCHL soit retirée du processus par rapport au processus pour faire augmenter le nombre d'unités de logement. Ce n'est plus 1960 ou 70. Il nous faut plus d'unités de logement. Et ce n'est qu'une observation. Et donc, pour les communautés que je représente, ces montants ne suffiront pas. J'ai visité quelques domiciles il y a quelques années et en fait, certaines des planchers de ces unités sont comme des trampolines. Et donc, nous devons améliorer ce qui est offert aux collectivités. Et si le fédéral veut fournir un financement aux administrations locales, en fait, pour moi, ma plus grande préoccupation, comment peut-on surveiller ces dépenses? Ça se fait au sein du conseil des dirigeants. C'est cette entité qui s'occupe de la surveillance. Nous avons un financement qui n'est pas en train d'être utilisé. C'est du financement qui est censé payer le logement. Donc, ce n'est pas la faute à la ministre. C'est la SCAL. C'est la faute au gouvernement. Et donc, merci de ce que vous faites. Mais, donc, je sais que ça a été toute une diatribe, mais c'est vraiment tout un enjeu dans ma circonscription. Député de Trinidad-Willoughby. Merci. Donc, plan d'immobilisation 2024-2025. J'ai déjà fait part de mes inquiétudes en mars. Le prochain gouvernement aura des décisions très difficiles à prendre. Nous avons un budget de 2,2 milliards de dollars ou 1,6 milliard de dollars. Nous avons des subventions du fédéral, 75 cents par dollar, mais les collectivités des TNO, en fait, pour elles, le logement demeure tout un enjeu, peu importe la collectivité. Lorsque moi, je regarde ce qui se passe au sein d'Habitation TNO, si je me rappelle de la dernière fois où on a fait ce processus budgétaire, c'était quelques 72 millions de dollars. Donc j'ai accès à ces chiffres, mais sur le terrain, je ne vois aucune unité de logement, je ne vois aucun chantier. Oui, on a reçu un certain financement de RCA-ANC. Et comparé au dernier budget, en fait, je vois qu'il y a de l'argent qui vient de
RCANC, mais on parle d'une crise de logement de 60 millions de dollars. Mais finalement, le financement qu'on reçoit ne s'attaque pas à la crise de logement dans les TNO. Nous, au sein du gouvernement, ne faisons pas assez. Donc, si je regarde ce qui se passe au Nunavut, en fait, les administrations autochtones joignent directement Ottawa pour accéder au financement. Il y a toutes sortes d'obstacles auxquels nous avons à faire face en travaillant avec ce gouvernement. Et c'est vraiment très frustrant. Donc, à l'avenir, peut-être on devrait revoir le mandat d'habitation TNO. Peut-être c'est le moment de revoir le rapport Jim Burke et parler de la possibilité d'avoir une constitution. Nous avons des revendications constitutionnelles ici dans les TNO, mais nous avons besoin de commencer ces discussions. À chaque fois qu'on étudie les budgets, à chaque fois, les ministères veulent un financement augmenté. C'est toujours comme ça. Mais nous n'avons aucune nouvelle unité chez nous. Nous avons besoin de réparation et nous ne faisons pas assez. Donc, le nouveau gouvernement fera face à des déficits. Nous dépassons nos moyens comme gouvernement. J'avais parlé de l'austérité qui aura lieu et c'est vraiment préoccupant. Les gens dans la collectivité sont vraiment frustrés par le gouvernement. Et c'est ce côté-là de la Chambre qui frustre les gens. Je l'entends directement des dirigeants. Alors, Madame la Présidente, je veux dire cela. Je suis simplement en train de dire qu'ici, nous voyons donc à nouveau ici en train d'adopter un autre budget. Mais ça découle de RCANC. Alors, on est en concurrence pour obtenir du financement du RCANC. Si on conclut une entente de partenariat, c'est pas assez, c'est pas suffisant. Je pense qu'on va en arrière. On a besoin vraiment de se viser sur les partenariats. Et je veux mettre cela de l'avant parce que je vois ces budgets. D'accord, mes collègues, oui, 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 pas de problème, adopte-le. Mais le jour s'en vient que le prochain gouvernement, nous avons besoin vraiment d'examiner comment on va coexister ici dans le territoire du Nord Ouest. 75 sous d'un dollar par contribution. Un budget qu'on cache derrière des politiques. Peut-être c'est les moments on fasse un examen compréhensif de tout le gouvernement. Ça devrait être le mandat. On parle d'un gouvernement de consensus. J'ai entendu cela à plusieurs reprises aujourd'hui. Lorsque je vois ceci, je vois qu'on ne sort pas sur le terrain dans les collectivités et on consulte pas les gouvernements communautaires. On a besoin des ambulances. On a besoin de plusieurs choses auprès des collectivités, mais ma collectivité n'est pas reflétée ici. Alors, lorsqu'on parle d'un budget de 2,2 milliards de dollars, je reçois moins de la moitié de 1%. Non, c'est une vraie honte pour ce gouvernement. Alors, je voulais vous partager ces sentiments commentaires en tant que député qui occupe ce poste pendant 18 mois. J'ai demandé des éléments pour ma communauté, puis personne ne nous écoute. On m'a indiqué que justement que le train a abandonné la station. Si vous voulez quelque chose, si c'est le train est toujours en train de bouger, alors personne n'est là pour accueillir nos demandes. On va faire face à des défis significatifs à l'avenir. Et on n'a pas un sou. Pas une blague. Cette année de feux de forêt, on va en tirer des leçons, mais d'ici de l'avant, je veux présenter une motion pour mener un
examen indépendant de ces incendies pour voir comment on va faire cela. Puis on va aborder ce sujet la semaine prochaine. Mais on doit tenir ce gouvernement imputable. C'est pas un gouvernement de consensus. Pas de la manière dont que ça a été rédigé. Alors, Madame la Présidente, j'ai fait preuve d'écoute aujourd'hui. J'étais en train de regarder, écouter, et je suis un petit peu frustrée parce à nouveau, je suis équipe, on me demander de voter pour en faveur de ce budget. Et comment dois-je soutenir ce projet si je vais recevoir moins d'1% de budget? On a plein de problèmes sociétaux auprès de ma communauté. La toxicomanie, entre autres. Elle est où la GRC? J'ai demandé à nouveau. Ils sont où? On achète, on paye pour un service, mais en même temps, ils viennent pas. Ils sont pas auprès de la communauté. Ils viennent de temps en temps, ils se promènent en voiture, c'est tout. Mais en général, on a besoin de identifier une solution. Alors, Madame la Présidente, je voulais juste faire ces commentaires. Merci. Merci, député de Toronto des World Day, député de Great Slave. Merci, Madame la Présidente. Alors, je vais réitérer les propos de ma collègue de Camley, la manière dont c'est présenté ici. À chaque fois que je regarde le budget de logement, je me demande, sont où les unités? Sont où les logements? J'arrête pas d'entendre pendant 4 ans, nous avons bâti ceci, nous avons bâti cela. Et tout c'est patente. Mais je vois justement ces 13 millions, c'est justement des rénovations et des affaires qui portent sur les chaudières. Mais depuis, j'ai entendu le commentaire de la part de sous-ministre que tous les 100 unités sera complétées à partir de cette année. Alors, ça m'amène à la prochaine question. Pourquoi on n'est pas en train de bâtir davantage l'année prochaine? Pour moi, ça semble bizarre qu'on va passer toute une année sans construire des logements ou même sans commencer la construction d'unités. Alors, on a un déficit important dans le parc de logement. Si je ne suis pas avec cela, je vais aller louer ma maison. Alors, c'est justement ça devient assez rémunérateur de louer sa maison et de vivre seulement dans une salle ou une pièce de votre maison. Est-ce que le ministère pourrait confirmer qu'il n'y aura pas de construction d'unités de la part de la Société de logement pour 2024-2025? Merci. Réponse. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, je voulais que noter que la promesse de 100 unités dans dans la durée, ce mandat, ce sera complété d'ici l'exercice de 2023-24. Mais concernant 2024-2025, non, je suis en train de regarder 2023-24. Je vais me tourner vers Martin pour nous offrir la, la ventilation de cela. Merci. Merci. Alors, le budget d'investissement de 2024-2025 proposé 13,4 millions de dollars. Ça comprend quelques composantes. Ça comprend 4 projets de remplacement d'unités publiques. C'est simplement 4 unités qui seront construites. Mais on voulait souligner que le, le budget de réviser de 136 millions de dollars, ça comprend à peu près 70 de financement fédéral qui a été reçu au cours des dernières années pour pouvoir soutenir la livraison pluriprojet. Alors pour 2024-2025, nous n'avons pas encore reçu, on espère recevoir du financement pour dédier ces montants à les projets de 2024-2025. Merci. Merci, Madame la Présidente. Alors encore, ça nous ramène un petit au point que ma collègue a soulevé. La communication de ce ministère est terrible. La manière dont les choses sont présentées, c'est impossible de déterminer où les choses ont été construites, j'ai répété à plusieurs reprises, pour des mises à jour, pour des unités auprès de la propre circonscription, puis tout d'un coup, il y a une alliance au gouvernement fédéral, puis que la demande du gouvernement est de des unités
public, même si ça fait 6 mois que je poursuis pour obtenir une réponse. C'est frustrant, alors on pose des questions, mais les réponses nous reviennent alors. Oh, il y a tous ces autres éléments. Puis, alors, c'est des choses, vous n'êtes pas au courant de cela parce qu'on est en train de vous envoyer ces éléments au cours des derniers 4 ans. Cependant, ça démontre justement qu'il n'y a pas vraiment un essai pour assurer que les gens de ce côté de la Chambre comprennent où on s'en va. Alors, si on a besoin de vraiment d'obtenir ou de taquiner le ministère pour pouvoir savoir qu'est-ce qui va être bâti, ça c'est un point d'information et la communication de la part du ministère a échoué. Je suis ici après 4 ans et je siège au comité qui traite sur le sujet du logement. Je pourrais même pas vous dire aujourd'hui où les unités ont été construites. Ça fait depuis l'année dernière, lorsque les gens allaient vont pouvoir déménager dans le Nordic Arm, j'assume que ça fait partie peut-être ce, ce Yellowknife projet de rénovation, moi, comme étant qui était promis, c'est une unité dans ce projet, ça fait déjà 6 ans, pardon, 6 ou 7 mois qu'elle attend, même juste que son fils fait face à la fumée de crack. Alors, j'aimerais remercier la ministre pour mettre en place des solutions pour s'attaquer à ces problématiques. Je la remercie pour son écoute. Mais lorsqu'on a ce ministre qui est en train de nous dire qu'il y a 300 unités qui fait partie de MIA pour des éléments qui sont en train d'être rénovés, mais je me demande, est-ce que leur évaluation est assez solide pour les unités qui demeurent? Alors oui, il nous dit que nous avons 300 qu'on est en train de rénover, mais qui est en train de ça, d'un autre 1000, de ces 2700 unités ont besoin de rénovations importantes, puis le ministère a décidé de ne pas évaluer cela. J'entends de la part qu'il y a des problèmes de moisissure, des salubrités, et lorsque je demande au ministère pas pourquoi il y a une fenêtre qui a été couverte. Et ils sont pas capables de répondre. Mais justement, dans la séance de la construction, vous savez qu'est-ce qui se passe dans une unité a eu une incidence sur l'autre unité, mais ça démontre vraiment la mentalité du ministère, son état d'esprit de vraiment de vraiment s'attaquer à les enjeux de manière fiscale, une perspective infrastructure. Il ne reconnaît pas qu'ils sont un, un ministère social et que les gens ont besoin d'être logés. Alors, ma question est la suivante. Où est l'évaluation des autres unités qui ne sont pas sujetties à rénovation ou qui ne font pas partie d'un horaire? Est-ce qu'il y a un retard pour faire cet examen, pour s'assurer qu'ils sont salubres, ou est-ce que ce sont responsables pour les enjeux de santé que nos commettants vivent parce qu'ils ne sont pas en train de s'attaquer à ces problématiques? Merci. Est-ce que vous avez une question? Ah, ça, c'était votre question, désolée. Réponse. Merci, Madame la Présidente. Oui, j'ai compris ces questions. Oui, concernant justement l'horaire d'évaluation, oui, il y a une évaluation qui a été programmée pour chaque an. Nous n'avons pas l'horaire avec nous parce que et j'apprécie le lien au processus de planification, d'investissement. Je n'ai pas le programme pour les évaluations pour les années à venir. Oui, absolument, je peux l'obtenir et le fournir par la suite. Et cela pourrait justement, en utilisant cela, on pourrait parler justement de la cote et l'évaluation de risque. Alors, une évaluation qui est menée, ça passe à travers un processus de risque, cela amène ou informe à la prise de décision concernant quelle unité ou la priorisation des unités en matière de rénovation. Alors, j'espère pouvoir le fournir ce document. Merci. Député de Great Slave. Merci, Madame la Présidente. Et j'apprécie l'engagement de la ministre. J'aimerais mieux comprendre le processus de la manière dont que les évaluations sont menées, ainsi que toute norme standardisée. L'autre élément que je souhaite aborder, c'est la discussion concernant l'argent qui est envoyé directement au gouvernement autochtone. J'ai entendu à plusieurs reprises ici dans cette chambre le cabinet n'arrête pas de parler, qu'ils ont une super belle relation avec le gouvernement autochtone. Mais lorsque c'est le moment de pouvoir de partager des renseignements, le gouvernement autochtone n'a pas confiance au ministère pour pouvoir partager leurs informations. Et cela, qu'est-ce que ça vous indique concernant le travail qui est en train d'être fait avec le gouvernement autochtone? Il y a, per- il y a- c'est un, il y a tout le monde est d'accord que c'est important. C'est un champ que tout le monde serait sur la même page. Mais je crois que ça vraiment démontre justement la mi-confiance que les gouvernements autochtones ont pour la société de logement. Merci. Merci, Madame la Présidente. Alors, oui, je sais que c'est le groupe de travail C
c'est le forum de le forum de la Société de logement des Territoires du Nord Ouest. Je ne sais pas si ces références pourraient être partagées. On occupe seulement un siège à sa table. Mais permettez-moi de voir cette demande et par la suite, ça pourrait démontrer aussi le niveau d'engagement euh, parmi les différents partis à ce forum et qu'est-ce qu'ils visent de faire. Merci, député de Great Slave. Merci, Madame la Présidente. Et oui, j'espère qu'il va y avoir un niveau de transparence vis-à-vis ce groupe. Alors, qu'ils sont insistés de partager avec les députés, de permettre les députés à s'impliquer. Alors, je pense que c'est un ministre de pouvoir démontrer le bon travail que nous avons fait. Puis, c'est la manière dont on devrait procéder avec tous les travaux que nous menons ici dans cette chambre et de démontrer justement que c'est significatif. Juste le cabinet agit de liaison entre les deux et agit de filtre entre les deux parties. Je pense qu'une discussion compréhensive entre les trois parties pourrait valoir la peine. J'aimerais noter concernant mon dernier commentaire, ce ministère a besoin de vraiment d'améliorer leur communication. Je propose justement qu'ils embauchent quelqu'un qui peut justement faciliter ces discussions et pas cet individu que on s'est retrouvé qui devrait administrer ces projets, qui était seulement un employé, qui était dans le siège social. Ils ont besoin d'avoir des aînés, des leaders autochtones sur le terrain, employés par eux pour agir à titre de modérateur entre les clients de la société de logement traumatisé et l'autre partie parce qu'ils ne sont pas en train d'agir d'une manière qui est informée par le traumatisme. Merci. Est-ce que des questions supplémentaires ou questions? En voyons aucune. Député de Mumphrey. Alors, je vois ici, il y a la rénovation majeure pour 2 unités. Il y en a deux Béchico et un Wati. Alors, j'ai indiqué ce matin que dans le territoire du Nord-Ouest, je sais que le prix est il y a une crise de logement partout, dans les Béchico, par exemple. Il y a une famille, c'est pas simplement cette famille, mais je pense à cette famille concrètement parce qu'ils ont 7 enfants. Ils ont entre 1 an et 13 ans. Ils sont en train de vivre en situation d'itinérance, puis on a besoin de plusieurs bâtiments ou logements qui ont besoin de rénovation. Il y a des logements qui ont été fermés pour plus de 10 ans. Alors, j'aimerais demander à la ministre de Logement, je sais qu'elle est la ministre de Finances, mais qu'est-ce que la Société du logement est en train de faire pour pouvoir éliminer l'itinérance dans les petites collectivités? Et c'est pas seulement ma communauté, il y en a plusieurs. Nous avons un abri et Et on a besoin de plus de logements pour loger les personnes vivant dans une situation d'itinérance. Cet abri est utilisé davantage par communauté et des fois, lorsqu'il est complet, on remarque que les individus qui cherchent un toit, ils s'en vont en prison pour qu'ils puissent avoir un lieu sécuritaire pour dormir. Alors, c'est 2 rénovations et une est Wati. Wati est aussi fait face aux mêmes enjeux. On a plusieurs familles qui sont en entente pour avoir accès à un logement dans la région de Clichy avec une population de 2000. Ebetchik, c'est un petit peu plus de 2000 et Wati, c'est à peu près 600 depuis que la route toute cette saison est ouverte. Mais on a besoin de plus de l'unité de logement. Alors, je me demande qu'est-ce que ce gouvernement fait? Est-ce qu'il peut s'engager à bâtir plus d'unités et d'aider pour lutter contre l'itinérance? Je sais que ça faisait partie du portefeuille de la première ministre. Maintenant, ça fait partie de leur mandat. Alors, s'ils vont bâtir des bâtiments, ça c'est pour 2024-2025. Ces projets seront achevés dans les 2 communautés d'ici 2024-2025. Réponse. Merci, Madame la Présidente. Alors, j'ai les 2 plans de 2023
23, 2024 et 2024, 25, 2023, 24. Il leur reste quelques périodes. Nous avons 5 nouvelles unités publiques qui seront construites en vertu de cet exercice. Alors, c'est en train d'être fait avec la convention de construction avec Litcho. Il y avait d'autres rénovations importantes qui ont été faites avec Chico, ainsi que Wati. Il y a 2 différentes unités. Il y a 4 unités qui seront à Waki en vertu de l'exercice actuel. Et l'année prochaine, c'est des rénovations, pas des nouvelles unités. Je sais que certaines unités, telles que détaillées plus tôt, sont vacantes. Je ne sais pas les taux de vacances des Wati, des Béchico ou autres, mais de manière plus compréhensible, la question concernant la stratégie pour lutter contre l'itinérance, cela a été, ça a été envoyé au bureau de la première ministre. Ça démontre justement l'importance que cette stratégie représente et fonctionnellement, nous avons été capables de dépasser l'itinérance. Ça, c'est l'importance du dossier. Oui, c'est nécessaire. Ça a seulement quelques mois. Il faut toujours la mettre en œuvre. Il y a beaucoup des éléments concernant le logement, ça comprend l'itinérance, les maisons transitoires, entre autres. Alors, je ne suis pas positionnée ici à cette table de la planification d'investissement pour aborder le sujet de la stratégie pour lutter contre l'itinérance, mais il reste quelques jours pour pouvoir poser des questions à mes collègues concernant la stratégie pour lutter contre l'itinérance. La mise en œuvre de cette stratégie va prendre plus que quelques mois, ça va prendre assez de temps. Et si vous vous rappelez justement, les budgets principaux ont été capables de pouvoir dédier des fonds pour pouvoir soutenir ces stratégies. Parce que c'est vraiment, il y a des fonds pour rassurer sa mise en œuvre. Merci. Député de Montfort, est-ce que vous avez une question de suivi ou des questions de suivi? Oui, merci. Alors, il y a 165 unités qui sont en train d'être rénovées et 3 clichos avec la population plus élevée des communautés autochtones. Et c'est dommage parce que c'est vraiment triste que certaines des personnes vivant une situation d'itinérance se font face à des abris qui sont complets puis qui s'en vont à la station de la GRC pour se faire arbitrer. Et ça, c'est un méfait, c'est complètement triste, j'aime pas cela. Et je sais qu'elle a mentionné l'exercice dernier, mais il y avait des logements qui étaient, il y avait des nouvelles unités qui ont été allouées, et le Betchico et Wati, mais on n'a pas vu encore ces unités. À quel moment ces unités vont être disponibles pour les familles dans ces communautés? Parce que lorsque je pense à cette famille de cet enfant, il y en a d'autres familles qui ont des enfants qui sont toujours en attente. Et la ministre a mon courriel qui énumère toutes les familles qui sont en attente pour un logement. Et l'hiver s'en vient et on n'a rien. Et ça, c'est vraiment une honte. Et on n'est pas en train de faire assez. Et il y a des unités qu'on aimerait s'approprier, par exemple 14 pour lutter contre l'itinérance. Mais ils veulent pas transférer ces unités au gouvernement de Clétio non plus. Alors, ça aurait aidé pour lutter contre les enjeux d'itinérance. Nous n'avons pas de logement. On a plusieurs unités de logement qui ont été plaquées ou fermées. Je ne sais pas pourquoi ils sont encore là. Je ne sais pas s'ils vont pas les rénover ou les réparer. Pourquoi les transférer? Ça fait longtemps qu'on dit cela. Et la société de logement est toujours en train d'octroyer ces unités à d'autres personnes. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires supplémentaires? Député de Haver Sud. Merci, Madame la Présidente. Pendant que j'écoute les commentaires et les réponses de la part de la ministre, alors c'est clair que nous avons besoin des unités de logement.
Et ça semble que la seule chose, le seul joueur, c'est la Société du logement. Je pense que c'est une bonne approche, mais je pense qu'on a besoin d'élargir cette approche. On parle justement du gouvernement autochtone. Je ne les vois pas ici devant nous pour m'indiquer personnellement qu'est-ce qu'ils sont en train de faire pour pouvoir accroître le parc de logement. On doit intégrer le logement dans le développement économique. Lorsqu'on parle d'offrir des terres de ressources pour les sociétés, peut-être une partie de la solution, c'est de les offrir, ou de la composante, c'est d'offrir des logements pour les communautés où ils obtiennent des travailleurs. On a besoin de faire preuve de créativité pour envisager d'autres solutions. Et aussi, en matière d'emploi, doit être capable, si on est capable d'offrir des emplois aux Télois-Tournants, c'est une autre manière de s'y attaquer à la problématique. On peut aider les gens pour pouvoir devenir propriétaires. Je ne sais pas comment. On a juste simplement d'aider les gens à les obtenir. On a besoin d'être innovateurs. Je sais que la Société du logement a un rôle à jouer et ils ont des unités qui sont vides pendant des mois et des années. On se rend compte cela, notre taux d'utilisation pour les unités publiques devrait être presque à 100 à tout moment. Cependant, on est en train de faire des rénovations. On devrait les faire rapidement. On devrait utiliser justement des entrepreneurs locaux. Ça, c'est les choses qu'on doit mettre en place. Mais encore, on est toujours ici, attrapé dans la paperasse. Et le gouvernement est là, on sait ça. Alors, on a besoin d'envisager d'autres manières de s'attaquer à la problématique. Alors, je sais que le gouvernement a besoin de faire quelque chose. Puis après, on a le gouvernement fédéral de l'autre côté. Alors, on compte pour eux pour qu'ils nous offrent les financements. Mais ça à la fin de la journée, l'argent découle du gouvernement fédéral. Alors, nous avons besoin d'examiner le tout et c'est toujours la même chose. La société n'est pas en train de faire cela, ou la société n'est pas en train de faire ça, ou les logements sont vides. Ça fait 4 ans qu'on n'arrête pas de répéter cela, puis il y avait des gens avant nous qui disaient la même chose. Alors, je suis un petit peu fatiguée d'entendre la même chose. On a besoin d'agir. On a besoin d'agir différemment. Et le prochain gouvernement doit le faire. On ne va pas le faire dans la prochaine semaine. Je peux vous confirmer ça. On a besoin d'agir. Et le prochain gouvernement, j'espère qu'ils vont se pencher et sur différentes approches. Ça va prendre seulement ce gouvernement. Pour moi, c'est les communautés qui le font. Je pense que le gouvernement autochtone pourrait bâtir des unités. Je sais qu'ils font et qu'ils offrent des logements beaucoup plus rapidement que nous. Ils livrent le logement plus rapidement. C'est un commentaire que je voulais partager parce que on ne va pas résoudre ces problématiques aujourd'hui. On ne va pas bâtir une unité de logement pour toutes les Ténois et Ténoises, même si on aimerait bien. Il y en a qui vont devoir en acheter leur propre propriété. Peut-être on pourrait demander les entreprises lorsqu'ils viennent ici pour exploiter le territoire, d'acheter des logements et qu'on demande aussi au gouvernement fédéral de nous offrir le financement, mais tout le monde doit faire de leur part. Et ça, c'est la manière que j'envisage. Alors, merci beaucoup. Merci. Je vois pas d'autres commentaires. Alors, j'aimerais rappeler le comité que les estimés pour les sociétés de logement sont compris dans les budgets comme un point d'information uniquement. Le comité ne va pas voter sur l'activité. En voyant d'autres questions, s'il vous plaît, retournez à le sommaire de la société de logement sur la page 65. Est-ce qu'il y a des questions supplémentaires de la part du comité? En voyant que la commission est d'accord que l'examen que la société de logement a été conclu. Merci. Ministre et vos témoins. Désolé, sergent des armes, vous pouvez escorter les témoins. Et la commission est d'accord que nous avons terminé l'examen du document déposé 73-19-2, les budgets d'investissement avec à 25. Député de Camric. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, je propose qu'on rapporte tout l'examen du document déposé 973-19-2, 2024-2024, le budget d'investissement pour ce moment. Merci, Madame la Présidente. La motion est recevable à l'auteur de la motion. Le vote a été appelé. Tous à faveur. Tous qui s'opposent. Abstention. La motion est adoptée. Merci et merci la commission et les ministres.
Maintenant, on va prendre une pause de 10 minutes et par la suite, on va revenir parce que nous avons le budget supplémentaire. Alors, on prend une pause de 10 minutes. Si vous voulez l'aborder, si vous voulez parler tout en même temps, d'accord, mais moi, si vous voulez un représentant, ce serait plus facile. On ferait. Merci.
Je rappelle le comité plénier en session. Nous avons décidé de prendre, de considérer les projets de loi 2023-2024 sur les opérations de dépenses. Merci, Madame la Présidente. Je suis ici pour présenter les, documents. Le but est de répondre aux coûts d'urgence encourus par les opérations dues aux incendies de forêt. Ça conclut mes remarques. Merci, Madame la Présidente. Merci. Souhaitez-vous vous adresser à la Chambre? Monsieur le sergent d'armes, veuillez accompagner les témoins dans la Chambre. Madame la ministre, pourriez-vous présenter vos témoins? Merci, Madame la Présidente. À ma gauche, le sous-ministre des Finances, Bill McKay, et ensuite le vérificatrice générale. Est-ce que le comité est d'accord pour reprendre les documents concernant le projet? Nous allons reprendre à la page 2 avec le ministère des Finances. Dépenses d'opération numéro 3, 2023-2024, ministère des Finances, autorisation 120 millions de dollars. Est-ce que le comité est d'accord? Merci. Est-ce que le comité est d'accord que la considération de ce document est conclue? Madame la députée pour Cam Lake. Merci, Madame la Présidente. Je me demande si la ministre peut expliquer plus en détail notre besoin, le besoin pour une catégorie différente. D'habitude, nous avons des catégories différentes. Les dépenses et les limites d'emprunt sont différentes. Alors, je me demande si la ministre pouvait expliquer pourquoi cela varie de la normale. Merci, j'aurai plus de questions après. Merci, Madame la députée. Madame la ministre. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, lorsque les estimations sont d'abord déposées devant la Chambre, l'accent est mis sur le but et le montant de la dépense. On fait moins attention à la feuille permettant aux autorités d'emprunter. Donc, vous avez, permettant par l'autorité de dépenser, vous avez la possibilité de dépenser dans le cas, par exemple, d'une appropriation supplémentaire, si vous avez besoin, par exemple, de soutenir les efforts de lutte contre les incendies. Mais pour que le gouvernement puisse dépenser l'argent, il faut qu'ils aient l'argent comptant à disposition. Cela dépend, par exemple, de la date où les revenus des impôts sont reçus. Et vous savez que la majorité de notre budget issu des impôts provient des virements électroniques. Nous avons également des financements qui nous arrivent à différents moments de l'année. À cause de ces montants d'argent comptant supplémentaires au cours de l'année et aussi en cause des incendies qui ont eu lieu, aussi de l'augmentation du niveau de l'eau. Nous sommes préoccupés
particulièrement concernant les élections et les changements d'horaire. Et nous attendons, mais en tout cas, possiblement, ce que le gouvernement ne puisse pas disposer suffisamment d'argent comptant sans devoir augmenter les emprunts à court terme. Je vais m'arrêter afin que l'horloge ne m'interrompe pas. Merci, Madame la députée de Cam Lake. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Madame la Présidente, je sais que ça a été une assemblée très difficile et bien sûr, c'est reflété dans la demande d'augmentation du taux d'emprunt, du montant d'emprunt. Euh, Je me demande ce que ce gouvernement va faire pour que cette assemblée, ou en tout cas la prochaine assemblée, bénéficie de plus d'argent excédentaire et puisse aussi faire la demande de fonds supplémentaires pour les urgences, car nous savons que nous en aurons besoin au cours des prochaines années. Merci, Madame la Ministre. Merci, Madame la Présidente. D'abord, je vais commencer concernant l'idée le point de la limite d'emprunt. C'est la limite imposée par le fédéral, 1,8 milliard de dollars à laquelle on pense d'habitude. Nous ne cherchons pas à changer cette limite. Ce que nous avons fait lorsque nous avons changé la politique de responsabilité fiscale, c'est que au, au cours de nombreuses années, longtemps avant l'arrivée de ce gouvernement, euh, nous tendions vers le haut, vers la limite imposée par le gouvernement fédéral. Avec les changements récemment imposés, ce que nous avons comme objectif, ce que nous tentons à atteindre, c'est plus notre propre limite. Et nous voulons que nous serions amenés à terme, nous ne sommes pas encore à cette limite, mais à terme, nous devrions devoir discuter de la limite avec le gouvernement fédéral. Certainement, nous ne sommes pas encore là, mais nous ne voudrions pas avoir à revenir devant l'Assemblée suivante pour discuter de ce point. Nous voulons avoir un coussin suffisant pour pouvoir siéger à la prochaine Assemblée et faire notre travail. La question de savoir ce que nous allons faire à plus long terme pour la situation fiscale. La perspective à moyen terme nous apporte tout de même de la stabilité et nous ramène à un point où nous créons et nous avons un meilleur équilibre entre notre limite de dette et nos revenus fédéraux. Et il y avait aussi l'année dernière, en raison des inondations et des feux de forêt, des dépenses supplémentaires encourus. Donc, j'espère que cette année, les montants ne seront pas du même ordre. Si c'était le cas, nous projetons d'avoir encore des excédentaires de dépenses peut-être à amener dans l'année prochaine. Le gouvernement des Territoires du Nord Ouest veut mettre l'accent sur une meilleure gestion et pense à l'amener dans la prochaine Assemblée. Merci, Madame la Ministre, Madame la députée de Burkham Lake. Merci, Madame la Présidente. Le ministre a discuté avec, le gouvernement fédéral. J'espère que certaines de ces discussions ont porté leurs fruits pour que nous sachions comment sont dépensés les fonds et si nous pourrons recevoir des remboursements au cours des prochaines années. Est-ce que ces fonds vont vraiment aider la situation dans laquelle nous nous trouvons si le budget est serré? Merci, Madame la Ministre. Merci, Madame la Présidente. D'abord, je m'excuse vis-à-vis des interprètes si j'ai parlé rapidement. Oui, tout à fait. Il y a eu des conversations avec le gouvernement fédéral, y compris avec le bureau de la première ministre et aussi avec d'autres bureaux, particulièrement l'environnement et les changements climatiques, ce qui est la sécurité publique. Le gouvernement est conscient des défis créés par ce besoin d'argent comptant sans
que nous sachions à l'avance que nous disposerons d'un certain montant alloué de la part du gouvernement fédéral. Le gouvernement fédéral nous a invités à déposer une demande à l'avance et cela indiquera que sûrement que nous en avons besoin et cela se produira rapidement. Pour la saison d'inondation 2022, nous avons reçu des aides et ce sera le cas à nouveau cette année fiscale, cet exercice, pardon. Nous sommes plutôt optimistes concernant les fonds alloués pour la saison des incendies, cet exercice. Nous ne savons pas si ce sera suffisant et donc c'est pour cela que nous voulons nous assurer d'avoir le matelas de sécurité suffisant pour pouvoir emprunter et bénéficier de l'argent comptant nécessaire. Merci. Merci. Madame la députée de Cam Lake. Merci, Madame la Présidente. Je me demandais si la ministre pouvait nous parler de l'augmentation de la limite de dette à court terme. Est-ce que c'est en conformité? Merci, Madame la députée. Madame la ministre? Certainement, ça dépendrait. Et il y aura d'autres étapes à suivre pour nous assurer de la conformité. Si les montants arrivés, ça compense les besoins d'argent comptant. Si nous en recevons plus, ce à quoi nous attendons, c'est que pour l'automne, nous aurons besoin de plus de fonds. Si nous empruntons plus que ce qui est prévu dans les lois, nous pourrions mettre en suspens certains paiements et prévus ou encourir d'autres délais dans les projets prévus, ce qui ne serait pas souhaitable. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la députée de Cam Lake. Une question courte. Et est-ce que de l'aide pour les personnes évacuées du territoire est prévue? Merci. Madame la ministre, non, il s'agit d'avoir l'autorité de dépenser afin de payer les factures que nous avons déjà à payer. Merci, Madame la ministre. Y a-t-il d'autres questions à ce stade? Estimation de fonds supplémentaires 2023-2024, le ministère des Finances, 120 millions de dollars. Est-ce que le comité est d'accord? Considération du examen du document déposé 2024 concernant les fonds d'opération 2023-2024. Madame la députée de Cam Lake. Merci, Madame la Présidente. Je n'appelle l'examen du document ce document pour 2023-2024. Merci. La question a été posée pour la motion. Tous ceux en faveur, ceux en opposition. La motion a été adoptée. L'examen du document l'examen du document est déféré. Merci au ministre et merci aux témoins. Monsieur le gendarme, veuillez escorter les témoins hors de la chambre. Le document 974-9 de le comité est d'accord pour passer en revue le document concernant l'examen du projet de loi 81. Je vais
m'adresser à l'économie et au développement social pour les commentaires. Madame la députée de Camlake, nous avons mis l'accent sur l'importance de l'éducation au cours de cette Assemblée. C'est l'un des axes de notre travail, les amendements opérationnels et structurels. Nous avons été déçus de l'approche par phase adoptée par le gouvernement. Et ça n'a pas pu répondre aux besoins importants en matière d'éducation autour des territoires. Il faudra un engagement robuste ainsi que des engagements pour mieux répondre aux besoins des territoires du Nord Ouest. Le document est très technique par nature car il propose des changements en matière d'éducation et nous devons passer en revue le document très sérieusement. Nous avons ceci dépôt écrit et nous fait qu'il y en a entre autres. Le comité a reçu l'instrument du ministère pour amender le projet de loi 81 sur plusieurs points, par exemple la modification du programme d'éducation pour les étudiants. Le comité donne ses recommandations pour amender la phase 2 de la loi sur l'éducation. Ça comprend l'amélioration de questions comme l'absentéisme, le soutien aux élèves en situation de handicap et d'autres. Le comité a rencontré les experts en personne et fait part de ses remarques par écrit. Nous voulions être mieux à l'écoute des besoins des résidents de petites communautés. Nous reconnaissons que les acteurs subissent des lacunes dans le système d'éducation. Et nous avons un grand besoin d'améliorer le système éducatif dans les territoires du Nord-Ouest. Nous voulons remercier tous les acteurs de leur contribution. Madame la Présidente, d'autres députés pourront avoir des commentaires à ce stade. Merci. Merci, Madame la députée. Je vais maintenant ouvrir les commentaires généraux sur le rapport du comité. Madame la députée de Great Slave. Merci, Madame la Présidente. Je dois dire que de mettre ce document en route a été l'un des projets les plus frappants que j'ai connus. Les gens vraiment dans le territoire du Nord-Ouest sont très passionnés pour l'état du système éducatif et c'est beaucoup le cas, particulièrement en dehors de Yellowknife. Je ne m'attendais pas à entendre les histoires que j'ai entendues vraiment. Comme l'a dit ma collègue, je veux vraiment exprimer mes chaleureux remerciements à ceux qui nous ont partagé des informations. Et il y avait beaucoup d'histoires tout à fait tragiques que nous avons entendues en tant que comité. Je n'avais jamais pensé au fait que quelqu'un qui pourrait suivre une éducation dans le Sud soit aussi démoralisé de ne pas pouvoir suivre par rapport à ses pairs et se tourne vers l'auto-méfait. C'était vraiment très difficile. Mais ça a vraiment eu un très fort impact sur moi de voir la plus grande image des impacts de notre système d'éducation sur nos jeunes à plusieurs niveaux. Même ceux qui ont pu continuer et qui ont pu s'élever tout simplement pour se découvrir qu'ils ne répondent pas aux critères d'embauche et qu'ils n'ont pas les mêmes compétences que le reste du Canada. Je ne peux pas imaginer ce que ça fait à la santé mentale de quelqu'un, à la psyché de quelqu'un lorsqu'on revient et on se sent comme un échec. Et donc, j'avais parlé de l'école à Delaney, qui m'a beaucoup touché. Et une chose était la déception parmi les membres du public que ce n'était pas vraiment la modification à la loi sur l'éducation qui allait
améliorer nettement les résultats en matière d'éducation. Je comprends pourquoi nous l'avons fait ainsi et que sur le plan administratif, certaines choses étaient nécessaires. Mais on avait l'impression qu'on ne s'intéressait pas aux besoins des collectivités. On leur disait qu'ils allaient devoir attendre encore plus longtemps, malgré le fait qu'au début de cette législature, nous avons parlé de l'éducation des jeunes. Mais finalement, ces choses ont été oubliées. Nous avons fait face à toutes sortes de crises. Il y a eu des crises environnementales, la pandémie. Mais ce n'est pas une raison de ne pas bien faire les choses. Donc, c'est bien qu'il y a eu des échanges avec le gouvernement. On a entendu parler des transports et il y a eu un compromis dans la matière et nous avons bien collaboré avec le ministère sur ce projet de loi, mais j'ai vraiment ressenti la déception des gens. Et je ne veux pas en parler pendant trop longtemps, mais une chose qui doit être faite lors de la prochaine législature, les administrations autochtones qui ont leur propre modèle d'autogouvernance, en fait, la prochaine étape, c'est de modifier ou d'avoir leur propre loi sur l'éducation. Et donc, alors qu'on commence la phase 2, ça doit être fait de façon collaborative afin de ne pas créer un nouveau système qui contredit, par exemple, ce que veulent faire les différentes administrations autochtones. Et j'attends cela avec impatience. C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Nous avons permis aux Autochtones de s'occuper de leurs propres enfants. Ça ne marche pas. En ce moment, je sais que ça a été un peu un coup de gueule, mais je tiens aussi à remercier ceux qui nous ont accueillis dans les collectivités. Notre accueil a été très chaleureux et nous avons eu de très bonnes discussions. Merci à la députée de Great Slave. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur le rapport du comité? Monsieur Bonneroche. Merci, Madame la Présidente. J'ai siégé au comité itinérant qui a fait ce processus de consultation. Donc, le ministère a pu accéder à certains dossiers des écoles et comme ma collègue l'a dit, elle en a parlé de façon très passionnée. En fait, il me semble qu'elle a très bien résumé ce qui s'est produit dans le cadre de ce processus. Mais j'ai entendu d'autres choses des membres de Baudel qui nous ont dit on a l'intention d'apporter tous ces changements. Et donc, durant cette première série de changements, comment ça va améliorer? L'expérience s'élève. Et c'est quelque chose qui m'a profondément touché. Et ça a été pour moi une préoccupation depuis le début de cette législature. Durant ma campagne électorale, j'avais parlé de l'éducation. J'ai entendu parler de toutes sortes de choses à propos de l'éducation durant la campagne électorale. Et donc, finalement, on avait truqué les informations concernant les élèves qui suivaient leurs cours. Et les résultats scolaires étaient très peu élevés. Les diplômés, en fait, ces personnes sont au niveau de la 8e année. Mais j'espère que la ministre comprend la raison pour laquelle je voulais avoir les véritables résultats de nos écoles, car ça devient important lorsqu'il faut aller dans le monde
Et si nos élèves n'ont pas leur diplôme de la 12e année, et l'université envisagée par les TNO, en fait, nos résidents n'y seront pas. Il y a des élèves qui sont très bien instruits, mais nous devons les pousser un peu plus. Nous devons les mettre au défi au niveau communautaire. Mes tantes, mes oncles étaient d'aînés. Ils parlaient la langue. Ils n'étaient pas des personnes instruites, mais finalement, moi, j'ai pas eu de problème. Et finalement, il y avait les trois matières de base, la lecture, l'écriture et les mathématiques. Mais on ne sait pas ce qui se passe dans les écoles, car il n'y a pas de réunion dans la collectivité. Les parents reçoivent des notes, mais il n'y a pas de réunion communautaire. Et donc on ne sait pas ce qui se passe à l'école. Et quelques-uns des problèmes dont j'ai entendu parler des parents, je ne suis pas contre le programme d'immersion d'aînés. Et les aînés ont peur de perdre leur langue. Lorsque moi j'ai été dirigeant en 2000-2001, il y avait un groupe dans ma collectivité de personnes qui étaient censées ériger une roue de langue. Et cela mettait en évidence le fait qu'on perdait notre langue. Et avec le programme d'immersion d'aînés, je comprends que le programme crée des emplois. Et lorsque nous avons assisté à des concerts à l'école, c'était vraiment excellent de voir que nos élèves chantaient dans la langue d'Anéjaté. Mais je me demande, est-ce qu'il y a une autre façon de le faire? Il y avait des préoccupations selon lesquelles nos élèves n'apprenaient pas la langue avant la 4e année. C'est ce qu'on m'a dit. Donc ils ne pouvaient pas lire ni écrire cet alphabet. C'est ce qu'on m'a dit. Et donc c'est devenu quelque chose qui me préoccupait. Donc durant les cérémonies de remise de diplôme, je me rappelle ce qu'ont dit les anciens. Nous voulons un bon système d'éducation pour nos enfants, pour qu'ils puissent devenir avocats, médecins, ingénieurs, enseignants, et ainsi de suite. Cela met en évidence nos attentes vis-à-vis du réseau scolaire. Et d'après ce que je vois dans les petites collectivités, on n'y parviendra pas. Nous l'avons perdu. Et donc, les administrations d'éducation, les conseils d'éducation des divisions, les chefs, les maires, les présidents métiers, nous devons tous commencer à parler du système scolaire des TNO, notamment dans les petites collectivités. Dans ma collectivité, nous avons perdu de bons enseignants du Sud qui étaient très enthousiastes. Ils avaient l'enthousiasme, mais finalement, les enseignants disent « j'ai pas besoin d'enseigner telle ou telle matière car
les élèves vont réussir peu importe. Donc cette complaisance est à l'encontre de ce que veulent les aînés. Ce qu'ils disent durant les cérémonies de remise de diplôme. L'éducation est un sujet important. Les gens disent qu'il faut une éducation pour trouver un emploi. Nous savons qu'il y a d'autres façons, mais pour ce qui est des écoles techniques ou les soins infirmiers, mais comme je l'ai dit, nous savons que les élèves ne seront pas au niveau de la 12e année une fois diplômés, donc nous devons les aider afin de réussir des examens leur permettant d'aller au collège. Nous n'avons pas assez d'enseignants dans notre système scolaire dans les petites collectivités. Nous avons des enseignants qui sont responsables pour des enfants de plusieurs années. Peut-être nous n'avons pas assez d'élèves et c'est un autre problème. Et donc tout ce que je dis mérite quelque chose comme une commission royale sur le réseau scolaire autochtone dans les petites collectivités. Et durant la prochaine législature, en fait, j'encourage les prochains députés de se pencher sur cette possibilité. On devrait aller à l'ensemble des collectivités, pas uniquement les centres régionaux. Il faut se rendre à toutes les collectivités afin de voir ce qui se passe dans chacun de ces endroits. Il faut que le ministère de l'Éducation s'occupe de pas mal de domaines. J'ai été en contact avec le ministère car il ne faisait pas son travail ou il ne le faisait pas de la bonne façon. Il ne se concentrait pas sur le bon domaine. Donc pour moi, en fait, l'éducation pourrait subir tout un virage. Et donc, c'est quelque chose que je voulais mentionner. Merci de votre attention. Est-ce que les autres députés veulent commenter le rapport du comité? Merci, la députée de Montfouy. Merci, Madame la Présidente. On parle de la phase 1, de la phase 2, mais la phase 1 était un élément important de cette mesure législative. La phase 1, c'est celle qui nous a permis de travailler avec les administrations autochtones. Il me semble que le ministre a raté l'occasion de travailler avec les administrations autochtones afin de moderniser la loi sur l'éducation. C'était un pas de l'avant pour nous, notamment en collaboration avec les administrations autochtones, et ça aurait été un bon début pour la réconciliation. Mais finalement, cette occasion a été ratée. Et c'est pour ça que beaucoup d'administrations autochtones se sont opposées à la phase 1. La phase 2 est aussi importante, mais c'est après coup. Et donc, pour la première fois, une administration autochtone aurait pu faire partie du processus pour moderniser le système d'éducation, mais on nous a mis de côté. Et donc, cette occasion a été ratée. Et donc, comme mes collègues l'ont dit, Ron, Caitlin, Katrina, qui ont parlé du réseau scolaire et de leur visite dans les collectivités, beaucoup de gens l'ont dit. Et je ne veux pas dénigrer les gens, les enseignants, mais il nous manque beaucoup de ressources dans les petites collectivités. Et nous avons même des écoles qui
ont des salles de classe avec des élèves de plusieurs différentes années en même temps. Ce n'est pas approprié car les enfants tombent par les mailles du filet et ne reçoivent pas une bonne éducation. Lorsque l'enseignant travaille avec les élèves de la première, de la deuxième année, la troisième année, tous ces élèves ensemble, il n'y a qu'un membre du personnel de soutien. On n'a pas le soutien nécessaire. Donc l'enseignant enseigne tous ces élèves dans une seule salle de classe. Il faut que cela tire à sa fin. Et nous n'avons pas accès au service des orthophonistes dans plusieurs des petites collectivités. Donc le ministère ne peut plus attendre et régler les problèmes ultérieurement. C'est trop tard pour pas mal de ces collectivités. Et nous constatons que beaucoup d'élèves abandonnent leurs études et ratent toutes sortes de choses. Donc, comme je l'ai dit, la phase 1 nous aurions pu régler les erreurs du passé. La phase 2 est correcte, c'est comme j'ai dit après coup. Mais il faut plus de programmes, plus de ressources dans les petites collectivités pour que nos jeunes personnes puissent faire le rattrapage nécessaire. Nous voulons que nos jeunes personnes fassent leurs études dans 2 langues et nous voulons que nos enfants deviennent avocats, médecins, astronautes, tous ces métiers. Dans d'autres régions, les élèves peuvent devenir ces professionnels, mais ce n'est pas le cas chez nous. Je sais qu'aujourd'hui, c'est la journée de la chemise orange et beaucoup de commentaires ont été faits selon lesquels l'éducation commence à la maison. Mais beaucoup des parents ne savaient pas comment jouer le rôle de parents. Et ensuite, ça passe à la prochaine génération. Et c'est pour ça que nous avons 98% du système de protection de l'enfance qui sont autochtones. Et donc, on aurait pu corriger les erreurs qui existent depuis le départ. Et je ne jette pas le blâme sur les administrations autochtones qui veulent s'occuper de leur propre système d'éducation et qui ne veulent pas que la prochaine génération subisse ce que nous avons vécu. Nous voulons que nos enfants puissent fonctionner à ce niveau. Et donc les grands centres régionaux sont avantagés et nous ne le sommes pas. Dans la région Cleachell, nous sommes juste à côté et on se fait nier l'accès à pas mal de programmes et de services. Et nous devons venir à Yellowknife pour y accéder, même pour les services d'orthophonie. Certains parents sont obligés de venir ici. Et pour les petites collectivités à Satu, les gens sont obligés de venir ici ou d'aller à Inuvik pour y accéder. Et c'est très frustrant. Et donc j'espère que la prochaine administration offrira plus de programmes et de services dans les petites collectivités. Il faut qu'on se concentre sur les intérêts des petits-enfants. C'est toujours possible, mais nous avons besoin de plus de ressources. Et on ne devrait pas penser trop aux grands centres régionaux. Nous avons les mêmes droits que toutes les autres personnes. Et c'est pour moi quelque chose de très honteux, même de prononcer ces mots. C'est vraiment une honte. Et ça ne devrait pas être ainsi. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
sur le rapport du comité des affaires sociales. Je tiens à remercier mes collègues qui sont allés dans les collectivités pour entendre parler des préoccupations. Nous devons souligner l'importance des enfants, des jeunes qui grandissent. Nous voulons qu'ils soient couronnés de succès. Nous ne voulons pas qu'ils soient obligés de faire face à des obstacles. Et donc, avec le nouveau programme scolaire, j'espère que nous allons pouvoir en tirer profit. Et pour nous, c'est le conseil d'éducation du Delta Beaufort. Et il y a des collectivités dans ma circonscription où il y a un seul enseignant ou peut-être deux. Et c'est difficile, mais en bout de ligne, on veut donner tous les outils nécessaires aux élèves pour qu'ils soient couronnés de succès. Nous devons comprendre que tous les problèmes qui existent sont en raison de manque d'éducation. Et les jeunes personnes âgées de moins de 30 ans ont de la difficulté en raison de la drogue, de l'alcool. Et l'élément le plus important, c'est le manque d'éducation. Les élèves pensent qu'ils ne pourront pas réussir, mais si on donne 100%, c'est possible pour n'importe qui. C'est une question de les encourager. Et donc pour la prochaine administration, et bien entendu, il est facile de dire que les jeunes sont notre avenir. Mais on ne joigne pas les gestes à la parole. Et nous devons le faire dès maintenant. Tous les problèmes avec le logement, tous les problèmes dont nous avons parlé durant cette législature, la justice, les soins de santé, toutes ces choses seront améliorées une fois que tous les gens seront instruits. Et donc je vais m'arrêter là, mais la promotion automatique doit être éliminée dans les TNO. Ça va tout simplement signifier que nous aurons moins de travail à faire à l'avenir comme législateurs. Merci, député de Nanaquet. Je me tourne vers le député de Tunedey-Willowday. Merci. Je voudrais apporter quelques commentaires. L'éducation, c'est un droit en vertu des traités. Selon le traité 8, en fait, c'est mon arrière-arrière-grand-père qui a signé le traité. Et le traité 8 remonte à 1921. Lorsque ce traité a été signé, il a été signé avec la couronne. Le gouvernement du Canada qui était censé honorer ces traités, c'est pour ça que nous avons un gouverneur général. Et nous avons donc la commissaire des TNO. Lorsque nous prêtons serment, on nous dit de reconnaître et de respecter les traités. Et la façon dont le fédéral gère sa façon de faire vis-à-vis des peuples autochtones, ça se fait par voie des revendications territoriales et des accords d'auto-gouvernance. Ce n'est pas toutes les Premières Nations qui ont signé ces accords. Certains accords sont toujours en train d'être signés ou de négocier. À l'heure actuelle, le gouvernement fédéral a un accord signé en 1967 avec les TNO. Et beaucoup de Premières Nations ne reconnaissent pas le gouvernement fédéral comme étant leur gouvernement. Ces personnes reconnaissent les conseils autochtones.
Et ce qui se passe, nous avons réglé certaines revendications territoriales et pas mal de ces administrations sont frustrées car elles veulent améliorer l'éducation dans leur collectivité, bâtir de nouvelles écoles. J'ai demandé une nouvelle école à Dena et les dates qu'on m'a données m'indiquent que ces écoles remontent à 1987 ou 88. Je dirais que c'est encore plus tôt, en 1978, lorsqu'on avait des salles de classe portables. Donc, les administrations autochtones veulent écrire une lettre à le gouverneur général, car le gouvernement des TNO n'honore pas les traités. Et 75 cents par dollar est une contribution du gouvernement fédéral. Donc, c'est quelque chose que nous devons étudier comme gouvernement. Nous devons commencer à travailler ensemble. Bâtissons des relations et commençons à bâtir la confiance aussi. Nous avons reçu une lettre de Dilo et donc il y a beaucoup de ces entités. Et finalement, la loi sur l'éducation parfois mine le rôle des traités. Nos droits sont prévus dans la Constitution canadienne et le Conseil territorial en théorie, peut-être nous sommes mandataires du fédéral. Nous faisons le travail de la couronne. Et nous n'honorons pas les traités. Donc, ce que je veux dire, c'est, et comme je l'ai déjà dit, les administrations autochtones terminent leurs revendications territoriales et sont très frustrées car elles veulent parler directement au conseil exécutif pour que l'argent qui est fourni aux administrations autochtones leur soit fourni directement. Donc, ça leur permettrait peut-être de créer leur propre loi sur l'éducation. Donc, c'est quelque chose que je voulais dire. Je veux souligner le fait que l'éducation, c'est un droit en vertu des traités. Et je veux que le gouvernement respecte cela. Nous avons prêté serment. C'est quelque chose qui fait partie de la Constitution du Canada. Nous ne pouvons pas la changer. Et donc, à l'avenir, nous devons changer notre façon de faire. Et c'est pour ça que je me dis que nous avons besoin de discussions sur la façon d'aller de l'avant et la façon d'exister ensemble à l'avenir. À chaque fois qu'on travaille en comité et à chaque fois qu'on demande le financement de tous les ministères, je suis très frustré car je me dis qu'il n'y a pas de problème au niveau de ce financement. Et à chaque fois que les collectivités veulent quelque chose, la situation est tout à fait différente. Donc, c'est quelque chose que je voulais dire car je veux souligner le fait que nous avons des traités. Député de Cam Lake. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, alors je propose que ce comité recommande que le ministère de l'Éducation et de la Culture n'emploie crée un plan de parties prenantes qui priorise une consultation significative avec des rencontres en présentiel avec les gouvernements autochtones, les jeunes, les aînés et d'autres membres de la communauté. Merci, Madame la Présidente. La motion est recevable à l'auteur de la motion. Député de Great Slave. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais souligner l'importance de ceci. La manière dont que les membres de la communauté ont démontré leur intérêt d'informer le curriculum d'ici de l'avant et comment que les écoles sont exploitées auprès de leur collectivité. Alors, je pense que c'était une motion importante à présenter. Merci.
À l'auteur de la motion, le vote a été appelé. Tous à faveur? Tous qui s'opposent? Abstention? La motion est adoptée. Député de Cam Lake. Madame la Présidente, je propose que ce comité recommande que le ministère de l'Éducation, de la Culture et de l'Emploi rédige une loi aspirationnelle pour sa première itération de la loi sur l'éducation qui entame une approche culturellement axée, axée sur le traumatisme pour aider les résidents des territoires de l'Ouest, puis notamment les jeunes. La motion est recevable à l'auteur de la motion. Madame la Présidente, je crois que ce serait une émission si on ne mentionne pas les événements qu'on voit auprès de nos écoles. Alors, ça comprend justement la photo, une vidéo qui a été tournée à Fort Smith. J'ai rien vu dans sa vidéo qui m'a démontré justement une approche qui prend en compte les traumatismes et la culture. Et lorsque j'entends de visualiser la vidéo, c'était très perturbateur de voir qu'il y avait des commentaires. Et lorsque j'ai pris contact avec la famille, ça veut dire que l'enfant ne veut plus aller à l'école. Ils m'ont parlé justement de legs, des pensionnements, et cela avait, avait démontré l'historique des traumatismes de ces familles. Je pense que c'est une discussion que doivent avoir pendant le mandat de l'Assemblée, c'est d'avoir cette approche informée par le traumatisme, mais aussi les personnes marginalisées dans le territoire. Je vois à plusieurs reprises qu'on ne le met pas en œuvre. Alors, à titre d'exemple, il y avait justement les lettres d'assistance de revenus en train de menacer les gens que leur loyer est passé de 80 $ pour 1 600 $ parce qu'ils n'avaient pas déposé leur déclaration d'impôt. Alors, le gouvernement a beaucoup de travail pour pouvoir adopter des approches informées de traumatisme. Alors, c'est vraiment une question que leurs bottines doivent suivre les babines. C'est une motion fort importante. J'espère que tout le monde va l'appuyer. Merci. À l'auteur de la motion, le vote a été appelé. Tous en faveur? Tous qui s'opposent? Abstention? La motion est adoptée. Député de Cam Lake. Merci, Madame la Présidente. Je propose que ce comité recommande que le ministère de l'Éducation, de la Culture et de l'Emploi travaille avec les différentes entités éducatives pour promouvoir l'assistance en impliquant la communauté et les parents. Si je peux m'adresser à vous, Madame la Présidente, ça, c'est quelque chose qui a été soulevé par les commettants. On a vu plusieurs individus veulent participer et s'impliquer de manière positive en tant que groupe de parents et communauté pour trouver des solutions avec le ministère en se soutenant pour pouvoir améliorer le taux d'assistance. Alors, je pense il y a cette volonté pour utiliser la créativité pour que les élèves veulent assister à l'école et veulent demeurer à l'école. Merci. Vous devez attendre jusqu'à ce que la motion a été lue et par vos déclarations. Alors, je ne vais pas vous forcer à le répéter. La motion est recevable à l'auteur de la motion. Là, le vote a été appelé. Tous en faveur? Tous qui s'opposent? Abstention? La motion est adoptée. Député de Cam Lake. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, je propose que ce comité recommande que le ministère de l'Éducation, de la Culture et l'Emploi offre un service compréhensible pour les écoles. Merci, Madame la Présidente. Merci. La motion est recevable à l'auteur de la motion. Le vote a été appelé. Tous en faveur? Tous qui s'opposent? Abstention? La motion est adoptée. Député de Cam Lake. Merci, Madame la Présidente. Je propose que ce comité recommande que le ministère de l'Éducation, de la Culture et de l'Emploi augmente les différentes opportunités ou élargir les opportunités pour soutenir les étudiants vivant avec des handicaps, élargir les services disponibles aux les élèves vivant avec des handicaps qui vivent dans la communauté et d'augmenter les services disponibles avec les élèves ou les jeunes vivant avec des handicaps. La motion est recevable autour de la motion. Le vote est adopté. Tout ce qui est pour, contre, abstention. La motion est adoptée. Député de Cam Lake. Merci, Madame la Présidente. Je propose que ce comité recommande que le ministère de l'Éducation, de la Culture et de l'Emploi examine les différentes fonctions de soutien pour s'assurer que les professeurs et les élèves reçoivent les soutiens pour s'assurer qu'ils répondent aux besoins communautaires et
de mettre en place des résultats pour un système d'évaluation pour déterminer si les résultats espérés sont atteints. Merci. Le vote est appelé. Pour, contre, abstention. La motion est adoptée. Merci, comité. Est-ce que vous avez convenu que vous avez terminé l'examen du rapport 61-19-2? Merci, comité. Maintenant, nous avons terminé l'examen du rapport du comité 61-19-2, le rapport du comité permanent sur les affaires sociales sur le projet de loi 81. Une loi numéro 2 modifiant la loi sur l'éducation. Merci, Madame la Présidente. Je suis pour présenter le projet 80, la loi pour la loi sur l'éducation numéro 2. Le projet de 81 représente la première phase de modification qui rentre des améliorations techniques pour pouvoir améliorer le système d'éducation. La deuxième phase va aller au-delà de la 19e Assemblée pour pouvoir permettre une discussion plus approfondie avec les gouvernements autochtones, les entités d'éducation et ainsi le public concernant l'avenir de la gouvernance en matière d'éducation sur le territoire du Nord Ouest. Ce projet de loi vise à modifier la loi d'éducation de reconnaître le rôle critique que les peuples et les gouvernements autochtones ont dans l'éducation pour limiter la confusion concernant les rôles et responsabilités concernant le ministre et les différentes entités d'éducation, de protéger l'implication parentale concernant le placement des élèves dans les différents programmes et aussi soutenir le partage d'informations et ainsi que l'imputabilité. Ces modifications aident à pouvoir s'attaquer à différentes conclusions d'une évaluation interne et le rapport du vérificateur général du Canada. Ce projet de loi 81 a été informé par une consultation qui a eu lieu en 2021, plusieurs sessions pendant tout le développement de ce projet de loi. J'aimerais remercier le comité permanent pour son examen compréhensif et collaboration pour rehausser ce projet de loi à travers l'émotion. Je ne pensais pas qu'on allait arriver, mais nous voyons, j'aimerais remercier le comité permanent. Ça, c'est fin de mes propos préliminaires. Je suis prêt à répondre à toutes questions que les membres pourraient avoir. Souhaitez-vous présenter des témoins dans la chambre? Oui, merci. Sergent des armes, s'il vous plaît, escortez les témoins. Ministre, souhaitez-vous présenter les témoins pour que ce soit inscrit dans le dossier ici? À gauche, ici, le sous-ministre du ministère de l'Éducation, de la Culture et de l'Emploi, et Lord Jeffrey, avocat législatif avec la section législative au sein du ministère de la Justice. Bienvenue. Nous allons passer de tourner vers la présidente sur le président et le comité qui était responsable pour l'examen du projet de loi 81. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, la prochaine loi, une loi modifiant la loi sur l'éducation numéro 2 a passé sa deuxième lecture dans l'Assemblée législative le 31 mars 2023. A été renvoyé au comité permanent sur le développement social pour son examen. Le comité permanent a fait consultation à Yellowknife le 31 mai 2023. Par ça, on s'est appelé Northern Life, c'est du 6 au 9 juin 2023 pour une consultation sur le projet de loi. Les sessions
ont été bien assistés et les commettants et commettantes ont exprimé leurs inquiétudes. Nous avons rencontré le chef de canton de Béziers à la Première Nation et aussi on a reçu de ces 6 observations écrites pendant le processus de consultation. Le comité a mené un examen de disposition musiciens avec le ministère de l'Éducation, de l'Agriculture et de l'Emploi au mois d'août de 2021 pour pouvoir s'attaquer aux différentes préoccupations qui ont été soulevées par les différentes parties prenantes. Alors, nous avons mis de l'avant motion pour pouvoir modifier le projet de loi et que le ministre a accepté. Ça comprend le fait de biffer que les entités doivent avoir certains éléments, d'offrir un comité de surveillance, le comité pour les gouvernements autochtones et d'autres modifications. J'aimerais remercier le public pour avoir pris le temps de assister à ces consultations, d'avoir partagé des histoires difficiles concernant le système d'éducation ténois. J'aimerais remercier tous les membres qui ont travaillé sur ce projet de loi 80. J'aimerais aussi reconnaître le travail de collaboration de la part du ministère pour pouvoir nous permettre d'arriver à ce point-ci. Les députés pourraient avoir des questions individuelles. Merci, Madame la Présidente. Merci. Pouvons-nous passer à l'examen disposition par disposition? Merci. Comité, on va reporter le titre et le titre suite à l'examen. S'il vous plaît, passez à la page 3 du projet de loi. Disposition de 1 à 5, le comité est-il d'accord? De 6 à 10, le comité est-il d'accord? 11 à 15, le comité est-il d'accord? De 16 à 20, le comité est-il d'accord? De 21 à 25, le comité est-il d'accord? De 26 à 30, le comité est-il d'accord? De 31 à 34, le comité est-il d'accord? Comité, le projet pour loi, est-ce que le projet de loi 80, loi numéro 2, modifiant la loi numéro 2 est prêt pour sa troisième lecture? Oui. Merci, comité. Ce comité est d'accord que nous avons terminé l'examen du projet de loi 80. Merci, Monsieur le ministre. Merci à vos témoins. Sergent des armes, s'il vous plaît, escortez les témoins de la Chambre. Comité, nous avons convenu d'examiner le projet 93, loi sur les professions d'ingénieur et de géoscientifique et les professions en technologie des sciences appliquées. Je vais demander au ministre de l'Infrastructure de présenter le projet de loi, s'il vous plaît. Désolé. Désolé, comité. Comité, nous avons convenu d'examiner le projet 95, la loi corrective 2023. Je vais demander à la ministre de présenter le projet de loi. Merci, Madame la Présidente. Je suis ici pour présenter le projet 84 de la loi corrective 2024. L'objectif du projet 94 est de modifier plusieurs lois pour le territoire du Nord Ouest et qui propose des modifications mineures ou des erreurs ou des incohérences ont été identifiées. Chaque modification dans le projet devait répondre aux critères. Ça ne doit pas être controverse. Ça doit pas les dépenses des fonds publics. C, ça ne devait pas avoir un effet préjudiciable sur les droits. Et D, ça ne peut pas créer une nouvelle infraction ou assujettir un groupe de personnes à une infraction incitante. Le débat responsable pour les différentes lois devrait modifier les lois suite à son examen et sa approbation. Alors, les modifications proposées sont mineures, non
controverses et non substantifs et la plupart consistent d'une correction technique. Les modifications ont une nature que la préparation, l'examen législatif de chaque projet de loi pour corriger chaque loi et qui pourrait prendre le temps le gouvernement de l'Assemblée législative. Ça mène la fin des impôts préliminaires. Est-ce que vous avez des témoins? Sergent des armes, pouvez-vous escorter les témoins? Ministre, souhaitez-vous présenter votre J'aimerais inviter à nouveau je me trouve devant le président du comité permanent sur le développement social, le comité qui a examiné le projet de loi qui est pour qu'il fasse des commentaires préliminaires sur le projet de loi 94. Député Camley. Pendant la présidente, le comité aimerait faire un état concernant l'examen du projet de loi, le projet de loi corrective. Le projet de loi a passé sa deuxième lecture dans l'Assemblée législative le 2 juin 2023 a été renvoyé au comité pour son examen. Le 29 juin 2023, le comité permanent a mené un examen un article par article avec le message de justice. Le comité rapporte que le projet de loi 94 de la loi corrective 2023 est prêt pour son examen auprès du comité plénier. Merci, Madame la Présidente. Merci, député de Cam Lake. Pouvons-nous reporter les commentaires et passer à l'examen article par article? Nous allons reporter le titre et le numéro du projet de loi. Je vous invite à passer la première page du projet de loi. Les articles 1 à 5, le comité est-il d'accord? 6 à 10, le comité est-il d'accord? L'article 11 à 13, le comité est-il d'accord? Comité pour le projet de loi. Le comité est-il d'accord que le projet de loi 94, la loi corrective 2023, est maintenant prêt pour sa troisième lecture? Merci, comité. Ce comité est-il d'accord que nous avons terminé l'examen du projet de loi 94, la loi corrective 2023? Merci, ministre, et merci à vos témoins. Sergent Lambe, s'il vous plaît, escortez les témoins. Comité, nous avons convenu d'examiner le projet de loi 93, la loi sur les professions d'ingénieurs, des géoscientifiques et les professions en technologie et sciences publiques. Je vais me demander à la ministre des Infrastructures de présenter le projet de loi. Merci. Je suis ici aujourd'hui pour présenter le projet de 93, la loi sur les professions d'ingénieurs, des géoscientifiques et les professions en technologie et sciences appliquées. Le projet de loi 93 vise à abroger et remplacer l'actuelle loi sur les professions d'ingénieurs et de géoscientifiques. J'ai rencontré le comité permanent de développement économique et de l'environnement pour répondre à des questions sur le projet de loi le 18 et le 25 juillet 2023. En plus de s'engager ou de consulter avec des firmes d'ingénierie et des TNO concernant la réglementation des technologies, le ministère de l'Infrastructure a également rencontré le gouvernement du Nunavut pour discuter de la façon dont le projet de loi pourrait affecter les ingénieurs de ces territoires. Les planificateurs législatifs du Nunavut ont déjà réalisé des progrès significatifs vers un projet de loi alignant les lois de ce territoire sur notre nouvelle loi, qu'ils espèrent présenter à l'Assemblée législative de ce territoire sous peu. Cette nouvelle version de la loi maintiendra la responsabilité de la supervision des professionnels d'ingénierie et des professionnels de géosciences du territoire auprès de l'Association des ingénieurs et des géoscientifiques des territoires du Nord-Ouest, connue comme l'APEC. Le ministère de l'Infrastructure a travaillé en étroite collaboration avec le NAPEC pour élaborer ce projet de loi
afin de s'assurer que le nouveau cadre de gouvernance répondra aux besoins et aux capacités de la NAPEC tout en permettant une surveillance publique lorsque cela est nécessaire. Plus important encore, ce projet de loi renforcera la sécurité publique en obligeant les membres de la NAPEC à suivre une formation professionnelle continue tout au long de leur carrière et en confiant à la NAPEC la responsabilité de l'accréditation des technologues et techniciens en sciences appliquées qui sont actuellement des professions non réglementées dans les deux territoires. Ce projet de loi encouragera également les ingénieurs à travailler dans les territoires de deux façons, en permettant à la NAPEG d'accorder des permis d'ingénieur restreints des professionnels ayant des titres de compétences étrangers et en facilitant la reprise du travail des ingénieurs après un congé parental. Le comité permanent a indiqué son soutien à l'adoption du projet de loi 93 et je remercie les membres pour le travail d'examen du projet de loi. J'en ai terminé avec mes remarques préliminaires et je suis prête à répondre à toutes les questions des membres s'il y en a. Merci. Le ministre, souhaitez-vous présenter des témoins? Merci, sergent d'armes. S'il vous plaît, escortez les témoins dans la salle. Ministre, présentez vos témoins. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, avec Celeste McKay, ici à la gauche, sous-ministre de gestion des biens, j'ai Madame Arsenica qui représente pour nos affaires législatives au sein du ministère de l'Infrastructure. Ici, à droite, j'ai Laura Lassif qui est l'avocat législatif avec le ministère de la Justice. Et à la fin, j'ai Monsieur Mark Crump qui est directeur de conception et des services techniques avec le ministère de l'Infrastructure. Merci. Bienvenue. Je vais maintenant me tourner vers le président du comité permanent de développement économique et l'environnement, le comité qui a examiné le projet de loi pour qu'il fasse des commentaires préliminaires sur le projet de loi 93. Merci, Madame la Présidente. Le projet de loi 93, la loi sur les professions d'ingénieurs et des géoscientifiques et les professions en technologies et sciences appliquées a passé sa deuxième lecture le 2 juin 2023. Ça a été renvoyé au comité permanent du développement économique et de l'environnement sur l'examen. Le projet de loi 93 donne une association professionnelle et des nouvelles obligations et pouvoirs. Pendant la consultation, nous avons reçu des observations verbales. L'examen article par article a eu lieu le 25 juillet 2023. Le comité propose la modification de la loi pour offrir plus de renseignements en ligne et le ministre était d'accord. J'aimerais remercier le comité pour son travail d'arrache-pied parce que le comité permanent du développement économique le meilleur. Les membres individuels pourraient avoir des commentaires, des questions. Merci. Député de notre comité, pouvez-nous renoncer aux commentaires généraux et passer à l'examen article par article du projet de loi? Comité, non, on va reporter le numéro, le titre du projet de loi suite à l'examen. On va passer à travers les articles par groupe. S'il vous plaît, passez à la page 1. Alors, 1 à 10, le comité est-il d'accord? De 11 à 10, le comité est-il d'accord? De 21 à 30, le comité est-il d'accord? De 31 à 40, le comité est-il d'accord? De 41 à 50, le comité est-il d'accord? De 51 à 60, le comité est-il d'accord? De 61 à 70, le comité est-il d'accord? De 71 à 81, le comité est-il d'accord? Comité, le projet de loi
compréhensible. Le comité est-il d'accord que le projet de loi, la loi sur les professions d'ingénieurs et les géoscientifiques et les professions en technologie des sciences publiques est prêt pour sa troisième lecture? Merci. Le comité convenu veut que nous avons conclu l'examen de la projet de loi 93, la loi sur les professions d'ingénieurs et de géoscientifiques, les professions de technologie des sciences appliquées. Merci au ministre, merci à tous et toutes. Sergent d'armes, s'il vous plaît, escortez les témoins. Député de Cam Lake, quel est le souhait du comité? Madame la Présidente, je propose que la présidente fait état du progrès. Merci. Il y a une motion irrecevable et non débattable. Tous en faveur? Tous qui s'opposent? La motion est adoptée. Maintenant, je veux me lever et faire l'état du progrès. Merci. Puis-je avoir le rapport du comité plénier, député de Newvic-Twin Lakes? Monsieur le Président, votre comité est en train d'examiner les documents déposés au 9C3-19-2, document déposé 974-19, le rapport du comité 61-19, le projet de loi 81, et on aimerait faire état du progrès avec 8 motions qui ont été adoptées et que le rapport du comité 61-19-2 a été terminé et que le projet de loi 81, 93 et 94 sont prêts pour sa troisième lecture. Monsieur le Président, je propose que le rapport du comité soit adopté. Merci, député de Newvic-Twin Lakes. Est-ce que vous avez un appuyeur? Député Yellowknife Nord. Au sud. Yellowknife Sud. Tous en faveur? Tous qui s'opposent? Abstention, la motion est adoptée. 13 lectures troisième lecture du projet de loi. Le ministre responsable pour la santé et les services sociaux. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je propose, appuyé par le député de Newvic-Twin Lakes, que le projet de loi 77, la loi sur les infirmières, passe à sa troisième lecture. Et je propose que je demande un vote inscrit. Merci, Madame la ministre. La ministre demande pas une motion. Un vote inscrit. La motion est recevable. L'auteur de la motion. La ministre demande pas un vote inscrit. Tous qui sont pour, levez-vous, s'il vous plaît.
Yellowknife Centre, député Yellowknife Nord, Yellowknife de New Twin Lakes, député de Gatineau, député de Hay River Sud, député de Cam Lake, député de Inukput, député de Tunnel des Welday, député de Montfrey, député de Great Slave, député de Hyundai, député de Yellowknife Sud, député de Sawtooth, député de Range Lake, député de Inuvik Boot Lake. Tout ce qui s'oppose, s'il vous plaît, levez-vous. Abstention, s'il vous plaît, levez-vous. Le résultat du vote inscrit, c'est 15 en faveur, 0 opposition, 0 abstention. La motion est adoptée. Le projet de loi 77 a passé sa troisième lecture. 13e lecture de projet de loi. Monsieur le greffier, l'ordre du jour. Ordre du jour pour mardi, le 3 octobre 2023 à 13h30. Prière, déclaration des ministères, déclaration des députés, présentation des visiteurs dans la tribune, rapport concernant l'étude de projet de loi, rapport des comités permanents spéciaux, réponse aux questions, remerciements, questions orales, questions écrites, réponses aux questions écrites, réponse au discours d'ouverture de la commission, pétition, dépôt de documents, avis de motion, motion. Avis de motion pendant la première lecture de première lecture de projet de loi, deuxième lecture de projet de loi, études en comité plénier des projets de loi et d'autres affaires, projet de loi 23, 65, 74, 75, 78, 80, 80, 83, 84, 85 et 82. Le rapport de comité 52, 53, 55 et 62. La déclaration du ministère 2, 64-19-2. Document déposé 681-19-2. Document déposé 973-19-2 et document déposé 974-19. Le rapport du comité plénier, troisième lecture de projet de loi, hors du jour. Merci, Monsieur le greffier. Cette session est levée jusqu'à mardi le 3 octobre 2023 à 13h30. À l'ordre.